décembre 1804, à Notre-Dame, Bonaparte est sacré empereur des Français et prend le nom de Napoléon Ier. L'empereur, c'est à la fois le moyen d'avoir un pouvoir qui soit réellement royal, mais en même temps de garder une caution républicaine, c'est-à-dire qu'il est l'empereur de la République française. Menacé par la troisième coalition, il envoie ses 7 torrents à marche forcée vers les plaines du sud de l'Allemagne. Les victoires d'Elchingen et d'Ulm mettent les Autrichiens à genoux. Revers de la médaille, le 21 octobre 1805, l'armada franco-espagnole est détruite à Trafalgar. L'héroïque amiral Nelson meurt, laissant l'Angleterre devenir la maîtresse incontestée des mers. Le 2 décembre, Napoléon remporte la bataille d'Austerlitz. Les Autrichiens capitulent. Austerlitz, c'est la plus belle des batailles. C'est un modèle du genre. Le jeune tsar Alexandre Ier rentre chez lui, ruminant déjà sa revanche. L'Angleterre, comme d'habitude, a tout financé. Il faut l'étouffer commercialement. Toute l'Europe ne pourra plus accueillir de bateaux et de cargaisons anglaises. Napoléon instaure le blocus continental. Seul le Portugal ne joue pas le jeu. Quelle erreur! Automne 1806. Les grandes victoires d'Auerstadt et de Jena ont mis la Prusse à genoux. Les officiers prussiens qui, au printemps, avaient eu l'outrecuidance d'aiguiser leurs sabres sur les marches de notre ambassade à Berlin sont tous morts ou prisonniers. Le roi et la reine de Prusse, réfugiés à Königsberg, tout en espérant encore l'intervention russe, demandent l'ouverture de négociations de paix. Ils n'ont pas d'autre choix. Leur royaume est complètement envahi. Leur armée, plus de 140 000 hommes, est totalement détruite. Et le 27 octobre 1806, Napoléon entre en vainqueur à Berlin. Je ne vois désormais que les forces russes pour combattre notre armée. Les armées russes, décidées à combattre, atteignent la Vistule début novembre 1806. Elles sont commandées par Bennigsen, secondées par le général Buxhausen. À Berlin, Napoléon se prépare à partir pour la Pologne à la rencontre des Russes. Tout va se jouer sur le territoire polonais. Mais la Pologne n'existe plus en tant qu'État. En 1795, la Prusse, l'Autriche et la Russie s'étaient partagé le pays. À Varsovie, on met beaucoup d'espoir dans les Français. Les Polonais ne souhaitent qu'une chose, que Napoléon ressuscite leur nation. Si la Pologne peut me fournir 40 000 hommes de troupes fiables, c'est que la Pologne veut son indépendance. Alors je verrai ce qu'il convient de faire. Aider les Polonais à recouvrer leur pays, c'est peut-être la guerre sans fin avec la Russie et même l'Autriche. Sans oublier l'Angleterre, éternelle rivale, banquière des coalitions, qu'il faut absolument mettre à genoux si l'on veut la paix. Au XVIIIe et XIXe siècle, il est vrai que l'Angleterre et la France étaient rivaux sur le plan commercial. Ils avaient par conséquent des intérêts différents, et c'est en partie la raison pour laquelle l'opposition n'est pas idéologique, mais simplement matérielle. Et donc, nous pouvons soutenir que le conflit entre l'Angleterre et la France, pendant l'ère napoléonienne, était presque inévitable, étant donné que la France voulait élargir sa sphère d'intérêt en Europe
et que ces intérêts étaient, d'une certaine manière, directement liés à ceux des Anglais. C'est pourquoi le 21 novembre 1806, dans la capitale prussienne, Napoléon promulgue un décret impérial, le décret de Berlin, qui met en place le blocus continental. Le blocus continental n'est pas destiné à affamer l'Angleterre, comme on l'a dit parfois. C'est un blocus qui est destiné à dérégler l'économie britannique et à faire faillite, en quelque sorte, aux banquiers de Londres, comme on disait à cette époque. Celui-ci stipule que l'entrée de toute marchandise anglaise est interdite sur tout le continent européen. Toute possession anglaise, tout produit anglais sur le continent est saisi sans autre forme de procès. Alors ce blocus, il va avoir d'abord, sur le continent, un effet coup de fouet. C'est-à-dire que les marchés intérieurs vont commencer à être extrêmement actifs et le commerce va fort bien fonctionner dans un premier temps. Mais comme on fonctionne un peu en circuit fermé, à un moment donné, il va y avoir beaucoup de stocks. Et ces stocks, on n'arrivera pas à les écouler. Il va y avoir aussi l'action de Napoléon qui, s'arrange pour que des industries concurrençant les industries françaises fassent faillite. Le 25 novembre 1806, l'empereur nous rejoint sur le front. La grande armée pénètre alors en Pologne. Il fait, comme on dit chez nous, un froid de loup. La neige et la pluie tombent sans discontinuer. On s'embourbe dans les mauvais chemins de Pologne. Les soldats perdent leurs chaussures dans des ornières de boue sans fond. On marche au ralenti. Pour la première fois dans les rangs, les soldats grognent. Le 28 novembre 1806, le bouillant Murat, toujours en tête de l'armée française, entre à Varsovie. La foule en liesse nous accueille comme des libérateurs. À Posen, le 2 décembre 1806, anniversaire du sacre et d'Austerlitz, Napoléon décide de faire ériger à Paris, sur l'emplacement de la Madeleine, un temple à la gloire de la Grande Armée. Ce temple sera plus tard transformé en église. Il écrit à Joséphine: « J'ai été à un bal de ville. Il pleut, je me porte bien. Je t'aime et te désire. Toutes ces Polonaises sont françaises, mais il n'y a qu'une femme pour moi. La connaîtrais-tu ? » Pour l'instant, l'armée russe se dérobe encore. L'armée française cherche l'affrontement direct. Mais Bennigsen, ne s'estimant pas assez puissant, préfère attendre l'arrivée des renforts. Une deuxième armée russe, commandée par Buxhöwden, arrive du Niémen à marche forcée. Le 26 décembre 1806, le gros de notre armée, épaulé par la cavalerie de Murat, a engagé le combat près du village de Golimine contre le corps russe de Doktorov. Bousculé au centre du champ de bataille par les soldats russes, le combat de Golimine a manqué de tourner au désastre. On a eu chaud. Sans l'intervention énergique des cavaliers de Klein et de Milhaud, notre centre aurait pu s'effondrer. Le combat est resté longtemps incertain, mais finit cependant dans la soirée à notre avantage. Mais encore une fois, les Russes s'échappent après avoir énergiquement résisté. Enfin souffler un moment, prendre le temps de se reconstituer. Les forces russes sont battues, mais arrivent à s'échapper sans avoir été détruites, et les combats de l'aveu de Lannes ont été plus qu'acharnés. Le 31 décembre 1806, il est à Pultusk. Une dépêche qui arrive de Paris va bouleverser sa vie. La naissance de l'enfant d'Éléonore de la Plaine. Napoléon est père. C'est pour lui une révélation. Pour qu'un empire se fonde, pour qu'il fonctionne normalement, il faut que l'empereur ait un successeur qui soit issu de lui, un enfant issu de lui. Or, à ce moment-là, on se demande qui est stérile. Joséphine ne lui a pas donné d'enfant, mais pourtant, elle en a déjà eu deux, du général de Beauharnais. Donc, Napoléon, à ce moment-là, ne sait pas, au fond, s'il peut enfanter.
Et puis, alors qu'il est aux armées, on lui annonce la naissance, à Paris, d'un petit garçon qui va s'appeler Léon, et qui est manifestement le fruit de ses amours avec Éléonore de Nuel. Et donc à ce moment-là, Napoléon sait qu'il peut avoir des enfants, et des garçons, qui plus est, et partant, le sort de Joséphine est scellé. Il faut qu'il divorce, il faut qu'il se choisisse une autre épouse pour assurer la descendance. C'est son principal but à partir de ce moment-là, ce d'autant plus qu'il a été aussi victime d'une tentative d'assassinat qui aurait pu réussir, ça s'est passé à Schönbrunn, et donc s'il meurt, qui prend sa suite? Le destin de l'impératrice est désormais scellé. Le lendemain, 1er janvier 1807, il se trouve au relais de Blony, sur la route de Varsovie. Toute une foule est rassemblée là pour l'accueillir et l'acclamer. Parmi cette foule, Napoléon voit Duroc, le grand maréchal du palais, qui s'avance vers lui, tenant par la main une jeune Polonaise, les joues rougies par le froid, mais dont les yeux brillent. Cette jeune femme souhaite être présentée à celui qui peut faire renaître son pays de ses cendres. Napoléon est sous le charme, mais la foule entraîne la jeune fille loin du carrosse. Cette femme, c'est la comtesse Marie Walewska. Revenu à Varsovie, Napoléon ordonne qu'un bal soit donné et que la comtesse soit invitée. Mais les premières entrevues ne se passent pas bien. Il doit patienter. Où il est subjugué par la beauté et surtout l'intelligence de Marie Walewska, parce qu'on a toujours dit que c'était une femme très belle, mais surtout c'est une femme très intelligente. Pour vous donner un exemple, Marie Walewska a épousé un personnage qui est très âgé à l'époque, qui a plus de 80 ans, qui est le comte Walewski, et qu'elle a choisi, non pas par rapport à ses atouts physiques, on imagine bien, mais parce que c'était un patriote convaincu. Elle avait autrefois été courtisée par un russophile, quelqu'un qui était proche donc, du parti russe, et elle l'avait écarté parce qu'il ne voulait pas de la Pologne indépendante. Donc ça prouve que c'est une femme de caractère, qui a une volonté politique très forte, et c'est aussi pour cette raison que Bonaparte, Napoléon à l'époque, va en faire sa maîtresse. Napoléon dit alors de Marie Walewska « Une femme charmante, un ange. C'est bien d'elle qu'on peut dire que son âme est aussi belle que sa figure. » Les corps russes sont désormais ralliés et se regroupent en bon ordre vers le nord, vers Königsberg. Le 7 février 1807, la ville de Hof, sur la rivière Passarge, est le théâtre de combats acharnés. Ce sont les cuirassiers d'Hautpoul qui vont emporter la décision ce jour-là. Quand d'Hautpoul, victorieux, vient rendre compte à l'empereur, Napoléon l'embrasse devant les troupes qui l'acclament. D'Hautpoul lance alors ces paroles prophétiques à Napoléon. « Pour me montrer digne d'un tel honneur, il faudra que je me fasse tuer pour votre majesté. » La grande bataille que voulait l'empereur est enfin arrivée. Les deux camps sont approximativement de force égale. Nous sommes environ 50 000 avec 180 canons. En face, 60 000 Russes et 250 canons. Mais l'empereur nous disait toujours 50 000 hommes et moi, cela fait 150 000. Le 8 février 1807, au matin, le temps est exécrable. Le froid est intense, près de 18 degrés en dessous de zéro, et il neige sans discontinuer. La bataille commence véritablement au lever du jour, vers 7h30, par un très violent duel d'artillerie. Davout avance, les Français font plier la ligne ennemie et commencent à reculer. Il est 10h. Napoléon, content de cette manœuvre, ordonne à Augereau d'attaquer au centre. Le maréchal, malade, se fait attacher sur son cheval. Le vent souffle en rafale et fait tourbillonner la neige, masquant l'objectif à atteindre. 72 pièces d'artillerie ouvrent le feu. L'enfer se déchaîne.
La mitraille taille des coupes sanglantes dans les rangs français. En quelques minutes, le corps d'Augereau est quasiment anéanti. Le centre français est en danger. Un trou béant s'est formé dans le vide. Napoléon se retourne vers Murat, resté en réserve. Nous laisseras-tu dévorer par ces gens-là? Murat regroupe tous les cavaliers présents et se met à leur tête. La fameuse charge de Murat, qui est une des plus grandes charges de la cavalerie, de l'histoire de la cavalerie, puisqu'on pense qu'il y avait entre 7000 et 8000 cavaliers, qui va transpercer les rangs donc, de l'infanterie russe et qui va passer de l'autre côté, qui va revenir, ils vont recharger, ils vont revenir encore à nouveau, et quand il revient près de son empereur, il n'est pratiquement nu sur son cheval, il n'a plus que ses bottes. Ce qui m'aime beaucoup, c'est les valeurs qui animaient donc la Grande Armée. On l'a vu, c'était l'armée de la nation, il faut le rappeler, jusqu'à Friedland. C'est quand même une armée pratiquement nationale qui se bat justement contre les despotes européens, contre la monarchie féodale que représentent les États comme la Prusse, la Russie et l'Autriche. Et ils sont convaincus justement de leur destin et de leur combat. Ils se battent pour un idéal. Une anecdote célèbre dit que le colonel Lepic, commandant les grenadiers à cheval de la garde, aurait lancé ces mots avant de charger: « Soldats, haut les têtes, la mitraille, ce n'est pas de la merde ». 4000 cavaliers français sont restés sur le terrain, mais Murat a sauvé la journée. La grande charge d'Eylau est une des pages les plus glorieuses de la cavalerie française. Pendant ce temps, la bataille fait rage dans le cimetière d'Eylau. 4000 grenadiers russes attaquent en force, essayant de couper en deux l'armée française. On s'écharpe entre les tombes à l'arme blanche. Jusqu'au soir, la bataille est incertaine. Mais à 19h, l'arrivée de Ney, avec 10 000 hommes frais et dispo, persuade Bennigsen qu'il vaut mieux se retirer. La bataille est gagnée. Eylau est une bataille acharnée et une véritable boucherie. Les pertes sont effroyables. 20 000 Français et 25 000 Russes gisent sur le champ de bataille. C'est beaucoup pour un match nul. La neige est rouge de sang. Partout, les blessés s'entassent. Le lendemain, parcourant le champ de bataille, Napoléon est frappé par l'amoncellement des cadavres du 14e régiment de ligne. La mort n'a pas dérangé l'ordre où ils se sont défendus. Aucun homme n'a rompu sa ligne. Autour d'eux, la neige est pourpre. Ils sont rangés comme des moutons, lui dit le maréchal Bessières. Comme des lions, rectifia Napoléon avec vivacité en se découvrant et saluant. Après le charnier d'Eylau, l'armée française prend ses quartiers d'hiver. Exsangue, elle en a grand besoin. À cette époque, on a commencé à découvrir un certain nombre de choses. Il ne faut pas l'oublier. Berthollet avait découvert le chlore et on commençait à en faire. On avait au début du 19e, on a extrait la morphine. Enfin bref, il y avait des choses avec la chimie. La chimie a fait de grands progrès, même si le malheureux Lavoisier a été guillotiné. Donc il y avait d'éminents spécialistes, on va dire chimistes, physiciens, médecins, chirurgiens. Vous voyez, c'était une époque d'effloration absolument extraordinaire. Ces deux grands personnages de la chirurgie de l'époque ont essayé de faire avancer les soins et les modalités on va dire, d'aide aux blessés.
comme je l'ai dit, Percy était le chirurgien de la Grande Armée et Larrey le chirurgien de la garde impériale. Le médecin Larrey était fait prisonnier. Il était devant une porte de grange, on allait le fusiller. Et heureusement qu'un officier prussien est passé par là. Il a dit « Ah non, pas lui, il m'a sauvé la vie à Leipzig. » Parce que Larrey avait l'honneur du chirurgien, il soignait tout le monde, même l'ennemi. La technique phare de l'époque pour sauver les vies, c'était l'amputation. Alors, on a beaucoup parlé des amputations, on a gaussé les amputations en accusant les gens, et notamment Larrey, d'être trop interventionniste, mais encore une fois, il faut remettre les choses dans son contexte. Larrey pensait qu'effectivement, il fallait intervenir très précocement. Alors bien sûr, il y a des discussions, on disait oui, mais il y a le choc, Bon, très précocement, justement pour gagner du temps par rapport, premièrement, pas laisser les gens mourir d'hémorragie, et en tout cas anticiper le problème notamment d'infection. Et bien évidemment, une fois que le sujet a été amputé, notamment au membre inférieur, ça leur permettait d'être évacués dans de meilleures conditions. Printemps 1807, les Russes sont à nouveau sur le chemin de la guerre. En mai 1807, la place forte de Danzig, assiégée par le maréchal Lefebvre, capitule après 2 mois de siège. Le grand pont militaire de la Baltique et 800 pièces de canon sont le fruit de cette conquête. Ce fait d'armes vaudra au maréchal son titre de duc de Danzig en 1808. C'était un homme extrêmement brave, pas d'une intelligence supérieure, mais extrêmement brave, et il est notable pour 2 raisons. 1, parce que tout en n'étant pas très haut dans la hiérarchie intellectuelle de ceux qui entouraient Napoléon, il a été le premier fait duc, ce qui est quand même assez remarquable. Il a été fait duc de Danzig, et avant que les autres aient été titrés. Et on voit là quand même l'importance que Napoléon a attachée à la véritable valeur. Napoléon pensait reprendre l'offensive début juin 1807, mais Bennigsen le devance en attaquant le corps du maréchal Ney qui s'était imprudemment avancé vers les Russes. Napoléon se rue à son secours. Les Russes se dérobent, reculent vers le nord-est. Le 14 juin 1807, les Russes sont établis en demi-cercle sur une ligne entourant Friedland. Vers 17 h, l'offensive générale est lancée. Tranquille au milieu des 20 000 hommes de sa garde, Napoléon les condamne à rester l'arme au pied. Il fait détruire l'armée de l'empereur Alexandre et les derniers débris de celle du roi de Prusse par les bataillons de la ligne. Vision de cauchemar pour les 2 souverains, dont l'un voulait venger Austerlitz, l'autre Iéna. À 22 h, la bataille est terminée. Le 16 juin 1807, Königsberg tombe, pris par les troupes françaises. Les survivants de l'armée russe s'enfuient vers l'est, talonnés par la cavalerie de Murat. 3 jours plus tard, les Français atteignent les rives du Niémen, considérées comme la frontière occidentale de l'Empire russe. Alexandre Ier est découragé par ce 2e échec. Le jeune tsar s'est déjà fait étriller à Austerlitz. L'histoire est un éternel recommencement. Un vaste pavillon de toile est aménagé sur un radeau ancré au milieu du Niémen, près de la ville de Tilsit. Vers 13 h, les 2 souverains s'y rencontrent. Le prince Labanov les accompagne, seul représentant de la Prusse, mais sans aucun pouvoir réel. Napoléon, en négociateur avisé, flatte le tsar, le traitant en égal et non en vaincu. L'entrevue est plus que cordiale. Alexandre aurait prononcé alors les mots célèbres « Sire,
Je hais les Anglais autant que vous. » Et Napoléon aurait répondu « Alors la paix est faite. » Le traité de Tilsit est signé le 7 juillet 1807 entre la Russie et la France. Il est suivi le 9 juillet 1807 par un traité entre la Prusse et la France. On peut enfin respirer. La guerre est finie. Mais la paix durera-t-elle longtemps? Je n'en suis pas sûr. Par ces traités, la 4e coalition est dissoute. La carte de l'Europe est profondément modifiée. En 1807, à Tilsit, on a souvent dit que Napoléon et Alexandre, qui s'embrassent sur le radeau de Tilsit, avaient conclu une espèce de partage du monde. C'est à la fois un peu vrai, mais c'est beaucoup faux. C'est beaucoup faux parce que le traité de Tilsit, c'est le traité du vainqueur, Napoléon, qui est imposé au vaincu, Alexandre. Alexandre doit boire une potion bien amère pour obtenir la paix. D'abord, il doit accepter la création du duché de Varsovie. Deuxième élément, il doit rendre à l'Empire ottoman des territoires, l'actuelle Roumanie en gros, qu'il avait conquis. Et ça, pour la route des Russes vers les mers chaudes, c'est extrêmement important. Troisième élément, il doit abandonner toute ambition allemande. Et puis, je dirais la mesure suprême, celle qui va véritablement mettre en péril l'ensemble de l'économie russe, c'est l'obligation pour les Russes de déclarer la guerre à l'Angleterre, ce qu'ils vont être obligés de faire en novembre 1807, et ce qui va être totalement catastrophique pour leur commerce à la fois portuaire, mais aussi pour le commerce des grains, parce que l'Angleterre était le principal client de la Russie. Le Grand-Duché de Varsovie est enfin constitué, au détriment principalement de la Prusse. C'est un premier pas vers la renaissance d'une Pologne indépendante. Les nouveaux royaumes et États créés par Napoléon obtiennent une reconnaissance officielle, notamment celui de Joseph à Naples, celui de Jérôme en Westphalie, celui de Louis en Hollande, ainsi que le Grand-Duché de Bergue de Murat et la Confédération du Rhin. Le Grand Empire prend forme. Avant lui, toute cette partie de l'Europe était morcelée en une multitude de petits États, de petites royautés, de petites principautés qui ont été finalement supprimés, réarrangés, etc. N'oublions pas, si on regarde dans sa correspondance, qu'il préconisait des lois communes, qu'il préconisait une monnaie commune, ce qui évidemment, à notre époque, attire l'attention. Cette année 1807 voit la création de la Cour des comptes, une institution toujours en vigueur aujourd'hui. Sur le plan financier, c'est en 1807 que Napoléon créera la Cour des comptes, qui existe encore aujourd'hui, qui n'avait pas un rôle aussi important qu'elle en a aujourd'hui à cette époque-là, mais l'institution date de ce moment-là. Sur le plan économique, Napoléon va également créer les chambres de commerce, il va également promouvoir un certain nombre de produits, il va développer par exemple tout ce qui est industrie textile et de la soie en France de façon volontaire, c'est l'État qui en fera le développement. Il fera implanter la betterave sucrière pour pallier l'absence d'importation de sucre des colonies, etc., etc. L'Europe continentale semble enfin en paix. Mettre l'Angleterre à genoux, c'est le but de Napoléon. Son arme, le blocus économique. Sa stratégie, que tous les peuples d'Europe y adhèrent. L'Europe joue le jeu, sauf le Portugal. Cette relation particulière entre Angleterre et Portugal s'est installée dès 1707. Certaines personnes considéraient même que le Portugal faisait partie intégrante de l'Empire britannique. Cette relation commerciale était bien sûr à l'avantage des Anglais. Le Portugal était le partenaire subalterne de la Grande-Bretagne. Même après le départ de la famille royale portugaise pour le Brésil, l'Angleterre aura toujours accès au Portugal. Pour Napoléon, cela en est trop. Il déclare « La maison de Bragance a cessé de régner. Junot, à la tête d'une armée, marche vers Lisbonne. » Je pense que la question est « Pourquoi Napoléon a-t-il envahi le Portugal au début ?» Les enjeux de cette campagne étaient navals. Il était question de trouver des bateaux, mais également des marins. En effet, la France était à court de marins et d'équipements. Malheureusement pour Napoléon, les Anglais étaient au sommet et encourageaient les Portugais à partir avant que l'armée française n'arrive.
Du coup, toute la cour avait disparu et les bateaux avaient pris la mer lorsque l'armée française arriva enfin à Lisbonne. Le Portugal, dernier débouché terrestre pour les marchandises anglaises, est vital pour Londres. En urgence, les Anglais envoient un corps expéditionnaire pour empêcher la conquête du Portugal par les Français. Le Portugal, à cette époque, est le meilleur allié continental de l'Angleterre. Les Portugais et les Anglais, depuis des siècles, sont liés les uns aux autres et on pourra même dire que les Anglais exercent sur la monarchie portugaise une certaine hégémonie. Donc dans le cadre du blocus continental, Napoléon veut absolument fermer les ports européens au commerce anglais. Et donc évidemment, dans ces ports européens, ce qui le gêne le plus, ce sont les ports portugais. L'Espagne apporte son concours à l'expédition. Les Français pourront traverser son territoire. Le Portugal, allié traditionnel des Anglais depuis des siècles, n'a fait aucun cas de ce décret de l'empereur. C'est pourquoi, en 1807, Napoléon a décidé d'envahir le Portugal. Et pour envahir le Portugal, il faut dans tous les cas passer par la province de Salamanque. C'est la porte d'entrée au centre de l'Espagne ou au Portugal. C'est l'un des rares passages avec la ville fortifiée frontalière de Ciudad Rodrigo. Début novembre 1807, le général Junot, commandant l'expédition, commence sa marche à travers l'Espagne avec un corps d'armée de 28 000 hommes pour aller envahir le Portugal. Junot arrive à Abrantes le 26 novembre 1807 et atteint quelques jours plus tard les faubourgs de Lisbonne. Les souverains portugais se sont enfuis en catastrophe à destination du Brésil, la principale colonie portugaise outre-Atlantique, joyau de la dynastie des Bragances. On ne va pas les revoir de sitôt. La conquête a été fulgurante. Sous prétexte d'envoyer des renforts à Junot, Napoléon fait entrer en Espagne une armée commandée par Murat. Depuis 1795, l'Espagne est l'allié continental principal de la France. Donc il y a eu des accords, des traités qui ont été signés, mais ça n'est pas, comme toujours en diplomatie, il n'y a pas de sincérité derrière tout ça, il n'y a pas d'amitié, c'est tout simplement que l'Espagne, quand on regarde la carte, n'a pas d'autre voisin que la France. L'Espagne est une monarchie qui vient de la monarchie française, puisque c'est l'arrière-petit-fils de Louis XIV qui est sur le trône. Et donc les Français ont pris des positions en Espagne depuis très longtemps. La Révolution française n'a pas changé la situation politique, ce qui fait que les Espagnols sont obligés toujours de faire ce que leur demande Napoléon. En ce début de 1808, 4 personnages se disputent le pouvoir en Espagne. Napoléon va rapidement décider de s'approprier le trône espagnol pour y mettre un souverain aux ordres de la France. À Madrid, Charles IV est renversé par un coup d'État dirigé par son fils, l'infant Ferdinand. Il faut dire que le fruit était mûr. Godoy, le Premier ministre, est détesté par les Espagnols. De plus, il est l'amant de la reine. L'invasion napoléonienne de l'Espagne a lieu grâce à une crise importante de la monarchie espagnole. En mars 1808, le roi Charles IV et son Premier ministre Godoy ont été remplacés à la suite d'une émeute populaire aidée par certains personnages espagnols importants, comme le fils du roi, le prince des Asturies Ferdinand VII, qui est celui qui apparaît en tant que roi à ce moment-là. Que es quien aparece como rey en ese momento. Ferdinand s'installe sur le trône. Son père, le roi déchu, en appelle à l'arbitrage de Napoléon. En attendant, sous prétexte d'assurer la sécurité de la ville, Murat fait son entrée à Madrid à la tête des troupes françaises le 23 mars 1808. Le problème, c'est que pour assurer ses communications, pour assurer ses arrières, Junot va être appuyé par des corps français qui vont sans arrêt et de plus en plus pénétrer dans la péninsule espagnole et s'installer dans le nord du pays et puis descendre progressivement vers le sud jusqu'à ce que Murat, qui a été nommé lieutenant général de l'empereur en Espagne, vienne s'installer carrément à Madrid. Lorsque Murat arrive à Madrid ou près de Madrid, il n'y entre pas tout de suite. Il campe avec ses troupes à Chamartin, qui se trouve juste à côté de Madrid, mais qui n'est pas dans la ville. Il reste en dehors. Et la pression de la famille royale commence à s'exercer. Tout le monde réclame le retour de Godoy.
queremos que devuelvan a Godoy. Ce ministre mène une politique, on va dire, de double jeu vis-à-vis de la France. C'est-à-dire qu'il est bien obligé de respecter les consignes qui lui sont données par Paris, mais en même temps, il essaye de dégager son pays de cette alliance, non pas tellement pour devenir un adversaire de la France, mais pour donner un peu de souffle, un peu d'air à cette monarchie espagnole. Et Napoléon va finir par l'apprendre, puisque lorsque Napoléon entre à Berlin, il saisit des lettres qui ont été envoyées par Godoy au roi de Prusse, dans lesquelles Godoy évoque la possibilité de prendre à revers l'armée napoléonienne pendant qu'elle va aller conquérir la Prusse. Donc Napoléon, évidemment, ne peut pas le supporter, il entre dans une grande colère, il n'a pas une grande considération pour Godoy, et c'est à partir de là qu'il va essayer de régler à sa façon les affaires espagnoles. Le 14 avril, Napoléon arrive à Bayonne. Charles, la reine et Ferdinand le rejoignent quelques jours après. La comédie de Bayonne contre les Bourbons d'Espagne se met en place. En Espagne, il y a une grande querelle entre le roi Charles IV, son fils Ferdinand, et à un moment donné, il se trouve qu'il va y avoir deux rois d'Espagne, parce que l'un a abdiqué, l'autre accède au pouvoir, ce que Napoléon ne veut pas accepter, et il propose à ces deux rois, en quelque sorte, de venir le rencontrer à Bayonne, où il va arbitrer la situation. Et en fait, Napoléon va à Bayonne arbitrer en choisissant finalement un troisième roi avec un changement de dynastie, puisqu'il décide que c'est Joseph Bonaparte qui va devenir roi d'Espagne. Et il obtient d'ailleurs de la part de Charles IV comme de Ferdinand VII des abdications en bonne et due forme. Donc on pourrait dire que l'opération est parfaitement menée. On a conquis l'Espagne sans tirer un coup de canon. Murat propose par ailleurs autre chose. Il pense en effet qu'il serait bon de convoquer une assemblée de notables espagnols à Bayonne pour établir une constitution du même type que celle qu'il y a en France. L'empereur croit que les afrancesados, les partisans des Français, sont majoritaires en Espagne. Il se trompe. Napoléon a longtemps cru que les Espagnols étaient des Italiens, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il avait, lui, conquis l'Italie, assuré la paix en Italie, en tapant très fort sur la population, en n'acceptant pas les révoltes, en les réprimant de façon extrêmement sévère, et il pensait que les Espagnols étaient comme les Italiens et qu'il suffirait de les noyer sous le nombre avec un service d'ordre, si je puis dire, extrêmement développé pour que ce peuple ne bouge pas. Et ça, c'est une des erreurs importantes qu'il crée. Et il la crée, je dirais presque de bonne foi, parce que tous ses envoyés dans la péninsule lui envoient des lettres qui lui disent « Mais il n'y a que vous, Majesté, qui puissiez résoudre tous les problèmes de l'Espagne. L'Espagne vous attend, vous serez accueillis en triomphateur. » Pourquoi écrivent-ils ça? Parce que, tout simplement, les ambassadeurs ne fréquentent que les partisans des Français au sein de la cour d'Espagne. Et en Espagne, les élites espagnoles étaient effectivement pro-françaises, parce que éduquées. Mais la plupart du peuple en Espagne ne sait ni lire ni écrire, et sous la coupe du clergé. C'est un régime extrêmement rétrograde par rapport à ce qu'il y a de l'autre côté des Pyrénées, par rapport à ce qu'il y a en France. Et donc cette guerre, au départ, les choses se sont pas trop mal passées, mais ça a tout de suite extrêmement dégénéré, parce qu'on enlevait le pouvoir au clergé. Et ça, le clergé ne l'a pas supporté. Le 2 mai 1808, sous l'impulsion du clergé, la population madrilène se soulève. Partout, nos troupes sont prises à partie et massacrées par des fanatiques. La répression va être sanglante. Pendant 2 jours, les combats vont se poursuivre et les exécutions se multiplier. Ces 2 journées vont avoir un témoin privilégié, le peintre espagnol Goya. Il va raconter sa vision de ces 2 journées d'enfer au travers de 2 tableaux devenus mondialement célèbres, le Dos et le 13 de Mayo. Il montre l'horreur de la guerre, mais pas seulement du côté français, du côté espagnol aussi. C'est comme un arbitre qui n'a pas de clan. Il se sent comme un homme de l'univers et de là, il voit la tragédie. Il constate de quelle manière les Espagnols tuent des soldats français, c'est-à-dire avec une atrocité sans précédent, mais aussi la répression des soldats français contre le peuple, qui est très froide, sanguinolente, atroce, comme on le voit dans les gravures. Sanguinolenta, atroz, lo muestran en los grabados. Por tanto, los grabados... Madrid, el 2 de mayo
À Madrid, le 2 mai, l'armée espagnole se trouvait dans les casernes car, sur ordre du gouvernement, les soldats n'avaient pas le droit de sortir dans la rue dans la mesure où la France et l'Espagne étaient alliées. Donc le soulèvement de Madrid a été suivi à 99% par des civils, des citoyens de Madrid. C'était la première fois que le peuple sortait dans la rue pour se battre contre les Français. Joseph Bonaparte devient roi d'Espagne sous le nom de Joseph II. Il cède la couronne de Naples à Murat. Dès l'entrée des troupes françaises en Espagne, il y a eu beaucoup de problèmes avec les villages et les paysans, à propos de la réquisition des vivres et du logement des troupes dans les villes. Il y avait des excès de la part des soldats et l'attitude des Français était plutôt arrogante en occupant, ni plus ni moins, la forteresse de Pamplune, qui était l'une des plus importantes de son époque, ou celle de Montjuïc, à Barcelone. Il y avait un ressentiment général. De plus, fait particulièrement aggravant, les armées françaises traînent derrière elles un parfum d'anticléricalisme révolutionnaire qui est à l'opposé d'une population pieuse et irrévocablement attachée à ses principes religieux. Le problème qui se pose en Espagne, c'est que les institutions, pas seulement les autorités, mais aussi les institutions les plus importantes du pays, n'assument pas le pouvoir. Donc, en cette absence de pouvoir, on assiste à des soulèvements populaires dans les villes où il y a des troupes françaises. Et la foule demande aux autorités espagnoles de déclarer la guerre aux Français. La multitud pide a las autoridades españolas que declaren la guerra a los franceses. Lancé par le clergé, manipulé par certains grands d'Espagne, le peuple devient hostile aux Français. Napoléon ne comprend pas ce peuple espagnol. Il ne comprend pas la cruauté de cette guerre, il ne comprend pas les exactions qui sont de part et d'autre totalement, et il ne comprend pas pourquoi ce peuple à qui il voulait apporter non pas les Lumières, mais au moins l'égalité, le code civil, etc., tous les bienfaits que les Français avaient au fond assez bien accueillis, et il ne comprend pas pourquoi ce peuple, son clergé et même ses élites ne veulent pas entendre parler d'un changement de dynastie. Le clergé a été l'élément de cohésion du peuple espagnol contre l'envahisseur, car la religion avait toujours été un élément très important de la vie quotidienne des Espagnols. Comme il s'agissait là d'une république qui avait coupé la tête au roi, d'un empereur qui voulait abolir les ordres religieux en dispersant les moines, en éliminant la Sainte Inquisition et en établissant la liberté de culte. Une société qui tendait plus vers la laïcité. Par conséquent, tout ceci a eu un impact très fort dans l'esprit populaire. Et donc les prêtres ont eu un public pour leurs activités et pour leur propagande anti-français et surtout anti-révolutionnaire. Y por lo tanto los curas tuvieron un público para sus actividades y para su propaganda antifrancesa y sobre todo antirrevolucionaria. Rapidement, c'est une guérilla organisée, systématique et meurtrière qui va se généraliser dans toute la péninsule. L'un des éléments les plus réussis des campagnes espagnoles est la guérilla. Les hommes se mettent derrière les lignes françaises et brisent les voies de communication. Ils attaquent et placent des explosifs. De manière générale, c'est ce que font la plupart des forces terroristes aujourd'hui. Les conséquences politiques de la guerre va être une guerre différente, une guerre de guérilla que Napoléon ne pourra pas gagner car c'est un genre de guerre auquel il n'est pas préparé. Les maquisards, comme on dirait en France, luttent contre lui et ils le font avec une grande efficacité. La guérilla était constituée de civils, et très souvent aidés par leurs familles. Cette guérilla, cette guerre urbaine, a provoqué l'élargissement du conflit aux villes, aux villages, aux campagnes, et l'implication de la population tout entière dans cette guerre totale qui avait lieu pour la première fois en Espagne. La guerre d'Espagne devient sanglante, hideuse,
avec son cortège d'exactions et d'atrocités. Le 22 juillet 1808, imprudemment avancé en Andalousie, le général Dupont capitule à Belém, face aux armées espagnoles de la junte de Séville, commandées par le général Castanos. Avec la bataille de Belém, on assiste à un choc dans toute l'Europe, car c'est la toute première fois que l'armée française est défaite en race campagne. Elle se rend pour des raisons, j'allais dire, tactiques, militaires, ils sont quasiment encerclés, et puis elle se rend aussi parce que les troupes sont épuisées, assoiffées, bref, tout le monde en a assez, et le général, plutôt que de mener un combat meurtrier et inutile, va négocier la capitulation. Alors on a bien sûr mis sur le dos du général Dupont, puisque c'est son nom, toute la responsabilité de la défaite de Bailén. Or il se trouve que dans les semaines qui précédaient, celui qui était à ce moment-là commandant en chef des troupes en Espagne, qui s'appelait le général Savary, qui a été plus tard ministre de la police de Napoléon, il remplaçait Murat à ce moment-là, le général Savary a à plusieurs reprises alerté l'empereur sur le fait que le général Dupont était un peu trop avancé, et que peut-être faudrait-il lui envoyer des renforts. Et on a les lettres de Napoléon, qui écrit à Savary, Napoléon est pratiquement à 1000 km de là, à ce moment-là, qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous connaissez à l'art de la guerre? Ne vous occupez pas de ces sujets, cela ne vous regarde pas, c'est moi qui comprends. » Le 1er août 1808, prenant tout le monde de court, les Anglais débarquent au nord du Portugal. Un corps expéditionnaire commandé par Arthur Wellesley, le futur duc de Wellington. Plus de 15 000 soldats anglais entament une marche vers le sud à la recherche des forces de Junot. La rencontre a lieu le 21 août 1808 près de la ville de Vimiero. Aidés par les restes de l'armée portugaise, les troupes anglaises corrigent les Français. Pour les Anglais, la première campagne portugaise est un succès avec la bataille de Vimiero, gagnée par Wellington. Même si la convention de Centra est jugée trop laxiste, trop généreuse avec les Français, ces derniers sont boutés hors du Portugal à la fin de la campagne. Fin août 1808, le général Junot signe la convention de Sintra. 20 000 Français sont contraints de quitter le Portugal. Napoléon décide alors de prendre les choses en main. Il se rue en Espagne, rameute au passage toutes les troupes disponibles et prend le chemin de Madrid dont il faut s'ouvrir la route. Le 30 novembre, Napoléon est au pied du col de Somosierra, 1500 mètres d'altitude, le dernier verrou sur la route de Madrid. La seule bataille dans laquelle est intervenu Napoléon en Espagne est celle de Somosierra. Il l'a dirigé personnellement, un peu offensé car il avait perdu ses généraux à Bailén. Il est venu à Madrid mettre en place une fois de plus son frère Joseph. Il avait donc une grande armée et le seul site qui offrait une possibilité naturelle pour mettre en place une stratégie et l'arrêter dans la montagne, c'était ici. Les généraux espagnols n'avaient sûrement pas envie de venir là, pensant qu'ils allaient probablement perdre contre Napoléon. No quisieron muchos venir aquí porque perdían, seguro, con Napoléon. L'endroit est défendu par 10 000 Espagnols et 16 canons. Regroupés en 4 batteries disposées en échelon sur 2500 mètres de part et d'autre du défilé. On tire à mitraille, les canons forment un formidable obstacle à enlever. L'infanterie française lancée à l'assaut piétine et se fait hacher. Sur les ailes, les tirailleurs ne réussissent pas non plus à progresser. L'empereur s'impatiente et comprend que le col doit être pris au plus tôt, sous peine de coûter très cher en hommes. Y entonces Napoléon
Napoléon, au matin du 30 novembre, a attaqué comme à son habitude le matin avec quelques bataillons polonais qu'il avait emmenés avec lui. Et lorsque le général Piré, un de ceux qui l'accompagnaient dans la bataille, lui a dit qu'il ne pouvait pas passer parce qu'il y avait des batteries de canons, il lui a répondu très fâché qu'il n'avait jamais entendu ces mots et il a annoncé aux Polonais « Enlevez-moi ça ». Donc, le bataillon polonais a attaqué d'une façon très audacieuse et suicidaire, car en réalité, il s'agissait de boucher les canons avec des chevaux et avec des corps humains. Et ils y sont arrivés. Et on dit qu'en quelques minutes, Napoléon était presque en haut du col. Les cavaliers polonais se lancent au galop en colonne, étrier contre étrier, dans le défilé. La charge est irrésistible, elle emporte tout. La première, puis la deuxième, puis la troisième batterie sont culbutées. Les sabres des chevaux légers font voler des têtes d'Espagnols. Quel courage ces Polonais, avec leurs chapeaux bizarres. Les défenseurs espagnols du col ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi rien, ni les deux barrages précédents, ni leur propre salve, n'a pu arrêter l'assaut des cavaliers ennemis. Ces Français sont des démons invulnérables. 7 minutes ont suffi pour remporter la décision. Vous êtes digne de ma vieille garde. Je vous reconnais pour ma plus brave cavalerie, dit Napoléon le lendemain aux survivants de cette charge héroïque. Alors c'est le haut fait qui est connu des lanciers polonais à ce moment-là, tout à fait justifié, et qui, comment dire, va rapprocher encore ces soldats polonais de la personne de Napoléon, auquel ils sont extrêmement fidèles. Madrid, le 4 décembre 1808, ouvre ses portes aux conquérants. Il menace de traiter l'Espagne en pays conquis si elle refuse de reconnaître Joseph pour roi. Les Madrilènes s'obligent à faire contre mauvaise fortune bon cœur. Le frère de l'empereur s'installe au palais royal. Napoléon va pendant son séjour dans la capitale espagnole, Madrid, du 5 au 22 décembre 1808, tenter de se concilier le peuple espagnol par plusieurs mesures importantes. Cela va dans le sens du progrès, bien sûr, mais j'ai des doutes sur la réussite de ce projet. Tout d'abord, il va supprimer le tribunal de l'Inquisition, de sinistre mémoire. Il va aussi réduire des 2/3 le nombre de couvents sur le territoire espagnol. Ensuite, il va abolir les douanes entre les provinces et les droits féodaux. Enfin, il va créer une cour de cassation pour tout le royaume. Mais malgré tout, le peuple espagnol reste irréductiblement hostile à l'empereur. Ce n'est pas étonnant. De plus, Napoléon doit regagner la France de toute urgence. En effet, début 1809, Vienne relance les hostilités en Europe du Nord. La campagne d'Autriche commence. Elle sera difficile. Les Français font face aux Russes. Après le charnier d'Eylau, l'armée française prend ses quartiers d'hiver. Exsangue, elle en a grand besoin. Printemps 1807, les Russes sont à nouveau sur le chemin de la guerre. La victoire de Friedland en juin 1807 mettra un terme à la 4e coalition. Napoléon et Alexandre signent le traité de paix de Tilsit. C'est le traité du vainqueur, Napoléon, qui est imposé au vaincu, Alexandre. Alexandre doit boire une potion bien amère pour obtenir la paix. Pendant ce temps, Junot, chargé par l'empereur d'envahir le Portugal, fait une entrée victorieuse à Lisbonne le 30 novembre 1807. Dans la
Espagne, la famille régnante et le Premier ministre se battent pour le pouvoir. Napoléon en profite pour installer Joseph, son frère, sur le trône. Le rôle que veut lui faire jouer Napoléon, le costume en tout cas est trop grand pour lui. Mais il a commis une grave erreur. L'Espagne est profondément religieuse. Cette guerre d'Espagne a été la cause première des malheurs de la France, écrira Napoléon. Pour ce clergé, les Français sont contre Dieu. Ce sont les principes de la Révolution qui vont s'installer en Espagne, ce que le clergé espagnol ne veut pas. Partout, c'est l'émeute. Le conflit s'enlise. Fin 1808, en Espagne, Napoléon a réussi à redresser une situation dangereuse. La magnifique charge des chevaux légers polonais à Somosierra a ouvert la route de Madrid. L'empereur y a fait son entrée en vainqueur le 4 décembre 1808. Belle et chevauchée, mais pour quel résultat? Son frère, l'incompétent Joseph, récupère sa capitale perdue quelques semaines plus tôt. Il est maintenant manifeste que les Espagnols ne veulent pas des Français. Je l'avais prédit. Mais nul ne s'attendait à se heurter à la volonté de tout un peuple, soudé derrière sa noblesse et fanatisé par le clergé, ni aux atrocités d'une population à peine sortie du Moyen-Âge. En décembre 1808, à Madrid, Napoléon réforme à grande guide. Il supprime le tribunal de l'Inquisition de sinistre mémoire. Il abolit les droits féodaux, synonymes d'esclavage pour le peuple. Il réduit l'influence du clergé. La majorité de leurs terres, de leurs bâtiments sont vendus comme biens nationaux. Il crée une cour de cassation, premier pas vers une égalité devant la loi. Mais l'Espagne n'est pas prête à accepter toutes ces réformes. L'autre grande erreur a été de déprécier la religion catholique. Les préjugés d'un Français héritier de la Révolution l'amenaient à croire que l'Espagne était dirigée par des prêtres et par la Sainte Inquisition. Une Espagne noire, une Espagne désuète, alors que cette image était fausse. Il existait un mouvement d'instruits qui avait fait de grandes réformes, de grandes avancées vers la modernité, juste moins rapides que ce qui s'était passé en France. Mais, ceci étant dit, le clergé a été un élément de cohésion du peuple espagnol contre l'envahisseur. Pendant que Napoléon entre à Madrid, nos autres corps d'armée ne restent pas inactifs. Dans le nord, le général Gouvion-Saint-Cyr, à la tête de 30 000 soldats, s'empare de la forteresse de Rosas et entre à Barcelone le 16 décembre 1808. En quelques semaines, on a presque conquis toute la Catalogne. Seule la ville de Tarragone nous résiste encore malgré le siège mis en place. Le 21 décembre 1808, le maréchal Moncey, de son côté, arrive devant Saragosse. Il en recommence le siège qu'il avait dû lever en août 1808 sous la pression des troupes espagnoles. L'heure de la revanche a sonné, elle va être terrible. Sus aux Anglais. Le 22 décembre 1808, l'empereur quitte Madrid à la poursuite de l'armée de la perfide Albion. Le passage de la Sierra de Guadalajara enneigé est un calvaire. Le temps est affreux, glacial. Soult, sur la route de la Corogne, bat les Anglais. Le général Moore y laisse la vie. Les restes de l'armée défaite abandonnent la péninsule en toute hâte. Le 17 janvier,
Napoléon quitte Burgos. Le 22 janvier 1809, Joseph, qui avait dû s'enfuir quelques mois plus tôt, retrouve son trône de roi d'Espagne. Mais c'est un roi brouillon, indécis. L'homme n'est pas taillé pour la fonction. L'Espagne est à feu et à sang. La guérilla, cette hydre aux milliers de têtes, va atteindre son but. Le conflit s'enlise. Dans les premiers jours de 1809, on met pour la deuxième fois le siège devant Saragosse. Face à nos 30 000 hommes commandés par le général Moncey, le général espagnol Palafox aligne 25 000 soldats et une milice de 20 000 paysans fanatiques. La ville est bombardée jour et nuit. Les victimes sont innombrables. Mais les Espagnols refusent toujours de nous livrer la capitale de l'Aragon. Ça a été un épisode terrible parce que les Français ont vraiment dû prendre la ville maison par maison. Ça a été absolument un siège abominable. Les Espagnols se sont battus et ce qui est intéressant, c'est que tous les Espagnols se sont battus. Aussi bien les femmes, aussi bien les enfants, aussi bien les religieux, aussi bien... Tout le monde se battait contre les Français. De toute façon, ceux qui étaient pro-français avaient déjà été tués par les Espagnols. Donc le problème était réglé. Le 20 février 1809, Palafox, malade, accepte enfin de signer la reddition de la ville. Le bilan est effroyable. La ville est un champ de ruines et presque 55 000 Espagnols, civils et militaires sont tombés sous nos coups. Une vraie boucherie. Ces Espagnols sont fous de nous résister. La guerre d'Espagne va déstabiliser Napoléon de plusieurs façons. D'abord, parce qu'il va être obligé de laisser en Espagne ses meilleures troupes. Des soldats aguerris, des soldats qui marchaient exactement comme il le souhaitait, qui manœuvraient dans les règles de l'art. Et ces soldats-là, qui vont être les premiers à arriver en Espagne, beaucoup vont y rester, et beaucoup ne seront plus sur les autres théâtres d'opération plus tard, et notamment la campagne contre l'Autriche en 1809, qui va être une campagne extrêmement difficile pour Napoléon. À Paris, le 12 avril, Napoléon apprend par le télégraphe le passage de l'Inn par les Autrichiens. Quelques heures plus tard, il est en voiture. À Vienne, on se dit qu'il est temps d'effacer l'humiliation d'Austerlitz. En reprenant les armes contre les Français, les Autrichiens viennent de rendre un grand service aux Anglais. L'armée autrichienne est forte de 300 000 hommes et de 700 pièces de canon. Les Français n'alignent que 230 000 hommes et 560 canons. Mais ce sont les soldats d'Austerlitz, d'Iéna et de Friedland. Pour rendre à l'Allemagne son indépendance et son honneur national, dixit l'archiduc Jean, la Bavière est envahie. L'empereur va tourner l'armée ennemie par le sud et la couper de Vienne. En 5 jours, les Français vont chasser les Autrichiens d'Allemagne. L'archiduc Charles attaque les Français autour d'Eckmühl. Davout encaisse avec héroïsme les premiers chocs, mais Napoléon débouche sur le champ de bataille. Nos 4 divisions bousculent les Autrichiens qui cèdent peu à peu du terrain. Une tentative de contre-attaque de la cavalerie autrichienne est stoppée net par une intervention énergique de nos cuirassiers. Au cul de fer ont sauvé la journée. La vaillance et l'initiative de Davout vont lui valoir le titre de prince d'Eckmühl que lui décerne Napoléon en le félicitant chaleureusement de cette belle action. Devant les murailles de Ratisbonne, une balle l'atteint au pied. Il écrit à Joséphine « La balle qui m'a touché ne m'a pas blessé. Elle a à peine rasé le tendon d'Achille. Ma santé est fort bonne. » Les Autrichiens ont cessé de reculer. Ils se sont retranchés au nord du Danube après avoir détruit tous les ponts sur le fleuve. Vienne, laissée ville ouverte pour éviter la destruction, est occupée pour la deuxième fois de son histoire par les Français. Le 13 mai 1809, Napoléon s'est installé à Schönbrunn, un mois après avoir quitté Paris. En 1809, son séjour a duré plusieurs mois.
Il a de nouveau établi ses quartiers et ses troupes à Schönbrunn. Schönbrunn est un site très étendu qui a été transformé en château résidentiel sous Marie-Thérèse. Et ici, il y avait bien sûr assez de place pour loger toutes ses troupes. Ce soir-là, alors qu'il fait la ronde des factionnaires, un soldat nommé Coluche, ne l'ayant pas reconnu, dit à l'empereur « Si tu avances, je te fous ma baïonnette dans le ventre ». L'anecdote est célèbre. Pour en finir avec les Autrichiens, il faut passer le Danube en s'appuyant sur l'île de Lobo. Le 20 mai, à midi, tous les ponts de bois sont terminés. 24 000 fantassins et 5 500 cavaliers ont pu traverser, mais les voilà pris au piège. Une soudaine crue du fleuve et les brûlots ennemis ont détruit les ponts. Le 21 mai au matin, l'archiduc Charles attaque les villages d'Aspern et d'Essling, tenus par Masséna et Lannes. Toute la journée, les villages changent de main. La vaillance des Français compense leur infériorité numérique. Au fur et à mesure, les batailles deviennent de plus en plus dures à gagner, pour deux raisons. D'abord, parce que l'armée française se vide de ses officiers, mais aussi parce que ses opposants comprennent de mieux en mieux sa mécanique. Eylau fut difficile, tandis que Friedland fut une victoire parfaite. Mais ensuite, on arrive aux grandes batailles d'Autriche en 1809, comme Essling, qui deviennent des batailles de position plus que de mouvement. La nuit vient mettre un terme au sanglant combat. Accablés de lassitude, Français et Autrichiens s'accordent quelques repos. Entre-temps, les prisonniers ont réparé les ponts. Les Français se retirent sur Vienne. Les Autrichiens, pour la première fois, ont marqué un point. C'est durant cette journée que le rebond d'un boulet fracasse les jambes du maréchal Lannes. Napoléon se précipite à son chevet. « Lannes, c'est ton ami, c'est Bonaparte. Tu nous seras conservé. » Le maréchal esquisse un pâle sourire. 8 jours après, il était mort. Napoléon perdait un ami, le seul de ses maréchaux qui le tutoyait. Napoléon sera très frappé par la mort de Lannes, parce que c'est le premier maréchal tué au combat, et il l'aimait beaucoup. Lannes était un homme intelligent, c'est sûr, un très bon tacticien, sans doute un des meilleurs. On n'a pas pu le savoir plus longtemps, puisqu'il est mort en 9, donc. Mais c'était quelqu'un de tout à fait, encore une fois, d'estimable, et sa mort a frappé Napoléon. Alors on a raconté beaucoup que Lannes, sur son lit de mort, avait recommandé à Napoléon de ne pas faire des guerres incessantes. Pendant tout le mois de juin, Napoléon a renforcé les positions de l'île de Lobo. Cette fois, plusieurs ponts solides sont construits et ne pourront être détruits. Le 5 juillet 1809, le passage des troupes françaises sur la rive nord s'effectue cette fois sans problème. La grande bataille tant attendue par Napoléon commence près de la ville de Wagram. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1809, les Français qui étaient dans l'île de la Lobau ont franchi les ponts qui permettaient de passer dans le Marschfeld et ont fait un déploiement en éventail parfaitement organisé et synchronisé comme à la parade. Nous avons ici le plan de la bataille de Wagram, ou plutôt le plan de la bataille qui s'est déroulée à Wagram. Ici, ce sont les positions des troupes françaises, environ 160 000 hommes. Le quartier général était situé sur l'île de Lobo, l'île Napoléon. Napoléon est arrivé ici, sur la rive droite du Danube, en direction de Vienne. Il a dû passer environ 16 ponts par-dessus le Danube pour arriver à l'est, sur la plaine de Marchfeld. Ici, ce sont les positions des troupes autrichiennes. Le champ de bataille se trouvait en réalité entre Markgrafenfeld et Wagram. Cela fait 9 km. Au matin du 6 juillet 1809, l'archiduc Charles attaque, tentant un double enveloppement sur nos flancs. Mais malgré ses efforts, il ne parvient pas à enfoncer nos lignes. Pour nous, un seul mot d'ordre, tenir bon. Au centre, l'empereur fait alors disposer une grande batterie de 100 pièces de canon. Après une forte préparation d'artillerie, il lance les régiments d'infanterie de MacDonald et d'Oudinot à l'attaque. Les lignes autrichiennes, éprouvées par le feu de nos canons, sont enfoncées.
le centre autrichien craque. L'armée autrichienne recule partout et déroute en désordre. Au soir, le terrain reste en notre possession. La bataille est gagnée, mais elle nous a coûté cher. L'armée pleure la mort du général Lassalle, tué d'une balle dans le front. Lui qui disait « Tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans est un Jean Foutre », avait 34 ans. La veille de la bataille de Wagram, où Lassalle va disparaître, justement, il casse sa pipe, la fameuse pipe de Lassalle qu'il arborait dans toutes les batailles. Et il va près de son aide de camp et il raconte et lui dit « C'est pour demain ». Il était sûr qu'il allait mourir le lendemain. Le gendarme a sa pipe d'accrocher dans son chapeau. Toutes les heures, il devait y avoir une halte aux pipes. C'était pas officiel, c'était pas dans le règlement, mais c'était comme ça qu'il fallait faire pour que les troupes puissent se reposer, fumer. Le soldat, quand il était soigné, on lui mettait la pipe dans les dents et s'il mourait, il lâchait et la pipe cassait. Napoléon finit par gagner, mais c'est vraiment beaucoup plus pénible que la campagne de 1805, par exemple. On voit que ses adversaires étudient son système de guerre et qu'ils l'étudient, qu'ils prennent dans son système ce qui peut leur servir et qu'ils pensent comment c'est ce qu'on va pouvoir le contrer. MacDonald, Oudinot et Marmont sont nommés maréchaux. Napoléon refuse de recevoir Bernadotte, qui, comme d'habitude, a fait preuve de faiblesse durant la bataille. Le 12 juillet 1809, l'Autriche dépose les armes et signe un armistice à Znaïm. La campagne d'Autriche est terminée. Le traité de Schönbrunn qui va suivre va encore accroître les possessions de l'Empire. Je ne suis plus ministre depuis août 1807. Pourtant, Napoléon continue parfois à me consulter. L'empereur est prisonnier de ses victoires, condamné à vaincre ou à disparaître. La France pourra-t-elle le supporter longtemps? Et moi, dois-je rester sans rien faire? Pour l'instant, le temps n'est pas encore venu. Patience. Durant cette campagne d'Autriche, les événements se sont précipités dans la péninsule ibérique. Le 22 avril 1809, un corps expéditionnaire anglais comprenant 25 000 hommes sous le commandement de Wellington débarque au Portugal. La marche vers le nord et vers l'est à la rencontre des armées françaises commence. Début mai, Coimbra tombe aux mains de Wellington. Les Anglais talonnent les forces françaises, obligées de se replier. Elles doivent abandonner le Portugal face à un ennemi supérieur en nombre, bien organisé et bien commandé. Peu après la grande victoire de Wagram, Wellington reprend l'offensive en Espagne et se dirige plein est vers Tolède. Le choc décisif a lieu les 27 et 28 juillet 1809, près de la ville de Talavera de la Reina, sur les bords du Tage. Victor dispose de près de 46 000 soldats français, tandis que Wellington, ayant regroupé les divers corps d'armées espagnols, peut compter sur près de 100 000 combattants. L'aide anglaise lors de la guerre d'indépendance contre Napoléon était très importante. Au début de la guerre, nos alliés étaient les Français et les Anglais étaient nos ennemis traditionnels de l'Espagne depuis des siècles. Tout ceci a soudainement changé au moment où les troupes impériales ont envahi l'Espagne. Et ceux qui avaient été nos ennemis depuis des siècles sont devenus nos meilleurs alliés. La bataille reste longtemps indécise. Et Victor, au soir du deuxième jour, semble sur le point de faire céder les forces ennemies.
Il faut dire que la bataille a été cruelle. On dit que ce sont les Espagnols et les Anglais qui ont gagné. C'est faux. En théorie, ce sont les Espagnols et les Anglais qui ont gagné. Mais au début, ce n'était pas le cas. Ils ont tous perdu. C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Personne n'a gagné, personne n'a perdu. Parce que des milliers et des milliers de soldats ont perdu la vie au cours de cette bataille, aussi bien du côté français que du côté espagnol ou anglais. La bataille a duré 2 jours. 2 jours impossibles, terribles, un bain de sang. Le fleuve était plein de sang, le ruisseau de la Portiña était plein de sang. À ce moment, contre toute logique, Joseph, roi d'Espagne, ordonne le repli général des forces françaises. L'occasion de détruire l'armée anglaise est définitivement perdue. Resté maître du terrain, Wellington est cependant incapable de reprendre l'offensive. Il se replie en bon ordre sur le Portugal et renforce sa position. L'année 1809, notre ami Talleyrand s'en souviendra. Surtout cette journée du 17 janvier. Convoqué aux Tuileries, il subit les foudres de l'empereur. Fidèle à son habitude, Talleyrand complotait avec les ennemis de la France. Talleyrand, progressivement, va se rendre compte que la dérive, on peut le dire, de Napoléon dans telle ou telle tentative, en Espagne, dans un premier temps, à l'encontre ensuite de la Russie, va écarter les 2 hommes. Petit à petit, l'ambiance entre les 2 hommes va se gâter et de plus en plus, à la fois Talleyrand sera en opposition avec la politique de Napoléon et Napoléon commettra une erreur vis-à-vis d'un personnage de cette ampleur, c'est qu'il va l'humilier beaucoup sans jamais le sanctionner. Lorsqu'on lui retire le ministère des Relations extérieures, mais qu'on l'emmène quand même aux grandes négociations d'Erfurt avec le tsar, Talleyrand s'entremet avec le tsar et lui dit « Mais c'est vous qui allez sauver l'Europe, car c'est vous qui devez résister à Napoléon. » Alors certains ont appelé ceci une trahison. C'est sûr que vis-à-vis de Napoléon, ça n'était probablement pas un grand signe d'amitié, et on peut appeler ça une trahison. Mais par rapport à la vision européenne qu'avait Talleyrand, on peut dire que c'est aussi une grande continuité de ses propres idées sur l'organisation du continent, qui est, rappelons-le, un continent équilibré, un continent en paix, et un continent qui vit surtout parce qu'il fait des affaires, une sorte d'Européen avant l'heure. En Italie, la Toscane est annexée à l'Empire et le pape est assigné à résidence. Devant son refus d'appliquer le blocus continental, les Français ont envahi les États pontificaux. Même si les catholiques français finalement savent très mal ce qui se passe, la captivité du pape à Savone puis à Fontainebleau est peu connue, il y a une poignée de catholiques qui se mobilisent, qui en particulier diffusent à travers la France, en la recopiant, alors c'est très artisanal, la fameuse bulle d'excommunication fulminée par le pape contre Napoléon, ou plus exactement il ne cite pas Napoléon mais contre les auteurs de l'acte qui a consisté à intégrer Rome à l'Empire. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on voit se dessiner une opposition catholique à l'Empire, qui se double d'une opposition monarchiste. Joséphine aussi n'oubliera pas 1809. Le 15 décembre, devant toute la famille impériale, Napoléon explique « J'ai perdu l'espérance d'avoir des enfants de mon mariage avec ma bien-aimée épouse l'impératrice Joséphine. C'est ce qui me porte à sacrifier les plus douces affections de mon cœur, à n'écouter que le bien de l'État et à vouloir la dissolution de notre mariage. » Il faut qu'il divorce, il faut qu'il se choisisse une autre épouse pour assurer la descendance. C'est son principal but à partir de ce moment-là. Ce d'autant plus qu'il a été aussi victime d'une tentative d'assassinat qui aurait pu réussir. Ça s'est passé à Schönbrunn. Et donc, s'il meurt, qui prend sa suite ? La phrase coûte à l'empereur, car il a toujours plus que de la tendresse pour cette femme. Il reviendra ici en revenant de Schönbrunn, c'est le moment du divorce qui se prépare, et il fait une halte ici à Fontainebleau. D'ailleurs, il demandera aussi à ce que l'on mure l'appartement, son propre appartement de l'appartement d'impératrice, et c'est déjà très symbolique. Joséphine arrive à la hâte, elle était à la Malmaison, elle sent que ça sent un petit peu le roussi pour elle, et ça se passe donc ici, les prémices du divorce se passent ici, et très très mal. Reste que son divorce va mettre en émoi toutes les cours d'Europe.
Il y a des scènes absolument incroyables à la cour impériale, aux Tuileries, et il arrive et il y a des femmes qui se jettent à ses pieds, qui l'implorent justement pour avoir une liaison amoureuse avec lui. On sent bien que ça aussi, ça doit être ça doit jouer sur sa psychologie, et on sent bien que c'est un moment de changement fondamental dans sa nature profonde. Une princesse russe ravirait l'empereur. La grande duchesse Anne, la sœur du tsar, est encore très jeune. Il faut attendre, Napoléon est pressé. Cela sera la fille de l'empereur d'Autriche, l'archiduchesse Marie-Louise. Alors Marie-Louise, c'est la nièce de Marie-Antoinette. Et vous imaginez cette jeune femme à qui on dit bien, vous allez aller régner sur la France, en quelque sorte, à peine 15 ans après que votre tante ait été à ce point humiliée et puis surtout exécutée par ce peuple français. Napoléon l'attendait, c'était à Compiègne, avec une impatience non dissimulée, et avec une telle impatience que, fuyant tout protocole, il sait que Marie-Louise est en train d'arriver. Il pleut à verse, il monte dans sa berline et il va à sa rencontre. Et la jeune femme arrive, on ouvre la porte de sa berline, il y a un type qui est tout mouillé, qui est machin, etc. C'est l'empereur Napoléon. C'est comme ça qu'il a vu pour la première fois de sa vie sa jeune épouse. Napoléon allié aux Habsbourg, l'une des plus vieilles familles régnantes d'Europe. Marie-Louise, c'est vraiment, à l'époque, la génisse qu'on offre au Minotaure. Elle a été élevée dans la crainte de Napoléon, de l'ogre, etc., etc., etc. Et il épouse Marie-Louise, et par ce fait-là, raccourci de l'histoire saisissant, il pouvait parler de Louis XVI en disant « mon oncle ». Les choses donc changent radicalement dans l'esprit de Napoléon. Il s'imagine pouvoir faire partie de cette famille des règnes et des cours européennes telles qu'elles étaient avant 1800. Et cette fois-ci, il pense donc être à l'égal du tsar de Russie ou de l'empereur d'Autriche, un personnage qui compte durablement et qui va pouvoir asseoir sa dynastie. Tout semble désormais aller pour le mieux dans l'Empire français. Mais cette peine est illusoire. Malgré le mariage arrangé avec Marie-Louise, ce bel enthousiasme n'est que de façade. De plus en plus, le blocus continental étrangle les économies des pays alliés de la France, et plus particulièrement celle de la Russie. Je connais la noblesse russe. Elle ne va pas se laisser ruiner. Les désirs de revanche de la Prusse et de l'Autriche ne sont pas non plus étrangers à ce regain de tension en Europe. À la première occasion, les alliances vont se rompre. Pour l'instant, les grandes puissances ont les yeux fixés sur l'Espagne. Peut-être est-ce le commencement de la fin. Les fêtes pour célébrer cette union ne détournent pas un instant Napoléon de l'administration de l'Empire. Il en modifie les contours. D'un trait de plume, il rattache la Hollande à la France. Son frère Louis paye ainsi ses velléités d'indépendance. Rome est intégrée à l'Empire, tout comme la région du Valais en Suisse. Fin 1810, l'Empire français est à son apogée. Au moment où Napoléon arrive au pouvoir, la France compte grosso modo 28 à 30 millions d'habitants. 10 ans plus tard, l'Empire français, c'est-à-dire ce qui sera rattaché à Paris en quelque sorte, va compter 44 millions d'habitants. La rive gauche du Rhin, la Hollande, la Belgique, le nord de l'Italie, et puis en 1812, même 4 départements catalans qui vont être créés et donc faire aller le chiffre des départements à 134. Donc 44 millions d'habitants, c'est une population extrêmement importante, ça représente à peu près le quart de la population européenne à ce moment-là, et cette puissance du nombre, Napoléon va en jouer beaucoup. Il va en jouer sur le plan économique, parce qu'on a là une sorte de marché intérieur extrêmement important, et puis il en joue évidemment sur le plan militaire, puisque tous ces gens-là étant français,
ils sont soumis aux règles de la conscription et peuvent donc être appelés à combattre comme Français, encore une fois, dans les armées napoléoniennes. Napoléon contrôle presque toute l'Europe occidentale, des Bouches de la Vistule aux provinces illyriennes, de la Bretagne au sud de Rome. La plupart des autres États sont soit alliés ou vassaux directs de l'Empire, soit comme la Russie, l'Autriche ou la Prusse, dominés militairement lors des campagnes précédentes. Le Grand Empire, comptant 130 départements, est à son apogée en 1811-1812. Et pour ce Grand Empire, où il y a une sévère administration judiciaire et 36 cours impériales ou cours d'appel, on commande, le duc de Massa, grand juge, c'est-à-dire ministre de la Justice, commande 36 exemplaires d'un portrait de l'empereur en souverain législateur. La notion de continent européen se forme peu à peu dans l'esprit de l'empereur, d'une modernité incroyable pour l'époque. Napoléon le dit très clairement. Il me faut un code européen, une cour de cassation européenne, une même monnaie, les mêmes poids et mesures, les mêmes lois. Il faut que je fasse de tous ces peuples d'Europe un même peuple européen et de Paris la capitale du monde. Napoléon était le constructeur de l'Europe à certains égards. Je pense même que l'une des raisons pour laquelle il peut être considéré comme le père de l'Europe moderne, c'est la création d'un cadre juridique commun. L'héritage de Napoléon en termes d'imposition de lois communes, de cadres juridiques communs. C'est vraiment un aspect de l'héritage de Napoléon qui est très européen. En fait, même après la perte de pouvoir, de son pouvoir, un grand nombre de pays qui avaient été occupés par les troupes françaises ont adopté les réformes légales qu'il avait introduites. En ce sens, il est totalement européen. Cependant, cela a des limites, car la vision de l'Europe de Napoléon est celle de la conquête, celle de la violence, de la force. Alors que l'idée moderne, actuelle de l'Europe est plutôt celle de la collaboration et de la solidarité. Finalement, Napoléon avait beaucoup de mérites, mais il ne croyait pas vraiment à la collaboration humaine comme on l'entend aujourd'hui. Il est évident que Napoléon est arrivé avec ses armées, mais les bottes du conquérant ont amené autre chose. Ce n'était pas simplement une conquête, c'était un certain nombre de principes que Napoléon a bafoués lui-même à certaines occasions, il est vrai, mais ces principes ont eu la vie dure, à un point tel que Napoléon renversé définitivement en 1815, eh bien néanmoins, les autres pays ont gardé une bonne partie de sa législation. En tout cas, l'Espagne exceptée, le Grand Empire est maintenant en paix. Le Code Napoléon est appliqué partout. Le Code civil, c'est un ensemble donc, de lois qui sont faites à partir tout simplement du droit romain qu'on reprend pour une large part, mais surtout qu'on améliore, du moins qu'on aménage, en fonction de l'esprit des Lumières, qui est une ouverture finalement vers l'autre et un esprit plus équilibré des pouvoirs en place, pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Et dans un deuxième temps, eh bien, cet esprit se diffuse et se propage à travers l'administration et les hommes qui sont choisis, qui ne sont pas forcément des gens dans la lignée des traditions autrefois, mais qui sont choisis pour leurs compétences et leurs qualités propres et intrinsèques. Le 15 août 1810, pour l'anniversaire de Napoléon, on inaugure la colonne Vendôme. Ce monument, commémoratif des victoires de l'Empire, a été construit avec le bronze des canons pris à Austerlitz en 1805 sur les Austro-Russes. Place de l'Étoile, les fondations de l'Arc de Triomphe sont achevées. Sa construction, voulue par l'empereur, ne se terminera qu'en 1836. Napoléon veut reprendre l'initiative dans la péninsule ibérique. Masséna, sous ses ordres, Ney et Junot, qui en prennent ombrage.
le prince d'Essling a pour mission de chasser, une nouvelle fois, l'anglais du Portugal. La campagne commence bien. Les villes d'Astorga, de Ciudad Rodrigo et d'Almeida tombent entre les mains des Français. La route de Lisbonne est ouverte, mais Wellington n'est pas sans atout dans son jeu. Dans l'imbroglio espagnol, qui est vraiment très difficile à la fois à expliquer mais aussi à comprendre, il y a un élément qui est important et qui ressort, c'est que pour la première fois, les Anglais vont arriver à prendre pied sur le continent. Alors ils le font d'abord dès 1808, mais là Napoléon intervient et parvient à battre l'armée anglaise. Et puis ensuite, lorsque Napoléon va rentrer en France et partir pour la campagne d'Autriche, les Anglais vont nommer en Espagne un de leurs généraux, à ce moment-là assez peu connu, Arthur Wellesley, futur duc de Wellington, qu'on retrouvera évidemment à Waterloo, et qui va faire ses premières armes en quelque sorte dans la péninsule, et qui va surtout y utiliser sa technique habituelle, c'est-à-dire une technique extraordinairement défensive. Son intention est d'user l'armée française, de profiter de la guérilla pour l'affaiblir sur ses arrières, avant de lancer des offensives, mais véritablement des offensives lorsqu'on est sûr de gagner. Les Anglais et les Espagnols ont construit une succession de forts et de fortins disposés en profondeur à environ 20 km au nord de Lisbonne. On les appelle les lignes de Torre-Vedras. Le maréchal Masséna, celui que l'on surnomme l'enfant chéri de la victoire, n'ose cependant pas attaquer ces formidables fortifications. Ces lignes sont en effet considérées comme pratiquement inexpugnables. Quant aux Anglais, ils n'ont pas l'air pressés de quitter leur abri pour venir nous combattre en race campagne. À Torre-Vedras, on va tous passer l'hiver sans rien entreprendre. 1810 s'achève. Mais au printemps 1811, en Espagne, c'est Wellington qui reprend l'offensive. Les forces anglaises, appuyées par des contingents espagnols et portugais, se portent à la rencontre de Masséna. Wellington a donc été très intelligent. Il s'est réfugié dans les montagnes du Portugal et lorsqu'il a vu qu'il disposait des forces suffisantes pour frapper par surprise l'ennemi français, il l'a fait. Le combat a lieu près du petit village de Fuentes de Oñoro le 3 mai 1811 où les Anglais sont solidement retranchés. Pendant toute la journée du 3 mai 1811, nos soldats vont s'épuiser en vaines attaques frontales. Le lendemain, Masséna nous réorganise et change de stratégie. Au matin du 5 mai 1811, nos forces sont reparties à l'attaque et la ligne anglaise commence à plier. Mais Masséna n'a plus de troupes en réserve. La mésentente, les querelles entre maréchaux nous ont coûté cher en Espagne et ont déclenché les foudres de l'empereur. Après ce match nul contre Wellington, Masséna est remplacé par Marmont. La réputation de corrupteur des généraux français est bien connue. Donc, ces généraux n'écoutaient pas Joseph Bonaparte. Ils ne l'aidaient pas dans son travail de réformes administratives et sociales des territoires occupés par les Français. Malgré cela, Joseph Bonaparte a toujours essayé, d'une manière honnête, de se sentir roi de tous les Espagnols. Il essayait de trouver la conciliation à tout prix. Donc ce qui fait qu'il n'y aura jamais en Espagne d'opération d'ensemble, une stratégie d'ensemble. Le seul qui, au fond, a bien réussi en Espagne, c'est Suchet, qui a réussi à pacifier toute une partie de l'Espagne, mais tous les autres commettront erreur sur erreur, ce qui fait qu'à la fin, cette armée, les meilleures troupes de Napoléon, finalement seront battues en Espagne, non pas tellement parce qu'elles sont devenues de moins bonnes troupes, mais très certainement parce qu'elles étaient très mal commandées. En juin, le général Suchet prend la ville de Tarragone à la baïonnette, après un duel d'artillerie dantesque. Il y gagnera un bâton de maréchal. En août, l'Assemblée espagnole approuve l'abolition du système seigneurial. Privilèges et redevances dus au clergé n'existent plus. À Paris, le 20 mars 1811, chacun retient son souffle. Le 20 mars 1811, les Parisiens sont réveillés par le canon. À l'époque, on prévenait des grands événements par le canon qu'on tirait depuis l'esplanade des Invalides. Et alors on sait depuis qu'on a appris la grossesse de Marie-Louise qu'on tirera 21 coups de canon si c'est une princesse qui est née, et on en tirera 101 si c'est un prince, donc si c'est un garçon, et donc le futur empereur, l'héritier de Napoléon. Alors, la population parisienne, eh bien, se met à compter les coups de canon, et les chroniques du temps racontent qu'au 22e, un immense cri de joie a éclaté dans tout Paris, et qu'on a fêté donc la naissance
du petit Napoléon qui, dès sa naissance, est titré roi de Rome. Son titre constitutionnel est prince impérial, mais Napoléon a fait ajouter par un senatus consulte particulier roi de Rome, puisque depuis 2 ans, Rome est annexée à l'Empire français. L'accouchement de Marie-Louise s'est passé de façon délicate. Napoléon dit au chirurgien Dubois, inquiet, « Ne pensez qu'à la mère et traiter l'impératrice comme une bourgeoise de la rue Saint-Denis. » À Paris, en France, la joie est générale. On crie « Vive l'empereur! Vive Napoléon II !» Vive l'empereur! La France atteint la plénitude de la prospérité. Mais l'Angleterre ne veut pas en rester là. Elle veut épuiser la France sur les champs de bataille au prix du sang européen. L'année 1811, écrit Norvin avec raison, expire dans le malaise de toute fortune, qui désormais ne peut que descendre, parce qu'elle ne peut plus monter. Début 1812, les armées de Wellington marchent vers le centre de l'Espagne. Objectif, la capitale, Madrid. Dans l'Ouest, les opérations françaises sont couronnées de succès. Le 9 janvier 1812, c'est la prise de Valence par Suchet, après plusieurs semaines d'un siège éprouvant. Le 26 janvier 1812, Napoléon décide que la Catalogne soit ajoutée à l'Empire français. Napoléon ordonne enfin que plusieurs unités, parmi les plus aguerries, soient prélevées en Espagne et envoyées vers la France. La campagne de Russie qui se prépare motive cette décision. Environ 50 000 hommes vont quitter la péninsule ibérique, fragilisant gravement l'équilibre militaire déjà précaire. Cette décision va peser lourd sur les opérations futures. Fin 1811, la guerre de la péninsule, ou guerre d'Espagne, comme on la nomme en France, a connu une trêve. Mais Wellington, le général anglais aux commandes de l'armée alliée, a reçu des informations indiquant que Napoléon était en train de retirer la majeure partie de ses troupes d'Espagne en prévision de la campagne de Russie. Lorsque Wellington a obtenu ces renseignements, grâce à son réseau d'espions, selon lesquels Napoléon retirait toutes ses troupes, il a décidé que c'était le moment idéal pour préparer l'offensive. C'est pour cela qu'en janvier 1812, Wellington a ravi la ville de Ciudad Rodrigo aux Français pour enlever plus tard, en avril, la forteresse de Badajoz. Avec cette manœuvre, Wellington était parvenu à faire sauter les 2 verrous de l'Espagne. Il avait réussi à ouvrir les portes de l'Espagne. L'armée anglaise reprend l'offensive vers l'est et emporte successivement Badajoz, puis Salamanque. Cette carte montre les endroits où ont eu lieu les batailles qui se sont déroulées au cours des 6 années qu'a duré la guerre de la péninsule, ou guerre d'indépendance, comme on l'appelle en Espagne. On peut voir qu'il y a eu une concentration de batailles et de combats dans la province de Salamanque. Ce n'est pas surprenant, puisque sa position géographique fait qu'elle se trouve sur le chemin de l'invasion du Portugal, un élément clé dans la stratégie française au cours de cette guerre. Devant l'urgence, Napoléon commet une erreur. Nommer son frère Joseph à la tête de toutes les armées en Espagne. Notoirement incompétent, celui-ci va commettre bévue sur bévue. Joseph Bonaparte est un homme très intelligent, un fin politique, mais c'est un homme qui aime beaucoup son intérieur, qui aime beaucoup sa tranquillité, et qui oscille toujours entre une immense ambition, c'est-à-dire qu'il prétend avoir des droits, par exemple, sur la couronne de France, et puis, d'un autre côté, l'amour de la vie bourgeoise, de la lecture, de la grande pensée politique, ce qui fait que le cocktail qui est à l'intérieur de cet homme n'est sans doute pas adapté pour gérer et pour rétablir la situation espagnole. Il n'est pas le seul. Marmont, commandant l'armée du Portugal en retraite, commet aussi l'erreur de vouloir affronter Wellington sans attendre les renforts de Joseph qui arrivent du nord. Le 22 juillet 1812, c'est le choc près des collines de Los Arapiles, à quelques kilomètres au sud-est de Salamanque. Les combats commencent.
nos soldats tentent de déborder la ligne anglaise par la gauche en suivant la ligne de craie. Mais voyant cela, Wellington envoie des troupes couvrir son aile menacée. Dans cette course vers l'ouest, nos lignes se sont trop étirées. Wellington s'en rend compte, attaque au centre et coupe en deux l'armée française. Cette erreur va nous coûter cher. 12 500 des nôtres sont restés sur le carreau. 12 canons et 2 aigles ont aussi été perdus. Avec seulement 6 000 pertes, les coalisés s'en sortent beaucoup mieux. La grave défaite de Los Arapiles ouvre la porte de Madrid qui n'est plus défendable. Pire, chez nous, le moral est atteint. Personne ne veut plus se battre dans ce foutu pays pour le gros Joseph. Il s'agit de la pire défaite française depuis 1798. C'est la première fois qu'on voyait l'armée française abandonner le champ de bataille, ses armes et tout son équipement dans une terrible fuite, après avoir perdu 14 000 hommes morts, blessés ou portés disparus. Este diorama, formado por unas 5 000 Cette figuras, maquette, composée d'environ 5000 figurines, ne nous retransmet pas l'idée des 100 000 combattants qui se sont trouvés ici il y a 200 ans, mais elle représente parfaitement cet espace formé par les lignes françaises. Cette division française, qui part plus loin que ce qu'on lui avait demandé, sans la protection de la division suivante. Cet espace va faire que Wellington, général défensif jusqu'alors, va devenir un général offensif. Cet espace, entre cette division et la suivante, a été la grande erreur de Marmont, qui a conduit les Français au désastre en ce jour fatidique. L'élément important de la bataille des Arapiles, ou de Salamanque comme l'appellent les Anglais, c'est le changement de direction que va connaître la guerre de la péninsule. Joseph doit évacuer pour la seconde fois sa capitale. Il n'y reviendra plus. La retraite des armées françaises vers le nord va désormais continuer jusqu'en France. La bataille de los Arapiles, librada el 22 de julio de 1812, marca el punto de inflexión de le 22 juillet 1812, marque le point d'inflexion de cette guerre. La moitié du pays est libérée. Les Français n'iront pas envahir à nouveau l'Andalousie. Le roi Joseph, frère de Napoléon, a été forcé de quitter la capitale d'Espagne pour fuir à Valence. Et en plus, le plus important, après avoir perdu la bataille de Salamanque, les Français n'ont plus aucune chance d'envahir à nouveau le Portugal, chose qu'ils faisaient depuis 1807. À Sainte-Hélène, Napoléon avouera: cette malheureuse guerre d'Espagne a été une véritable plaie, la cause première des malheurs de la France. Mais les opérations en Espagne passent d'un coup au second plan. Depuis près d'un mois déjà, la campagne de Russie a commencé. En effet, depuis début 1812, le torchon brûlait entre la France et la Russie. Alexandre, poussé par sa noblesse, qui voyait la crise diminuer ses revenus, a décidé de rompre avec nous toute relation diplomatique. La campagne de Russie, titanesque de par les effectifs engagés et les distances à couvrir, va opposer les deux géants européens. Le vaincu sera détruit. Tout peut changer. Le sort du continent est suspendu à ces milliers d'hommes qui viennent de passer le Niémen. C'est un terrible coup de dé.
En Espagne, coup de tonnerre. Le général Dupont capitule à Bailén. Puis, c'est la défaite de Vimiero. Napoléon furieux décide de remettre de l'ordre sur le terrain. La victoire de Somosierra lui ouvre les portes de Madrid. Il quitte le pays en y laissant des troupes aguerries. Beaucoup vont y rester et beaucoup ne seront plus sur les autres théâtres d'opération plus tard, et notamment la campagne contre l'Autriche en 1809 qui va être une campagne extrêmement difficile pour Napoléon. Le 22 janvier 1809, Joseph, roi d'Espagne, retrouve son trône. Mais l'écho des premiers échecs amène l'Autriche à céder aux sirènes anglaises. La guerre est déclarée. Les victoires d'Eckmühl et de Wagram les contraignent à signer la paix de Vienne le 14 octobre. La 5e coalition n'aura pas duré longtemps. Le Grand Empire compte alors 130 départements. La France rayonne. 44 millions d'habitants, c'est une population extrêmement importante, ça représente à peu près le quart de la population européenne à ce moment-là, et cette puissance du nombre, Napoléon va en jouer beaucoup. Il faut asseoir son pouvoir, et pour le faire durablement, il faut qu'un mariage scelle cette union. Il faut qu'il divorce, il faut qu'il se choisisse une autre épouse pour assurer la descendance. C'est son principal but à partir de ce moment-là. Napoléon cherche un ventre. Marie-Louise, c'est vraiment, à l'époque, la génisse qu'on offre au Minotaure. La campagne de Russie commence. L'humiliation française de Los Arapiles passe au second plan. Napoléon le sait, le vaincu sera détruit. Fin mai 1812. Le Premier Empire est à son apogée. Les 130 départements français s'étalent des Bouches de l'Elbe aux rives de l'Adriatique. L'Europe est en paix depuis Wagram, mais l'orage approche. L'Angleterre ne veut pas la paix. Tsar Alexandre Ier refuse d'appliquer plus longtemps le blocus continental. Et il envoie le 8 avril 1812 un ultimatum à Napoléon, lui enjoignant de plus d'évacuer la Pologne qu'il convoite. La guerre devient encore une fois inévitable. Napoléon, en stratège averti, s'y prépare depuis plusieurs mois. Napoléon quitte le château de Saint-Cloud le 9 mai 1812, traverse l'Allemagne, s'arrête quelques jours à Dresde. Tous les souverains de l'Europe, y compris son beau-père, l'empereur d'Autriche, l'attendent. Tous sont venus faire leur cour. Le 22 juin, il est sur les rives du Niémen, la frontière russe. La dernière offre de paix qu'il a envoyée à Saint-Pétersbourg est restée sans réponse. Qu'allait-il donc faire en Russie, demande-t-on souvent. Alors d'abord, il faut savoir que ça n'est pas uniquement la responsabilité de Napoléon si nous avons eu cette guerre de 1812 entre la France et la Russie. Celui qui a tiré le premier, en quelque sorte, c'est le tsar Alexandre. Depuis la paix de Tilsit, la Russie vivait fort mal son alliance avec la France parce que la France l'avait obligé à déclarer la guerre à l'Angleterre et l'économie russe était totalement anéantie par cet accord. Alexandre, en plus, était furieux qu'on lui ait imposé la création du duché de Varsovie, qui était une espèce de petite Pologne qui le menaçait. Et donc, très très vite, il a envisagé de prendre l'offensive contre les Français pour libérer, disait-il, la Pologne, tendre la main aux Suédois, attaquer l'Allemagne et libérer l'Europe, parce que Alexandre avait un petit côté mystique, il se croyait investi de la mission divine de libérer l'Europe. Et donc en 1811, au printemps de 1811, les troupes russes ont avancé sur le duché de Varsovie. Là, Napoléon a évidemment réagi, il a fait avancer ses troupes vers la frontière russe, et il a commencé à créer une coalition européenne contre la Russie. La terrible campagne de Russie peut commencer.
Dans moins de 3 mois, les Français seront à Moscou. Moi, Jean-Roch Poignet, j'ai fait partie de ces hommes. Le 22 juin 1812, j'ai le grade de sergent dans la garde impériale. J'ai derrière moi de nombreuses batailles, jamais blessé, toujours en première ligne. J'ai pourtant une certaine angoisse face à ce pays inconnu. Devant nous, de l'autre côté du Yémen, le fleuve frontière, se trouve la Russie. Immense, sauvage, inconnu. Tout un continent qui ne demande qu'à être conquis. Malgré tout, nous avons tous confiance en l'empereur. Le petit caporal n'a jamais perdu une bataille contre les Russes. Nous allons foncer vers l'Est, les culbuter, prendre Moscou et obliger enfin toute l'Europe à faire la paix. C'est aux airs de « Vive l'empereur » que l'on franchit le Yémen. Les troupes débordent d'enthousiasme. Les feux du soleil étincellent sur les baïonnettes et les cuirasses. Le spectacle est magnifique. La Grande Armée. Jamais elle n'a si bien porté son nom. Près de 600 000 hommes et plus de 2000 bouches de feu. Dans cette grande campagne, toute l'Europe est représentée. Presque 20 pays ont envoyé des contingents de troupes. Français, Espagnols, Portugais, Italiens, Autrichiens, Polonais, Bavarois, Saxons, Westphaliens, Hollandais, Croates et d'autres encore. Mais sur cette énorme masse de combattants, la moitié seulement, soit 260 000 fantassins et 32 000 cavaliers, sont français. La Grande Armée, elle n'a jamais porté si bien son nom. Napoléon a voulu en faire une armée européenne, avec ses alliés. Donc il y avait un corps autrichien, il y avait tout un tas de monde. Les Français, sur à peu près 600 000 hommes, 650 000 hommes, les Français sont 200 000. C'est une armée française classique, à peu près 200 000 hommes. Le reste, encore une fois, c'est la première armée européenne qui existe, pour aller châtier son frère, parce qu'on s'appelait entre souverains, on se donnait du monsieur mon frère, son frère, le tsar Alexandre. L'empereur a divisé ses forces en 10 corps d'armée. À leur tête, Davout, Oudinot, Ney, le prince Eugène, Poniatowski, Gouvion-Saint-Cyr, Régnier, Vandamme, Victor et MacDonald. La vieille garde est sous les ordres de Lefebvre. La jeune garde est dirigée par Mortier. À la tête de la réserve de cavalerie, Murat. 4 armées russes attendent les Français. Près de Vilnius, sur la route de Saint-Pétersbourg, Barclay de Tolly, 130 000 hommes et près de 600 canons. Le prince Bagration, lui, protège la route de Moscou. Il a déployé près de Bialystok 60 000 hommes et ses 180 canons. Tomassov, lui, protège la ville de Kiev, fort de ses 50 000 combattants et de ses 170 canons. En réserve, 100 000 soldats. Cinq jours après avoir franchi le Niémen, 5 jours après le début des hostilités, Vilnius, la capitale de la Lituanie, est conquise presque sans coup férir. Le tsar Alexandre et ses hommes l'ont évacué dans la précipitation. Une retraite dans le plus grand désordre. Napoléon est déçu. Il espérait la bataille. Foutu Russe, foutue chaleur, foutu pays. Depuis 20 jours que nous sommes entrés en campagne, les Russes nous évitent. Ces poltrons refusent le combat. Ils reculent plus vite que nous avançons. De plus, ils détruisent systématiquement tout ce qui pourrait nous être utile. Nos officiers appellent ça la tactique de la terre brûlée. Habitation, bétail, récolte, vivres, matériel, tout y passe. Chaleur accablante, poussière omniprésente et manque de ravitaillement. En quelques jours, sans combattre, les régiments ont fondu. À l'aller, déjà, on perd beaucoup de monde parce que le temps est terrible, il fait très très chaud. Des orages parfois terribles éclatent. Et on est surpris par cette chaleur. Certains soldats disent d'ailleurs qu'il fait plus chaud qu'en Espagne ou plus chaud que dans les sables d'Égypte. C'est quand même incroyable, on est en Russie. Donc on est au mois de juin, au mois de juillet, ils sont surpris. Et là, déjà, les désertions et les malades, les chevaux aussi, il n'y avait plus rien qui mangeait une espèce d'herbe très pas terrible, commencent à tomber les uns après les autres. Et comment on fait quand il n'y a plus de chevaux pour traîner les canons? Alexandre abandonne sans combattre son camp retranché de la Drissa, fruit d'une année de travaux considérables, et galope vers sa capitale. Barclay de Tolly, lui, semble vouloir nous disputer Vitebsk. Barclay de Tolly, dans l'historiographie russe, on l'a mis un peu de côté parce que c'est originaire des pays baltes,
avec une ascendance britannique, donc c'était pas quelqu'un qui pouvait être mis en avant vis-à-vis du peuple russe. Et pourtant, ce général, ministre de la guerre, a préparé la campagne de 1812, j'allais dire presque sans le savoir, mais évidemment il le savait. Premièrement, il a créé une armée moderne. Il a totalement réorganisé l'armée russe. Il a fait entrer dans l'organisation de l'armée russe des notions qui nous paraissent évidentes de la division, du régiment, de l'entraînement des troupes. Il faut voir par exemple qu'avant 1810, les soldats russes ne s'entraînaient jamais au tir. Barclay de Tolly réussit à convaincre le tsar qu'en cas d'invasion de Napoléon, on ne lui livrera pas immédiatement bataille, mais on l'attirera le plus possible vers l'intérieur du territoire russe. Le canon tonne. Mais ce n'est qu'une affaire d'avant-garde à Ostrovno. Un accrochage sérieux toutefois, car pour la première fois, les Russes vont âprement défendre le terrain. Non loin de Vitebsk, sur le bord de la Dwina, s'est déroulée une scène d'anthologie. Entouré de tout son état-major, Napoléon est là. Sous ses yeux, une poignée de voltigeurs du 9e régiment de ligne assaillis par la cavalerie russe. On tremble, on frémit, on les croit perdus, et les voltigeurs sortent sains et saufs de cette effroyable mêlée. « Qui êtes-vous » leur demande l'empereur. « Tous des enfants de Paris. » « Eh bien, mes amis, vous êtes des braves, et vous avez mérité la croix. » Sacrés combattants, ces Russes. On croyait qu'ils avaient peur, qu'ils reculaient devant nous pour ne pas nous affronter, mais c'est faux. On l'a tous compris à Vitebsk. J'aurais dû me souvenir de la boucherie des loups. Le soldat russe, quand il le faut, sait très bien mourir à son poste en combattant. Ils luttent pour leur pays, sur leur terre. La Russie est immense. Passé les forêts profondes des frontières, les plaines s'étirent jusqu'à l'horizon. On fait presque 30 km par jour dans des conditions épouvantables. On marche droit vers l'est, droit vers leur capitale, le cœur de l'Empire russe. Napoléon décide d'arrêter les poursuites. La grande armée a besoin de souffler, de refaire ses forces. À Vitebsk, l'empereur organise hôpitaux et magasins, reconstitue ses corps. Le constat est sévère, sans bataille sérieuse, 150 000 hommes manquent à l'appel. Des morts, des malades surtout, des déserteurs aussi. En fait, la tactique des Russes porte ses fruits. Les armées de Napoléon s'usent sans avoir vraiment combattu. Donc ce que on nous présente toujours comme étant une fuite des Russes devant Napoléon, une stratégie improvisée pour l'attirer à l'intérieur du territoire, est une stratégie qui a été en réalité pensée et qui est inscrite dans un plan d'opération qui date de la fin de 1810. Napoléon se demande même s'il n'est pas préférable de consolider l'acquis et de reprendre la campagne en 1813. Mais le 8 août, l'attaque de nos avant-postes le décide à reprendre l'infernale poursuite. Le régiment des Cosaques de la garde impériale faisait partie de l'armée de Wittgenstein à l'arrière-garde de l'armée russe. Et un soir, il faisait très beau, il voit une partie de l'avant-garde de Napoléon à l'écart. Il décide de les attaquer au crépuscule, mais pour les attaquer, il fallait traverser une rivière. Alors, il ne fallait pas abîmer les beaux uniformes rouges. Ils se sont dévêtus, tout nus, à poil. Avec leurs piques, ils ont traversé la rivière et chargé les Français qui n'ont pas compris d'où venaient ces diables nus qui ont semé la panique, et l'escadron, une centaine de Cosaques, a rejoint le camp russe sans perdre un seul homme. Le 17 août 1812, devant les murailles de Smolensk, Napoléon s'écrie « Cette fois, je les tiens ». À 15 h, l'empereur ordonne l'assaut. Les faubourgs défendus par la grosse artillerie sont enlevés. Les Russes se battent avec l'énergie du désespoir. Le soir tombe sur la ville en flammes et les soldats de la grande armée, épuisés, s'arrêtent au pied des remparts. Dans les rangs français, la victoire de Smolensk a un goût de cendre. Une fois encore, les Russes se retirent, laissant derrière eux une ville ravagée par l'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumé. Spectacle rare, note Stendhal dans ses carnets. Le spectacle, hélas, allait devenir une habitude. Entre Smolensk et Moscou, on ne va traverser que des bourgs, villages et villes en feu. La politique de la terre brûlée. Pour tenter d'en finir au plus vite, Napoléon talonne les forces russes. Moscou n'est plus très loin.
le 28 août 1812, Koutousov est nommé à la tête de l'armée russe. Bien que convaincu qu'il faille continuer la retraite, Koutousov accepte d'affronter Napoléon pour complaire à l'entourage du tsar. Le choc a lieu près du petit village de Borodino, à environ 120 km à l'ouest de Moscou. Ça y est, on va enfin se battre. On savait que le tsar n'allait pas lâcher Moscou sans combattre. Au loin, on aperçoit la ligne sombre des régiments russes. Ils nous attendent, retranchés derrière leurs fortifications. Au centre, la plus imposante de toutes, la grande redoute semble imprenable. Située sur une hauteur hérissée de canons et bien pourvue en hommes, ça va être un sacré morceau à avaler. Mais on en a vu bien d'autres. Alors, en avant, et vive l'empereur. 5 septembre, 127 000 Français découvrent enfin l'armée russe rangée en bataille, appuyée sur le petit village de Borodino. La bataille de la Moskova est une bataille d'abord que les Russes n'appellent pas la Moskova, ils l'appellent Borodino, du nom du village, qui se trouvait effectivement sur le champ de bataille. La Moskova se trouvant quand même bien en retrait, assez loin du champ de bataille. Mais Napoléon a choisi ce nom, évidemment, parce que dans Moskova, il y a Moscou, et dans son esprit, c'était la grande bataille devant Moscou, comme il le dira plus tard. Koutousov et ses 140 000 hommes sont bien décidés à en finir avec les Français. Les Russes ont choisi leur terrain, puisqu'ils se replient depuis la frontière. Ils se décident finalement, le généralissime Koutouzov se décide finalement à livrer une bataille, et puisqu'on livre bataille, il envisage de la livrer pour la gagner, évidemment. La veille de la bataille, Napoléon reçoit le portrait de son fils, le roi de Rome. Tous veulent le voir. « Rentre-le », dit-il à un grenadier. Il voit de trop bonne heure un champ de bataille. Il va baser son dispositif, fonder son dispositif sur des redoutes, sur des fortifications, des petites fortifications sur le champ de bataille, qui à la fois empêcheront les Français de manœuvrer parce qu'elles fixeront des effectifs, et puis surtout qui protégeront la manœuvre arrière de l'armée russe. Il occupe un front de presque 200 mètres et abrite 21 canons. Au sud de la Grande Redoute, 3 autres fortins ont été aménagés, surnommés les flèches de Bagration. « Soldats !» dit Napoléon à ses troupes. « Voilà la bataille que vous avez tant désirée. Désormais, la victoire dépend de vous. Conduisez-vous comme à Austerlitz, à Friedland. Que l'on dise de vous, il était à cette grande bataille livrée sous les murs de Moscou. » Après une nuit de pluie, à l'aube du 7 septembre, le soleil se lève. Il renchérit. « Soldats, voilà le soleil d'Austerlitz !» Un coup de canon tiré par les Français donne le signal de l'action. 1200 bouches à feu se déchaînent. À 6h30, sur l'aile gauche française, Eugène de Beauharnais enlève Borodino après un combat acharné. Au centre, l'attaque principale de Davout se porte sur les flèches de Bagration. Davout est appuyé par le corps de Poniatowski sur sa droite. Mais le Polonais peine à avancer. Napoléon, voyant que le corps de Davout va être rejeté sur ses positions de départ, envoie Junot et Ney lui prêter main forte. À midi, on s'attaque à la Grande Redoute, la clé de la victoire. Eugène au nord, Murat au centre, Ney et Davout au sud. Une première attaque échoue.
Ici, vous voyez l'une des armes les plus redoutables de l'armée française, depuis la bataille des Pyramides, entre autres, à savoir le carré hérissé de fantassins dont les fusils sont baïonnettes au canon, et au coin desquels se trouvent des pièces d'artillerie qui rendent les positions françaises extrêmement difficiles à attaquer pour les cavaliers, et qui probablement sont le carré ici est à l'origine de la désorganisation complète après une charge probable et une réorganisation difficile des Russes que vous voyez en face. On repart à l'assaut. Mêlée générale. Les morts se comptent par milliers. La garde russe tente alors de rejeter les Français, mais se fait hacher par leurs canons. Commandée par Murat, c'est finalement une charge de la cavalerie légère de Grouchy, surtout des cuirassiers de Montbrun, les culs de fer, qui conquiert la place vers 14 h. Un exploit. Dans le feu de l'action, le prince Bagration est mortellement touché. La victoire, les Français l'ont payé cher. Une pléiade de généraux et près de 30 000 soldats hors de combat. On peut considérer que les Français ont gagné cette bataille, mais au fond, Kutuzov a remporté une bataille stratégique parce qu'il a véritablement épuisé l'armée napoléonienne au cours de cette journée du 7 septembre. Chez les Russes, on compte 44 000 tués ou blessés. Ce qui frappe Napoléon, c'est le petit nombre de prisonniers, à peine 2000. Les Russes ont préféré se faire tuer plutôt que de se rendre. Si la garde de l'empereur avait chargé, toute l'armée russe aurait été anéantie. Oui, mais Napoléon n'a pas voulu abattre sa dernière carte. Le maréchal Ney, pour son courage qui, ce jour-là, a défié l'imagination, sera fait prince de la Moscova. Ney a une aura importante auprès de ses hommes. On parle de lui comme étant le brave des braves. Il ne craint rien. Il est comme un Murat, par exemple, sur le champ de bataille, à la tête de ses hommes, et il dirige ses hommes en prenant la tête et en chargeant l'ennemi sans peur et sans reproche, pourrait-on dire. La route de Moscou est définitivement ouverte. Kutuzov renonce à défendre la capitale russe. Il déclare « Napoléon est un torrent impétueux, mais Moscou est l'éponge qui va l'absorber. » Le 14 septembre, Moscou est en vue. Les Français découvrent leur proie. « La voilà donc enfin cette ville fameuse !» s'écrie l'empereur qui ajoute « Il était temps !» Moscou, la cité sainte russe. Aujourd'hui, la garde en grande tenue et musique en tête y est entrée avec l'empereur. On a traversé toute la ville pour arriver au Kremlin avec ses tours bizarres aux toits dorés. Mais le plus surprenant, c'est que Moscou est quasiment déserte. Aucune délégation de notables n'est venue au-devant de nous. Même les palais les plus beaux ont été abandonnés. Les forces russes ont quitté la ville en bon ordre, en marche vers l'est. J'espère que l'empereur va arriver à faire la paix. Pensif, Napoléon s'est installé au Kremlin, l'antique palais des tsars au milieu de sa garde. Le 15 septembre, des incendies éclatent dans Moscou. Les habitants de Moscou sont partis avant l'arrivée des Français. On a ouvert les prisons, on a détruit les pompes à eau, et on a donné ordre à ces types de mettre le feu à la ville qu'ils ont fait. Il est au Kremlin, il voit Moscou en feu autour de lui, et il murmure à ses proches, à ses maréchaux qui sont près de lui, « Et si nous partions en Inde ?» Tout brûle. Plutôt que de nous la laisser, ces fous de Russes ont brûlé Moscou. Comment peut-on faire une chose pareille? Comme la ville n'est quasiment construite qu'en bois, l'incendie est énorme. Impossible de rester à Moscou. Nous devons l'évacuer. Même l'empereur quitte le Kremlin en attendant que la situation se normalise. Cela nous présage de grands malheurs, murmure l'empereur en regardant sa conquête s'évanouir en fumée. Le 20 septembre 1812, l'incendie est enfin maîtrisé, mais la ville est ravagée. Les entrepôts sont détruits et les vivres se font rares. C'est de ce château qu'il a donné des ordres pour arrêter le pillage à Moscou, d'ailleurs assez inutile parce que comme Moscou brûlait, c'était très compliqué de mettre de l'ordre dans l'armée, et je dois dire que cet incendie de Moscou a joué un rôle
décisif dans l'histoire de la campagne de la Russie parce que ce pillage a porté la plaie morale à la Grande Armée dont elle ne pouvait plus se défaire. La première partie de la campagne est désormais achevée. Alexandre refuse toujours d'entamer les pourparlers de paix malgré les demandes répétées de Napoléon. Le tsar a confiance dans la ténacité de ses soldats, car son armée n'est pas détruite. De plus, il est parfaitement informé des difficultés logistiques que rencontre l'armée française. Tout l'encourage à refuser de négocier. Chaque jour qui passe affaiblit nos forces et renforce l'armée russe. Alexandre va bientôt recevoir le renfort de son plus grand allié, le froid, le fameux général Hiver. Une autre histoire va commencer. Elle sera terrible pour les Français. Les Russes et les Cosaques étaient très remontés. Bon, ils en voulaient un petit peu à leur chef militaire, d'avoir laissé l'ancienne capitale de la Russie aux mains des Français. Mais c'était une tactique, il fallait le faire pour entraîner les Français le plus loin possible et se servir du général Hiver pour remporter la victoire définitive. En brûlant Moscou, il contraint les Français qui s'étaient installés à Moscou peut-être pendant tout leur quartier d'hiver et en attendant le printemps, à rebrousser chemin et à retrouver leur ligne de communication jusqu'en Pologne. Le tsar Alexandre profite de ce répit pour conclure la paix avec l'Empire ottoman, dégageant ainsi l'armée chargée de contenir les Turcs. De plus, il signe une alliance avec la Suède et l'Angleterre, récupérant ainsi le corps d'armée de Finlande. Napoléon est contraint de se rendre à l'évidence, la paix est dans une impasse. Alexandre ne voulait pas du tout faire la paix. Lui, il a décidé de faire la guerre à outrance. Donc l'empereur a perdu plus de mois à Moscou en attendant la paix qu'il ne pouvait pas faire avec Alexandre parce qu'il n'a pas obtenu la victoire décisive à la Moskova. C'est pour ça, lui, il attendait en vain les envoyés d'Alexandre, tandis que l'armée russe s'est renforcée à quelques dizaines de kilomètres de Moscou dans le camp de Tarotino et la situation basculait peu à peu en faveur des Russes. Le 18 octobre 1812, la Grande Armée quitte Moscou. Plus de 100 000 hommes, suivis d'une horde de voitures en tout genre, remplies de civils, de malades et de trophées. La retraite de Russie commence. L'empereur se dirige vers l'ouest, par Kalouga, pour éviter de prendre la même route qu'à l'aller. La raison est simple, les régions déjà traversées ont été dévastées. Koutousov, renseigné sur la route prise par les armées françaises, engage le combat le 24 octobre 1812, près du village de Malo-Yaroslavets. Donc c'est ici, autour de ce monastère, il y avait des combats acharnés qui durèrent pendant toute la journée et toute la soirée de 24 octobre. Et ce monastère-là, la porte d'entrée garde encore les impacts de balles et de balles de mitraille de 1812. Le bourg passe plusieurs fois d'une main à l'autre. Avantage reste aux Français. Le 23 octobre au soir, l'armée de Napoléon arrive par là, vous voyez la forêt derrière moi, et se place dans cette plaine et beaucoup plus loin, et 2 bataillons entrent dans la ville de Malo-Yaroslavets. Mais l'armée russe avance déjà pour couper l'avance de la Grande Armée. Et c'est en cette ville de Malo-Yaroslavets que le 24 au matin, les troupes russes contre-attaquent les Français. Donc ils repoussent les bataillons français, et ensuite il y a d'autres troupes qui arrivent, et puis le combat s'engage. Les Français sont obligés de passer cette petite rivière qui s'appelle l'Ouja, et ensuite monter les pentes des collines très, très abruptes pour prendre la ville d'assaut. La ville passe de main des Français aux Russes et de main des Russes aux mains des Français 9 fois. Et finalement, la ville reste aux mains des Français, du corps de Prince Eugène de Beauharnais. En tout, il y avait à peu près 27 000 soldats qui ont pris part du côté français dans cette bataille et 33 000 Russes. Donc les troupes russes étaient repoussées et Koutousov a entamé encore une fois la retraite. Mais l'empereur, il a observé très bien ce que se passe, il a pris une décision de ne pas poursuivre l'armée russe dans la route vers le sud. Il a préféré de faire le demi-tour et se retirer par Mojesk. C'était sa grande faute parce que lui, il pouvait faire la retraite vers la droite.
directement à Smolensk sans faire un grand détour. Mais hélas, il a pris cette décision qui a découragé beaucoup la Grande Armée. Cela devient grave, dit l'empereur à Caulaincourt. Je bats toujours les Russes, mais cela ne termine rien. La réflexion de l'empereur n'étonne pas le diplomate. Il a été en poste à Saint-Pétersbourg. Il connaît bien le tsar et les mœurs russes. Cette campagne de Russie, il l'avait déconseillée à Napoléon. Pour un dirigeant français, le fait de décider de poursuivre les Russes sur leur territoire démontrait le caractère offensif de Napoléon sur un plan technique et stratégique. En même temps, c'était une campagne inconsciente. Napoléon avait été mis en garde par un grand nombre de ses conseillers, y compris des gens comme Caulaincourt, qui étaient des observateurs extrêmement perspicaces et précis de la scène européenne. Il savait que cette campagne allait être très difficile. Mais vers 1812, Napoléon ne prêtait plus attention aux personnes qui lui disaient des choses qu'il ne voulait pas entendre. La campagne a donc été menée dans des conditions très difficiles et finalement, les Français sont défaits par des conditions météorologiques. Koutousov, lui, est satisfait. En bloquant la route de Kalouga, il force Napoléon à partir par où il est venu, par la route de Smolensk, complètement dévastée. Ce mois d'octobre, il y a une sorte d'été indien à Moscou. Et Napoléon gourmand de Caulaincourt en disant « Où sont vos neiges ?» Soi-disant, il devait faire très froid, regardez le temps qu'il fait. Donc, et c'est arrivé d'un coup. L'hiver russe est tombé d'un coup. Et ils sont partis, évidemment, beaucoup trop tard de Moscou. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir repris la route de l'Allier, qui avait été dévastée. C'est là, écrit Ségur, que la catastrophe de Russie a commencé. Les conditions climatiques se détériorent. La température chute à moins 20 degrés. Le froid fait des victimes par milliers. Chaque matin, à côté de nous, des hommes ne se relèvent pas, morts gelés au cours de la nuit. Les canons s'enfoncent dans la neige et glissent le long des pentes. Nos chevaux meurent par milliers et sans eux, les voitures, elles aussi, doivent être abandonnées. Sans ces voitures, les blessés graves, impossibles à transporter à dos d'homme, sont laissés dans les fossés où ils meurent de froid dans la nuit. Le nombre de suicidés augmente chaque jour, préférant une balle plutôt que de mourir gelés ou sabrés. Les régiments perdent peu à peu leur cohésion. Les Cosaques harcèlent nos colonnes et le moindre traînard ou égaré est impitoyablement poursuivi et achevé. Les troupes françaises ont été en permanence poursuivies par les Cosaques qui s'attaquaient aux soldats isolés, qui faisaient énormément de prisonniers, entre autres, à cause du froid, il y a eu beaucoup de soldats pris par le gel. Ils les déshabillaient aussi, ils prenaient leurs vêtements. Il faut dire qu'entre eux, les Français aussi, les soldats mourants étaient déshabillés et les vivants prenaient leurs vêtements justement pour survivre au froid. L'empereur lui-même manque par 2 fois d'être capturé par des escadrons de Cosaques surgis de nulle part. Il n'est sauvé que par l'intervention in extremis de cavaliers de son escorte. Il faut dire que la récompense promise pour sa capture est énorme. Napoléon, par 2 fois, a failli être fait prisonnier par les Cosaques. 2 fois, il s'en est sorti, malgré la promesse qu'avait fait l'Ataman Platov de donner la main de sa fille aux Cosaques qui prendraient Napoléon. Napoléon, sur le plan physique, n'avait aucune peur. C'était un homme extrêmement courageux. On l'a vu charger à la tête de ses soldats. On l'a vu pointer le canon pendant la campagne de France en 1814. Et puis, on l'a vu aussi être très souvent en danger, comme pendant la retraite de Russie, où les Cosaques s'approchent tellement près de lui qu'un Cosaque manque de peu de l'embrocher avec sa lance. Et là, c'est le général Gourgaud qui, d'un coup de pistolet heureux, va sauver son empereur en abattant raide, comme il l'écrivit plus tard, le Cosaque qui voulait tuer Napoléon. Après une plaine blanche, une autre plaine blanche. La nature enveloppe d'un linceul l'armée mourante. Pour la première fois, l'aigle baisse la tête. Hier, la grande armée. Aujourd'hui, un troupeau. Écrira Victor Hugo. Cette armée a quitté Moscou forte de 100 000 combattants.
25 jours plus tard, elle est réduite à 36 000 hommes valides, suivis de 60 000 traînards sans armes. Les Cosaques, en campagne, ne dépendaient absolument pas de l'intendance russe. Ils n'attendaient ni provisions, ni armement, ni équipement. Ils se servaient essentiellement sur le terrain, sur l'ennemi. Alors effectivement, des fois, ça les amenait à piller les fourgons français ou ennemis au détriment de la discipline. À l'arrière-garde, Ney fait des prodiges. Surtout à Kranoye, un petit village sur la route d'Orcha, où il affronte toute l'armée russe rangée en bataille. Le sacrifice de la division Razou permet au maréchal d'échapper aux Russes. Dernier obstacle à franchir, la Bérésina. Une rivière large d'une centaine de mètres. Seul échappatoire, le pont de Borisov. Le 23 novembre, à la pointe du jour, Napoléon apprend que les Russes viennent de s'emparer de la ville. Le choc est rude. Les Français sont pris en tenaille, ou plutôt au piège. Par miracle, un passage à peu près guéable est découvert par des cavaliers en reconnaissance un peu plus au nord. Les 400 pontonniers du général Eblé se sacrifient, plongent dans l'eau glacée pour construire 2 ponts de fortune. On pensait, malheureusement, il avait fait très froid depuis Moscou, mais là il y avait eu un dégel. Donc il n'y a plus de glace sur la Bérésina. Sinon, avec la glace, pas besoin de pontonniers. Et en revanche, la rivière charriait des gros blocs de glace. Et il a fallu que ces types, d'un héroïsme incroyable, se jettent à l'eau pour fabriquer 2 ponts. Donc évidemment, l'eau, pas la peine de préciser qu'elle était absolument glaciale. Et ils y ont pratiquement tous laissé leur vie d'ailleurs. Couverts par les corps de Victor et d'Oudinot, le passage commence. Le 26 et 27 novembre, l'étrange apathie des Russes permet à plus de 60 000 hommes de traverser la rivière glacée. Le 28, Eblé, sous la pression des Russes, doit détruire les ponts, alors que 8 000 hommes sont encore sur la rive est. Nous avons dans la langue française une expression qui est « Ah, c'est la Bérésina ». Et dans l'esprit du public, la Bérésina, c'est une catastrophe. En réalité, quand on regarde bien l'histoire militaire de la retraite de Russie, la Bérésina est une victoire française. C'est-à-dire, quel était le but de l'adversaire? Le but de l'adversaire était d'encercler, de détruire l'armée française, de s'emparer de Napoléon. On avait déjà diffusé son signalement auprès des officiers russes pour qu'ils puissent le reconnaître. Et donc, l'objectif de Napoléon, c'était d'échapper à cet encerclement-écrasement. Et à la Bérésina, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'armée passe. L'armée passe ce fleuve et, je dirais, les troupes combattantes sont sauvées. Alors c'est vrai qu'après que les ponts aient brûlé, de très nombreux soldats traînards, les civils qui accompagnaient l'armée vont tomber aux mains des Russes. Et donc, évidemment, la catastrophe est là. C'est qu'il y a eu beaucoup de prisonniers. Mais sur le plan militaire, la Bérésina permet à Napoléon totalement d'échapper au piège russe et de sauver ce qui reste de l'armée, c'est-à-dire à ce moment-là, il n'y avait évidemment pas grand-chose, mais il a réussi à franchir cette rivière, et c'est ça, la victoire française de la Bérésina. Les traînards sont impitoyablement massacrés. Dans les Cosaques, les Cosaques du Don, ils montent des petits chevaux, c'est des types avec des barbes hirsutes, des lances, etc. C'est une cavalerie, c'est un peu comme les mouches, les Cosaques. Donc, en bataille rangée, en cavalerie contre cavalerie, c'est pas une très bonne cavalerie, parce qu'ils sont, chacun est trop indépendant, on va dire, par rapport à nos régiments de cavalerie à nous. Mais en grappe, pour harceler une armée, il n'y a pas mieux qu'eux. D'abord parce qu'ils sont courageux aussi, ils sont même très courageux, mais il n'y a pas mieux qu'eux, et ils ont l'avantage du terrain. Ils connaissent à la fois le terrain et ils sont habitués au climat. Entre-temps, Napoléon a reçu une dépêche lui apprenant qu'une tentative de coup d'État vient d'avoir lieu à Paris. Napoléon a eu par l'intermédiaire de Fouché effectivement une police qui avait un nombre considérable de mouchards et qui savait très bien infiltrer tous les milieux, que ce soit aussi bien les cafés où les mouchards étaient là pour écouter ce qui se disait dans les milieux populaires sur Napoléon, que les salons du Faubourg Saint-Germain. Dans la nuit du 23 octobre 1812, profitant d'une rumeur annonçant la mort de l'empereur, le général Mallet a tenté de renverser le pouvoir en place. Arrêté juste à temps, le coup d'État a cependant failli réussir.
Mallet et la plupart des conspirateurs sont fusillés le 28 octobre 1812. Napoléon est furieux. Dans cette affaire, personne n'a pensé à appliquer la Constitution. C'est son fils qui doit lui succéder, et lui seul. Personne n'a pensé à proclamer le roi de Rome à ce moment-là. Et puis ensuite, les dignitaires qui ont été arrêtés pendant le coup d'État l'ont été finalement assez facilement, et Napoléon s'interroge sur la solidité de sa légitimité, et de la légitimité impériale, qui est au fond le vrai problème de Napoléon pendant tout son règne. Son pouvoir qu'il croyait assis par la présence d'un héritier, le système qu'il a construit lui-même ne repose que sur un seul homme. Et plutôt que de décréter immédiatement que le jeune héritier de l'Empire prendrait les rênes si son père disparaissait, la conjuration de Mallet a proposé une autre solution. Une solution à caractère de putsch militaire. Dans l'état actuel des choses, dit-il à Caulaincourt, je ne puis en imposer à l'Europe que du palais des Tuileries. Il lui faut donc rentrer à Paris immédiatement. À Smorgoni, le 5 décembre, Napoléon, devant ses lieutenants, explique cette décision. Tous acquiescent. À Murat, il laisse le commandement de l'armée. Il est indispensable qu'il soit à Paris quand les Français apprendront le désastre russe. Le général Hivert, dans la mythologie de la campagne de Russie, on lui donne toute la responsabilité. C'est-à-dire que c'est lui, le général Hivert, qui aurait vaincu Napoléon. Napoléon aurait été vaincu par le froid. Alors je crois qu'il faut un tout petit peu nuancer. La faim, le froid polaire, le harcèlement des Cosaques eurent raison des Français. Moins de 30 000 hommes passent de Niémen, quittent la Russie. Dans le dernier rapport que Berthier adresse à l'empereur, un cri de désespoir. « Sire, l'armée n'existe plus. » La campagne de Russie s'achève sur le plus grand désastre militaire du XIXe siècle. Napoléon ne se remettra jamais de cet échec. Son aura d'invincibilité a disparu. Maintenant, le monde entier sait qu'il peut être vaincu. Il est temps de penser à l'avenir. Il est temps de préserver la France. Cette certitude va faire basculer un certain nombre d'alliances et conduire la quasi-totalité des pays européens à prendre les armes contre Napoléon. Le 18 décembre, à minuit, un cabriolet s'arrête devant les Tuileries. Un homme en descend prestement. C'est l'empereur. Il a traversé l'Europe à bride abattue. Il est temps de reprendre les affaires en main. Napoléon est un peu l'homme des retours. Très souvent dans sa vie, il a joué sur le retour surprise pour changer, faire bouger les lignes, comme on a l'habitude de dire aujourd'hui. Au moment de la campagne d'Égypte, il a laissé ses troupes en Égypte pour rentrer à Paris, un retour. Il le fait en 1808, il rentre d'Espagne, alors même qu'il est en train d'écraser les Anglais, il rentre à Paris pour ressaisir le pouvoir, parce qu'il y a un petit complot Talleyrand Fouché derrière lui. En Russie, il rentre à Paris, là aussi, encore un homme de retour. Et puis, il y aura le retour de l'île d'Elbe plus tard, et puis, si on va jusqu'au bout, le retour des cendres en 1840. Donc, pour Napoléon, le retour, l'irruption sur la scène politique, alors qu'on ne l'attend pas, est une arme extrêmement importante. Si la Russie a avalé une armée de 600 000 hommes, l'Espagne, en cette année 1812, grignote une armée de 200 000 hommes. À l'été, après la bataille de Los Arapiles, le roi Joseph a été contraint de quitter Madrid au profit de Wellington. En novembre, Joseph reprend possession de sa capitale. Enhardi par le revers en Russie, Wellington, fin mai 1813, reprend l'offensive à la tête de 70 000 hommes. Les Français doivent une nouvelle fois évacuer Madrid. La dernière partie va se jouer le 21 juin, près de la ville de Vitoria. Contre l'avis du maréchal Jourdan, Joseph veut combattre, assouvir ses rêves de gloire. Joseph avait le rôle que veut lui faire jouer Napoléon. Le costume, en tout cas, est trop grand pour lui. On est allé le chercher à Naples, on le met sur le trône d'Espagne, et il n'a pas les qualités de son frère, loin s'en faut. Et Joseph s'est pris pour son frère, malheureusement, sans ses talents, sans son coup d'œil,
Donc forcément, on allait dans le mur. Il voulait changer et transformer l'Espagne en suivant les principes politiques et sociaux de la conquête de la Révolution française. Mais il n'a pas pu mener son projet à bien car il ne pouvait compter ni sur le personnel, ni sur le soutien populaire nécessaire, ni surtout sur l'argent. Face aux 78 000 coalisés sous les ordres de Wellington, 57 000 Français, commandés par Joseph, succombent sous le nombre. Les Français font l'impossible, mais pas de miracle. L'imprévoyance et l'incompétence du chef, l'absence de précaution pour assurer la retraite et l'amoncellement des immenses bagages de cette royauté fugitive vont changer un revers en défaite, ou plutôt en désastre. C'est vrai que Joseph Ier a aussi dû faire face à un gros problème. Les généraux français ainsi que les généraux espagnols se considéraient un peu comme des rois eux-mêmes. Des rois sur leur propre territoire qu'ils commandaient pour faire ce qu'ils voulaient, en suivant toujours les maximes de Napoléon, mais dans le but de s'enrichir. Cette forme de corruption des généraux français est bien connue. La bataille de Vitoria nous coûte l'Espagne. Je pense que l'empereur Napoléon s'est trompé en envahissant l'Espagne. Il pensait que cette campagne serait une campagne rapide, comme cela avait été le cas dans d'autres pays d'Europe. Mais il s'est trouvé face à une nation qui a résisté 6 ans, une résistance plus longue que celle de n'importe quel pays européen. Il a affronté un peuple en armes, une vision de la vie différente. Le peuple espagnol n'était probablement pas préparé à un changement de régime comme celui que voulait Napoléon. Il n'était pas non plus préparé et n'aurait jamais accepté un roi étranger et que tout ce changement politique et social soit imposé par une nation étrangère et par les baïonnettes d'une armée d'occupation. La guerre d'Espagne, c'est un peu le cancer qui va ronger l'édifice impérial. Et Napoléon lui-même le dira. Il le dira plus tard à Sainte-Hélène que tout ça était une bien vilaine guerre, il utilisera le mot, et que finalement, quand on est vilain, on est bien puni, puisque c'est notamment à cause de tout ce qui s'est passé en Espagne que l'histoire fera que cet empire ne durera pas. Parmi toutes les guerres de l'Empire, la guerre d'Espagne peut vraiment être considérée comme une guerre à part. En fait, c'est même la guerre de tout un peuple contre une armée d'occupation, et non plus seulement entre soldats professionnels comme c'était la coutume avant. Presque 6 années de conflits ininterrompus, émaillés de quelques grandes batailles, mais surtout mettant en œuvre une guérilla de tous les instants. Partout en Europe, les puissances étrangères se félicitent de sa défaite. La 6e coalition qui se constitue rassemble contre la France la quasi-totalité des pays européens. Cette fois, Napoléon est seul.
22 juin 1812 au matin, la grande armée de Napoléon envahit la Russie. Presque toute l'Europe lui a fourni des troupes. Sur à peu près 600 000 hommes, 650 000 hommes, les Français sont 200 000. C'est une armée française classique. C'est la première armée européenne qui existe. Partout, les Russes reculent. Déroutante stratégie. Ce que on nous présente toujours comme étant une fuite des Russes devant Napoléon, une stratégie improvisée pour l'attirer à l'intérieur du territoire, est une stratégie qui a été en réalité pensée et qui est inscrite dans un plan d'opération qui date de la fin de 1810. Mais le 7 septembre 1812, le combat s'engage près du village de Borodino. 130 000 Français se battent contre 135 000 Russes. Napoléon reste maître du terrain, mais l'armée russe n'est pas détruite. Au fond, Kutuzov a remporté une bataille stratégique parce qu'il a véritablement épuisé l'armée napoléonienne au cours de cette journée du 7 septembre. Il s'installe au Kremlin le 14 septembre. Le lendemain, Moscou est en feu. L'empereur tente de conclure la paix, mais les pourparlers échouent. Le 13 octobre 1812, la neige commence à tomber. Le général Hiver fait son apparition. La retraite de Russie commence. La bataille de Malo-Jaroslavets oblige Napoléon à reprendre le chemin complètement dévasté à l'allée. L'hiver russe est tombé d'un coup. Et ils sont partis, évidemment, beaucoup trop tard de Moscou. Et la deuxième erreur, c'est d'avoir repris la route de l'allée. Le franchissement de la Bérésina et les charges des Cosaques font des victimes par milliers. La retraite se transforme en déroute. La grande armée n'existe plus. La grande armée, fierté de Napoléon, n'existe plus. La terre russe l'a englouti. Partout en Europe, les puissances étrangères se félicitent de sa défaite. La 6e coalition qui se constitue rassemble contre la France la quasi-totalité des pays européens. Cette fois, Napoléon est seul. Vaincu en Russie, la crainte qu'il inspirait à ses adversaires et qui les paralysait a désormais disparu. Début 1813, la situation de Napoléon est délicate. En France, l'opinion, un instant rassurée par son retour miraculeux, doute. La levée par anticipation de la classe 1814 se fait sans entrain, sur fond de malaise. Ces conscrits inexpérimentés, on les appelle les Marie-Louise. Les Marie-Louise, ce sont les jeunes qui ont été repris en 1813 par l'impératrice Marie-Louise, qui a signé le décret officiel que l'empereur avait fait parvenir à l'impératrice en France, qui lui était très occupée en Allemagne. Et donc c'est elle qui a signé, c'est pour ça qu'on a appelé les jeunes qui arrivaient à l'armée les Marie-Louise. Les Russes, avec l'accord des Prussiens, ont traversé le Niémen et marchent d'un pas commun vers la France. La Suède de Bernadotte se range aux côtés des coalisés et l'Autriche joue double jeu, attendant son heure. Les Anglais ont de quoi être satisfaits, d'autant plus qu'en Espagne, Wellington se rapproche chaque jour des Pyrénées. En moins de 3 mois, l'empereur se retrouve à la tête de 350 000 hommes. Point faible de cette armée, un manque criant de cavalerie. Le Sénat approuve les sacrifices demandés, le corps législatif renacle, critique l'empereur de vouloir défendre le territoire. Le 15 avril, Napoléon part pour l'Allemagne, certain de triompher, pressé de laver l'échec russe.
Après la campagne de Russie en 1812, à la suite de laquelle Napoléon avait dû battre en retraite et quitter la Russie avec des pertes énormes, une alliance relativement forte s'était développée contre Napoléon, surtout en Prusse. Les Prussiens devaient en effet fournir aux troupes napoléoniennes des contingents alliés. Et c'est ainsi que s'est développé au printemps 1813 un climat anti-Napoléon qui a abouti à la création de bataillons de l'armée territoriale par les Prussiens. Ces derniers ont donc agrandi leur armée de l'époque et ils ont procédé à une alliance offensive avec les Russes. Le 25, il est à Erfurt. Le 30, un accrochage avec les Russes coûte la vie au maréchal Bessières, fauché par un boulet de canon. Napoléon perd l'un de ses vieux compagnons. Sur son visage, de la tristesse. « C'est une belle mort », dit le maréchal Ney. Et il ajoute à mi-voix, « Notre sort à tous ». La première grande bataille a lieu le 2 mai 1813, près de la ville de Lutzen. Les Prussiens de Blücher et les Russes de Wittgenstein attaquent les divisions du corps de Ney. Les combats durent toute la journée. Le soir, l'intervention de la jeune garde française emporte la décision. Mais sans cavalerie, les Français ne peuvent poursuivre les fuyards. La bataille est gagnée. Les coalisés laissent 20 000 hommes sur le terrain contre 18 000 Français. La victoire est surtout morale. Russes et Prussiens sont sonnés. Quelques jours plus tard, près de Botzen, même scénario se répète. La bataille dure presque 2 jours, les 20 et 21 mai 1813. Les corps de Ney et d'Oudinot réussissent à faire reculer les forces russes et prussiennes, mais Blücher réussit encore une fois à nous échapper et à éviter l'anéantissement total. Cette fois, c'est Ney qui, trop prudent, arrête la poursuite. Si l'empereur n'est pas présent, l'initiative stratégique est devenue quasi inexistante. La bataille nous coûte encore 15 000 hommes, en pure perte. Un armistice provisoire est cependant signé à Pleiswitz, mettant pour un temps fin aux opérations et nous permettant de souffler. Durant la poursuite des coalisés, l'épée à la main, un boulet de canon a raison du brave, du charmant Duroc. L'empereur est au chevet de son ami, son intime, son homme de confiance. Il recueille son dernier soupir. De grosses larmes coulent sur ses joues. Les alliés déboussolés proposent l'armistice à Napoléon. Son premier mouvement, refusé. Mais la pression de ses maréchaux est trop forte. Il cède, accepte l'armistice. Une faute capitale qui va lui coûter cher. Les armes se taisent, les grandes manœuvres sont diplomatiques. L'Autriche rejoint la coalition tout comme la Suède. Et Bernadotte n'hésite pas à trahir Napoléon. Le roi de Suède va donc prendre les armes contre la France, contre son pays. La relation entre Bernadotte et Napoléon est une relation, je dirais, qui permet tous les développements, y compris des développements romantiques. D'abord, Bernadotte se marie avec Désiré Clary. Or, Désiré Clary, c'est le premier amour de Napoléon, donc on aurait pu peut-être voir qu'il y avait une sorte de rivalité amoureuse entre les deux. Je n'y crois pas sérieusement. À un moment donné, le royaume de Suède se cherchant un successeur, les Suédois vont chercher, je dirais, quelqu'un qui soit à la fois agréé par Napoléon, mais qui n'en soit pas trop proche. Et naturellement, ils vont se tourner vers Bernadotte, et Napoléon ne pourra pas faire autrement que d'accepter, même s'il accepte très nettement à contre-cœur. En Espagne, Wellington a repris l'offensive. L'inconséquence du roi Joseph nous fait perdre le 21 juin la bataille de Vitoria. Elle sonne le glas de la présence française dans la péninsule ibérique. La nouvelle réjouit les coalisés. L'armée française n'est plus invincible. Le 26 août 1813, devant Dresde, Russes, Autrichiens, Prussiens et Suédois sont prêts à en découdre. En tout, 170 000 hommes. Face à eux, 120 000 Français. La garde vient juste d'arriver après avoir fait 160 km à pied en 4 jours. Les forces françaises établies en arc de cercle au sud-est de la ville encaissent le premier choc. Napoléon, pour soulager le centre, lance des contre-attaques sur les ailes. Le soir tombe sans qu'aucun des deux adversaires n'ait pris l'ascendant. Le lendemain, les coalisés relancent une attaque au centre. Napoléon contre sur les ailes. Mais cette fois, les flancs de l'armée coalisée craquent et retraitent en désordre. Au soir,
Napoléon, épuisé, fait son entrée à Dresde. Il a remporté une victoire éclatante. C'est au cours de cette bataille que le traître, le général Moreau, qui a rallié l'armée russe quelques jours auparavant, est tué par un boulet français. Moins de 10 000 Français ont été perdus contre plus de 38 000 coalisés. L'espoir renaît, tout semble encore possible. Les coalisés changent de tactique, s'en prennent au lieutenant de l'Aigle plutôt qu'à leur chef. Partout où n'est pas Napoléon, ces maréchaux se font étrier. Oudinot est battu, MacDonald est vaincu, Vandamme est perdant. Et enfin, Ney, le brave des braves, doit battre en retraite. En 1813, lorsque Napoléon est en Saxe, il est obligé de livrer des batailles dans différentes directions parce qu'il y a à la fois les Prussiens et les Autrichiens qui arrivent. Donc il est obligé d'envoyer des maréchaux commander des corps d'armée dans la direction des uns et des autres. Et chaque fois que les maréchaux sont seuls, ils se font battre. Pour aggraver les choses, plusieurs contingents étrangers de l'armée française font défection au fur et à mesure des défaites. À Leipzig va se jouer la fortune de la France et de la Révolution. Napoléon est plein d'entrain, confiant. Il trouve les mots pour réconforter ses lieutenants à la mine soucieuse. Lorsqu'on envisage l'aventure de la Révolution et de l'Empire, on a toujours tendance à dire que ça a été la lutte des Lumières contre l'Ancien Régime, et puis on se limite à ça. Et donc on donne aux causes idéologiques une importance qu'elles ont eue, mais qu'elles n'ont pas eue seules. Le règne de Napoléon, par exemple, n'aboutit pas à une modification de la géopolitique, c'est-à-dire de la géographie politique. Les fleuves coulent toujours au même endroit. L'Angleterre reste une île entourée par la mer. Les ambitions de tous ces autres pays européens restent les mêmes. Les Russes veulent toujours entrer au centre de l'Europe, les Prussiens veulent toujours agrandir leur territoire, les Autrichiens veulent toujours conserver leur monarchie centrée alors que les forces centrifuges commencent à jouer. Donc il ne faut pas considérer seulement la causalité idéologique dans les guerres de cette époque. La veille de l'affrontement, il réunit tous ses maréchaux. Poniatowski est de la partie. Le prince polonais vient d'être nommé maréchal par l'empereur, juste récompense de ses nombreux actes de bravoure. Plus de 500 000 soldats issus de nations diverses ont participé à la bataille des nations de Leipzig. 27 peuples et groupes de population ont participé à cette bataille. C'est pourquoi elle s'appelle la bataille des nations de Leipzig. Un des événements les plus importants, les plus marquants de cette bataille, c'est la mort du prince Poniatowski, qui a perdu la vie lors de la retraite de l'armée française ici à Leipzig, en essayant de passer l'Esther Blanche. L'armée française est déployée en arc de cercle, en écran autour de la ville, sur la rive droite de l'Elster, principal fleuve qui traverse Leipzig. Le 16, à 9h, une violente canonnade ouvre le bal. 3 fortes colonnes, des armées de Bohême, couvertes par 200 pièces d'artillerie, marchent sur Wachau. Le village, attaqué 6 fois, résiste 6 fois, défendu par Victor, Lauriston et la cavalerie de la tour Maubourg. À midi, 18 000 hommes jonchent le sol, les 2 tiers se trouvent du côté des assaillants. Sur la gauche de notre ligne, Marmont est un temps bousculé par les Prussiens de Blücher qui arrivent sur le champ de bataille. Au soir, les combats ralentissent. Aucun des 2 camps n'a réussi à faire plier l'autre. Ce jour-là, les coalisés à bout de souffle se contentent d'une canonnade. Les troupes restent l'arme au pied. Napoléon espère un moment obtenir de la fatigue de ses ennemis un armistice. Au cours de l'été, et à cause des combats vraiment exténuants, Napoléon a demandé un armistice. L'Autriche s'est jointe à cet armistice, si bien que nous avions là une alliance des Russes, des Prussiens et des Autrichiens contre Napoléon. La réponse tombe comme un coup près, hors de question.
d'autant plus que les forces qui arrivent compensent largement leurs pertes, contrairement aux Français. Napoléon doit se résoudre à la retraite. Au matin, la bataille recommence. Partout, les combats font rage, particulièrement au sud de la ville, où l'armée de Schwarzenberg attaque sans relâche dans les faubourgs de Leipzig. Au nord, Marmont, submergé à Schönfield, est obligé d'ordonner la retraite. Pour aggraver encore les choses, en pleine bataille, le corps des auxiliaires saxons et wurtembergeois fait défection et passe à l'ennemi. Ce sont 12 000 hommes et 40 canons qui changent de camp au plus mauvais moment et qui laissent un trou béant dans les lignes françaises. Le moral des troupes prussiennes et russes qui se sont opposées ici à Napoléon était particulièrement élevé. Mais évidemment, la victoire était aussi due à certaines prémices tactiques. Napoléon, par exemple, ne disposait pas de toute la cavalerie dont il aurait peut-être besoin. Et bien sûr, nous savons aussi qu'une grande partie des Saxons qui étaient alliés aux troupes françaises, devant le spectacle de la dévastation de leur propre pays, ont décidé de déserter le 18 octobre. Napoléon, plus tard, a considéré cet événement comme son coup du destin. Le fait que les 3000 Saxons qui avaient déserté n'aient pas participé à cette bataille décisive. Après avoir tiré plus de 200 000 boulets, la réserve de munitions de l'artillerie française s'amenuise. Il n'en reste que 16 000. Devant cet état de fait, Napoléon ordonne la retraite. Au soir, la défaite des armées françaises est consommée. Les soldats s'entassent dans la ville pour tenter de passer sur la rive ouest de l'Elster. Dans la nuit du 18 au 19 octobre 1813, les troupes françaises commencent à franchir le seul pont sur l'Elster encore disponible, près de Lindenau. Au matin, en nous voyant fuir vers l'ouest, les coalisés accentuent la pression sur la ville. Prenant les troupes polonaises pour des Prussiens, un caporal du génie fait sauter le seul pont encore disponible. Plus de 20 000 hommes des corps de Poniatowski et de MacDonald sont prisonniers de la ville. Plusieurs fois blessé, le maréchal Poniatowski tente de traverser l'Elster à la nage, tombe de cheval et se noie. Il n'aura été maréchal que 3 jours. On perd un grand soldat, courageux et fidèle. La bataille se termine sur une grande défaite française. Ils étaient trop nombreux. On a pris une sacrée déculottée. Poniatowski est un noble polonais, des premières familles polonaises, qui, au départ, n'est pas extraordinairement favorable à Napoléon. C'est-à-dire que, dans son esprit et dans l'esprit de son entourage, Napoléon aurait dû rétablir la Pologne en 1807. Or, Napoléon ne le fait pas. Napoléon crée ce qu'il appelle le duché de Varsovie, donc ça s'appelle même pas Pologne. À la fois, il embête les Russes en faisant ça, mais en même temps, il ménage les Autrichiens, qui ont aussi un morceau de Pologne, et les Prussiens, même si à cette époque-là, il n'a pas grand-chose à faire de la vie des Prussiens. Donc Poniatowski est un peu refroidi par cela, d'ailleurs comme une grande partie de la noblesse polonaise. Et puis au moment de la campagne de 1812, c'est véritablement le moment où Napoléon envisage sérieusement de recréer la Grande Pologne. Et alors à ce moment-là, il va y avoir des engagements en masse dans la Grande Armée et Poniatowski va accepter de commander le corps polonais de la Grande Armée où, comme on a coutume de le dire, il va se couvrir de gloire et il se couvrira tellement de gloire pendant l'épisode napoléonien qu'il trouvera la mort à la bataille de Leipzig. La conséquence ou la conclusion de la bataille des nations de Leipzig est que les troupes françaises ont été poursuivies depuis ici jusqu'au-delà du Rhin à Paris. Napoléon a dû ensuite s'avouer vaincu à Paris devant le feld-maréchal général von Blücher. L'empereur, en route vers la France, vit des heures douloureuses. Vers Erfurt, Murat vient prendre congé de lui. Les deux hommes ne se reverront plus. Plus tard, la trahison de son beau-frère n'étonnera pas Napoléon. Partout, les troupes coalisées talonnent les fuyards. Les Pays-Bas doivent être évacués sous la pression des armées du prince d'Orange.
L'année 1813 est terminée. Tous les combats à venir vont maintenant se dérouler sur le sol français. De partout, les frontières sont menacées. Les coalisés, sûrs d'eux après cette victoire, décident de continuer la guerre en France jusqu'à la chute de Napoléon. Leur écrasante supériorité numérique leur donne tous les espoirs. Au moment où Napoléon a été battu en Allemagne, toutes les armées alliées le poursuivent et s'arrêtent aux frontières françaises. Et elles s'arrêtent véritablement parce que depuis les expériences malheureuses de 1792, les souverains étrangers n'ont pas tellement envie d'entrer sur ce que les Français appellent le sanctuaire national. Ils se rappellent de la levée en masse de 92 et 93 qui leur avait occasionné bien des soucis et bien des défaites. Mais finalement, tout bien réfléchi, leur puissance et leur nombre est tellement important qu'ils se décident, en janvier 1814, à franchir les différentes frontières et à marcher vers Paris. Sur tous les fronts, les armées françaises reculent. Toutes les grandes villes de l'Est, comme Strasbourg, Nancy, Épinal ou Lunéville, sont perdues, les unes après les autres. L'Alsace est envahie, les ponts de la Moselle sont capturés intacts par l'ennemi, et la ligne de front s'établit sur Verdun, Chaumont et Troyes. Le 11 janvier 1814, pour sauver son royaume de Naples, Murat fait défection à son tour et signe un traité avec l'Autriche. Il s'engage à ne plus combattre aux côtés de Napoléon et fournit 30 000 hommes à la coalition. Cette trahison paralyse l'action de l'armée d'Italie d'Eugène de Beauharnais. Après avoir nommé régente l'impératrice Marie-Louise dans la nuit du 24 janvier, Napoléon brûle ses papiers les plus secrets. Il embrasse sa femme, son fils, le roi de Rome. Il ne les reverra jamais. Ayant réglé tous les problèmes, le 25 janvier 1814 au matin, Napoléon prend la tête de nos troupes et nous conduit au-devant des armées ennemies en direction de Château-Thierry. Une fois de plus, les coalisés commettent l'erreur d'avancer en ordre dispersé. L'empereur va ainsi pouvoir essayer de les battre séparément, alors qu'unis, il n'aurait aucune chance. On va l'y aider. Au soir, on arrive à Chalon-sur-Marne, où nous attendent les maréchaux. Parmi eux, l'ambiance est plutôt morne. Le cœur n'y est plus. Mais Napoléon veut toujours y croire. Les manœuvres d'approche reprennent, et le 27 janvier 1814, premier combat, première victoire, ça commence bien. La première grande bataille de la campagne de France se déroule à Brienne, enfin dans les environs de Brienne, qui est l'endroit où sa carrière a commencé. Et là, véritablement, même le meilleur écrivain romantique n'aurait jamais osé faire une chose pareille. Et c'est pourtant ce qui se passe. À Brienne, Napoléon tombe comme la foudre sur Blücher. Blücher a été au courant de la manœuvre de Napoléon. Il s'est donc replié et sont revenus vers Brienne. Ils sont établis à La Rôtière et le soir, Blücher est venu dîner et coucher au château de Brienne. Fantaisie du destin, Napoléon connaît bien les lieux. Napoléon en a eu vent, s'est rendu au château, a retrouvé un ancien étudiant de l'école militaire de Brienne, un certain Royer, et ils se sont souvenus qu'ils arrivaient à accéder au château par les souterrains, par les caves. Ils ont tenté de le surprendre. Malheureusement, Blücher s'est fait guider par un ancien Briennois, enfin un Briennois qui était un ancien Prussien, qui l'a aidé à s'échapper. Et malheureusement, cet épisode est un petit peu malheureux pour l'histoire de Napoléon Bonaparte, puisque s'il avait réussi à prendre Blücher au château, il sauvait un petit peu son règne et la campagne de France de 1814 n'aurait pas eu la même suite. Le maréchal Vorwart, en français le maréchal en avant, a comme d'habitude péché par orgueil, fort de sa supériorité numérique. Il laisse 4000 morts sur le terrain et la victoire à Napoléon. Les jeunes conscrits français se sont magnifiquement battus. Alors, ça n'est pas une victoire de Napoléon, mais c'est aussi le début d'une campagne absolument fabuleuse. Une campagne qui va durer peu de temps, quelques semaines, mais qui va montrer, au fond, que lorsque on a réduit toute la sauce des grandes armées, etc., Napoléon reste quand même ce que Clausewitz appelait le dieu de la guerre. C'est une victoire à la Pyrrhus. Car même vainqueurs, les pertes ne peuvent pas être remplacées. C'est d'autant plus regrettable que cela n'empêche pas les Autrichiens de Schwarzenberg de faire leur jonction avec l'armée prussienne de Blücher. L'écrasante supériorité numérique des coalisés ne les entraîne pourtant pas à l'optimisme. Partout,
La crainte d'affronter Napoléon en personne semble encore museler l'enthousiasme et les initiatives. Incroyable. Napoléon ne reste que quelques jours à Brienne pour se reposer. Il en parle le 31 janvier 1814. Le 1er février 1814, à l'aube, Blücher se décide enfin à attaquer. Il lance ses soldats à l'assaut du petit village de La Retière. Ils sont repoussés par les troupes de Victor. Mais le Prussien précipite toutes ses masses sur la ligne française. Une terrible mêlée. L'entrée du village est forcée. Alors l'empereur se met lui-même à la tête de la jeune garde, comme un capitaine à la tête de sa compagnie, et force l'ennemi à abandonner La Retière en feu. On laisse 4500 hommes sur le terrain. Blücher, lui, en a perdu 9000. Malgré tout, on doit se résigner à la retraite. La bataille de La Retière, c'est celle qui va donner confiance aux envahisseurs. À partir de là, ils vont penser que le problème Napoléon est résolu. Quelle erreur! Napoléon recule, mais encore une fois, les coalisés tardent à profiter de l'aubaine. Les dissensions au sein du haut commandement coalisé sont une chance que Napoléon ne va pas laisser passer. Le 3 février, Napoléon fait son entrée à Troyes. Le 7, il arrive à Nogent. C'est là qu'il reçoit de mauvaises nouvelles de la capitale. Paris s'affole. L'affaire de La Retière a déboussolé tout le monde. Il faut de la confiance et prendre des mesures hardies, écrit-il à son frère Joseph, conseiller militaire auprès de l'impératrice. Dans cet océan de mauvaises nouvelles, une éclaircie. Blücher et Schwarzenberg ont séparé leurs forces. Ils marchent sur Paris, l'un longe la Marne, l'autre la Seine. « M'écarte !» demande l'empereur. La victoire redevient possible. Il va se glisser entre les deux armées. Les Russes se battent face à Napoléon qui vient de surgir de la route de Montmirail, en direction, donc il leur coupe la retraite vers Blücher qui lui se trouve à Étoges. Et donc, ils sont obligés d'essayer de passer pour essayer de reconstituer une armée assez importante. Sauf que entre eux et Blücher, il y a l'armée de Napoléon, et notamment la garde. Blücher n'aurait pas dû laisser son armée s'étirer, s'allonger. Le 10 février, à Champaubert, près de Cézanne, Napoléon culbute les colonnes russes du général Dulsufiev. Les Alliés croyaient que Napoléon était fini, et c'est pour ça qu'ils ont ensuite décidé de marcher sur Paris. Alors, Blücher a obtenu l'autorisation de marcher vers Paris, son corps détaché de l'armée, de la grande armée alliée, et Napoléon a attendu quelques jours, le temps que, je dirais, Blücher poursuive son erreur pour remonter donc via, je dirais, la route qui vient donc de Brienne vers Montmirail. Il est remonté et il est tombé donc sur l'armée, je dirais, commandée par Blücher, qui était en flagrant délit d'être de flanc et tronçonnée en quatre corps. L'armée de Blücher est coupée en deux. Les soldats acclament l'empereur. Sans perdre un instant, les Français se rabattent sur Montmirail. Le 11 février 1814 au matin, le corps prussien de York et le corps russe de Sacken se sont déployés au nord-ouest du village de Montmirail. Napoléon lance la jeune garde à l'assaut du hameau de Marchais. 6 assauts sont nécessaires, mais le village est conquis. Les charges de Ney désorganisent la droite russe. Les restes des corps de Sacken et de York fuient vers le nord en pleine déroute. Encore une journée à notre avantage. Montmirail. Fait tirer 60 coups de canon et donner cette nouvelle à tous les spectacles, écrit Napoléon à Marie-Louise. C'est vrai, cette victoire est magnifique. On a fait 6000 prisonniers, enlevé 30 canons et pris 6 drapeaux. Il envoie les prisonniers défiler à Paris. L'enthousiasme est à son comble. Encore une fois, Napoléon se porte au devant des coalisés. La rapidité de la marche des troupes françaises est le meilleur atout de l'empereur. Il frappe à chaque fois là où on ne l'attend pas. Le 12 février, c'est la victoire de Château-Thierry. En effet, Napoléon, la veille, à Montmirail, a anéanti le corps russe de Sacken, auquel les troupes de York n'ont pas trop prêté main forte, mais c'est York qui, lui, a préféré reculer sur Château avec les débris de l'armée russe, et ils ont reculé le soir du 11,
et ils vont tenter, le lendemain 12, de faire une ligne de défense, d'arrière-garde, pour empêcher les troupes françaises de les poursuivre. Champaubert, Montmirail, Château-Thierry, en 3 jours, 3 victoires. Le 14, Blücher tombe dans la plaine de Vauchamp sur Napoléon. La cavalerie se précipite sur les carrés prussiens, les enfonce, les disperse. La retraite se transforme en fuite. Blücher lui-même a failli être pris. Ici aussi, la victoire est belle. Il a fait sa tactique favorite, à savoir se placer entre les deux adversaires et puis essayer de les battre en détail. Et pour cette armée, je dirais, russo-prussienne, commandée par Blücher, il y a réussi au cours de ce que l'on a appelé la bataille des 5 jours, hein, puisque entre Champaubert, Montmirail, puis ensuite Château-Thierry, puis enfin Vauchamp, hein, en l'espace de 5 jours, il a battu dans le détail chacun des corps commandés par les différents généraux. Le 17, Napoléon attaque Schwarzenberg devant Nangy. Les dragons arrivés d'Espagne avec le général Treillard sont les héros de la journée. Comme Blücher, Schwarzenberg est battu à plate couture. Le 18, Napoléon attaque les Wurtembergeois réfugiés dans Montreux. Se souvenant de son ancien métier, il pointe lui-même les pièces d'artillerie. Il s'expose au danger, à tel point que les grognards lui demandent de se retirer. « Allez, mes amis !» répond-il. « Le boulet qui me tuera n'est pas encore fondu. » L'ennemi s'enfuit vers Troyes, la victoire est totale. Il est vrai que Napoléon, pendant cette campagne, et notamment pendant ses batailles, a rarement eu l'avantage numérique. Hein, les Français sont généralement, ils se battent à 1 contre 2 ou à 1 contre 3, et ils remportent des succès, ce qui est tout à fait admirable. L'ivresse de ces combats victorieux ne masque pas l'extrême fatigue de l'empereur. Au soir de Montreux, épuisé par 8 jours de combat, il couche au château de Surville. Dans la campagne de France, il y a évidemment le grand génie de Napoléon, et puis il y a le petit génie des envahisseurs. C'est-à-dire que, évidemment, compte tenu de la disproportion des forces, si les Alliés s'étaient entendus et avaient manœuvré de concert, la campagne de France n'aurait pas eu lieu comme elle a eu lieu. Mais les Alliés commettent une erreur, c'est qu'ils ne se coordonnent pas. Il n'y a pas de généralissime, enfin il y en a un qui est Schwarzenberg, mais il n'a pas grand-chose à dire, et chacun va à son train, à son rythme, et à peu près où il veut. Et ça, il ne faut pas faire ça devant Napoléon. Napoléon comprend tout de suite que cette division des forces va lui donner l'occasion de remporter des batailles qui ne seront pas, dans son esprit, des batailles d'anéantissement de l'armée alliée, mais qui sont des batailles qui vont permettre de négocier en position de force. Mais si les victoires se sont enchaînées et remontent le moral de l'armée, les pertes subies lors de cette première phase de la campagne ne peuvent être comblées. Napoléon ne dispose d'aucune réserve, alors que celles des armées ennemies sont innombrables. Cette fois, il se rend compte qu'il n'y a plus d'espoir de vaincre. Mais il continue la lutte, espérant arracher une paix plus favorable s'il arrive à mettre les armées coalisées en situation de faiblesse. Celle-ci hésite. L'aigle inquiète toujours. Alors la Prusse, la Russie, l'Autriche et l'Angleterre signent un traité d'alliance. Tous s'engagent à ne pas traiter séparément avec l'empereur des Français. À Paris aussi, on conspire, Talleyrand en tête. Le peuple, lui, est tout à la joie des victoires et crie « Vive l'empereur !» Le 7 mars, l'affaire se déroule sur le plateau de Craonne. Ney et Victor à la tête de l'infanterie, Grouchy et Nansouty à la tête de la cavalerie s'élancent, pétris d'impétuosité. L'artillerie de Drouot vient à bout de la résistance prussienne. Une fois encore, le vieux maréchal ordonne la retraite. Le 13 mars, Napoléon s'empare de Reims, dernières étincelles. Les coalisés, eux, n'ont qu'un mot à la bouche, une idée fixe, Paris. Napoléon va faire face. Il a des armées un peu disséminées sur le territoire et avec lui, il a une masse de manœuvre de seulement 60 000 hommes. Mais, ajoute-t-il, 60 000 hommes et moi, cela fait 160 000. Et pendant les quelques semaines de cette campagne de France qui va se dérouler entre février et avril 1814, il va remporter quasiment tous les combats, les petites batailles qu'il va livrer contre ses ennemis, montrant sa grande mobilité et puis surtout disposant toujours à ses côtés de l'élite, c'est-à-dire de sa garde impériale. Et là, il remporte tout un chapelet de victoires. Et ça n'est que finalement que sous le nombre qu'il va céder et la prise de Paris, eh bien, entraînera la chute générale de l'Empire. Une fois de plus, Blücher marche sur Paris avec 48 000 hommes. À Paris,
On ne parle que de Bordeaux. Le maire a offert sa ville aux Anglais et aux Bourbons. Le 21 mars, à Arcis-sur-Aube, 30 000 Français font face à toute l'armée de Schwarzenberg. Cette fois-ci, il faut reculer. « J'ai tout fait pour mourir à Arcis », dira Napoléon à Caulaincourt. Lavalette, le directeur général des postes, lui écrit « Sire, il n'y a pas un moment à perdre si l'on veut sauver Paris. » En réalité, c'est déjà trop tard. Lorsque Napoléon est contraint de se rendre à Fontainebleau pour reconstituer ses forces à la fin de la campagne de France, il a deux possibilités. Soit de reprendre l'offensive contre les Alliés, donc Autrichiens, Prussiens et Britanniques, soit de traiter avec une constitution nouvelle, ou du moins de faire en sorte d'abdiquer, en l'occurrence, pour son fils, donc le roi de Rome, qui deviendrait, dans cette condition, donc Napoléon II. Après Arcis-sur-Aube, l'empereur veut encore croire à la victoire. Chaque fois qu'il est présent sur le champ de bataille pour nous mener au combat, le sort des armes lui est favorable. En revanche, les maréchaux fatigués et découragés sont systématiquement battus. Il devient impossible à Napoléon d'empêcher les coalisés de prendre Paris le 31 mars 1814. D'autant plus que, un par un, ces maréchaux préfèrent déposer les armes. Marmont, le duc de Raguse, livre Paris sans combattre, alors que Napoléon pensait utiliser cette carte pour négocier. Les coalisés profitant de l'aubaine pour durcir les conditions de l'abdication. Alors c'est vrai que parmi ces maréchaux, il en est un qui trahit, j'allais dire, un peu plus que les autres, c'est le maréchal Marmont, puisque le maréchal Marmont s'est mis d'accord avec les Alliés pour que son corps passe à l'ennemi, enfin passe derrière les lignes ennemies. Or, ce corps d'armée, c'est celui qui défend Fontainebleau, et alors même que Marmont est à Paris, c'est son second qui décide de faire passer ses troupes de l'autre côté des lignes ennemies, et par conséquent, Napoléon est désormais sans défense à Fontainebleau, et à ce moment-là, l'abdication s'impose, et même à des conditions un peu plus dures que ce qui était prévu, même si Caulaincourt réussit à négocier la souveraineté de l'île d'Elbe. 1814 est une année très dramatique, car Napoléon est abandonné par ses maréchaux. C'est la trahison des maréchaux, comme il l'appelle lui-même. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont décidé que la bataille était perdue et qu'ils devaient capituler. Napoléon lui-même avait pensé qu'il serait peut-être capable de continuer la bataille, mais une fois qu'il réalise qu'il n'a plus le soutien de ses maréchaux, il décide d'abdiquer. En signant l'acte, il leur dit « Vous voulez du repos? Eh bien, ayez-en. » Ces maréchaux qu'il a comblés de biens, d'honneur, richement mariés pour certains, ces maréchaux sont là. Ça fait 20 ans qu'ils combattent, depuis 1792. Et, eh bien, ils font pression sur lui. Et Ney osera dire à l'empereur « L'armée obéira à ses chefs ». Malheureusement pour lui, deux actions conjuguées vont le contraindre à l'abdication sans condition. La première, c'est la trahison, on peut le dire, de Marmont et de Talleyrand qui, à Paris, accueillent en libérateur les Alliés. Et puis surtout, tous les autres maréchaux, ou du moins la plupart d'entre eux, vont contraindre Napoléon à mettre fin à la guerre en refusant le combat. Je dirais presque effectivement qu'il est normal que ceux qui sont parvenus à un très haut niveau aient un jour envie de profiter de ce qu'ils ont pu amasser légalement et illégalement et tout simplement se reposer en vivant d'une manière confortable. Désespéré, dans la nuit du 12 au 13 avril, il avale la fiole de poison qu'il portait toujours sur lui depuis la Russie. Heureusement pour lui, finalement, l'action du poison n'est plus tout à fait aussi considérable que 5 ans auparavant, lorsque le poison avait été pris. Il a été un peu éventé et l'action du poison n'a pas fait son usage. Et avec un simple lavement, eh bien, Napoléon a pu être sauvé. Jeune général, lorsqu'il s'imaginait finalement sans le sou et sans avenir surtout, Bonaparte avait tenté déjà de se suicider. D'ailleurs, il a écrit un texte, après cette tentative avortée, il a écrit un texte qui est resté dans les mémoires et qui reste d'ailleurs un texte assez littéraire et intéressant de pré-romantisme. C'est un peu l'esprit de Chateaubriand qui est chez Napoléon, jeune homme. Puisque la mort ne veut pas de moi, ni dans mon lit, ni sur les champs de bataille, je vivrai.
Le traité de Fontainebleau, en date du 11 avril 1814, lui donne la souveraineté de l'île d'Elbe. Le texte lui accorde un revenu annuel de 2 millions de francs pour payer l'entretien de sa suite et de sa maison. Une garde d'honneur militaire lui est accordée. Il peut de surcroît conserver son titre impérial. Il est prévu, mais non mentionné, que son fils et son épouse le rejoindront en exil. Cela n'arrivera jamais. C'est le tsar Alexandre Ier qui s'est finalement avéré le meilleur défenseur de Napoléon. Les Anglais voulaient l'exiler beaucoup plus loin, voire le tuer. Le 20 avril, c'est le jour du départ pour l'île d'Elbe. À Fontainebleau, la garde impériale attend, alignée sur 2 fils. Sur les visages de ces vieux soldats, de l'accablement, de la tristesse. Le 20 avril 1814, midi et demi, 1 heure peut-être, descend l'escalier en fer à cheval, voit ces hommes rassemblés, massés, et leur dit « Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai continuellement vus sur les chemins de la gloire et de l'honneur. Nous aurions pu poursuivre la lutte avec des hommes tels que vous, nous l'aurions emporté, mais c'eût été la guerre civile. Alors, je fais à la patrie le sacrifice de ma personne. Et sachez que si je pars, c'est pour mieux écrire notre histoire. Je ne puis vous embrasser tous, qu'au moins j'embrasse votre drapeau. » La tension est à son comble. En silence, des larmes roulent sur les joues de ces vieux grenadiers. Les yeux humides, l'empereur monte dans sa berline et part pour l'exil. Jusqu'à Valence, dans les villes qu'il traverse, la population l'acclame. On l'accueille au cri de « Vive l'empereur !» Il n'en est pas de même en Provence. Là, les choses vont se gâter. En réalité, on sait aujourd'hui que le parti royaliste a préparé la réception de Napoléon et a préparé probablement aussi son assassinat. Ce qui fait qu'à plusieurs endroits, la foule est très hostile, on insulte l'empereur et lui-même, les témoins étrangers l'ont montré, lui-même perd un peu son sang-froid et il a une horreur, une sainte horreur de la foule. Il a assisté au 10 août 92, la populace en révolte, ça lui fait peur, tout simplement. Et donc, à un moment donné, pour échapper à cette population en colère, bien préparée par les royalistes, Napoléon va accepter de revêtir un uniforme autrichien. En réalité, le manteau est un manteau russe, l'uniforme est autrichien, le chapeau est autrichien, et il va partir seul, galoper à l'avant du cortège pour ne pas se faire reconnaître et ne pas subir un mauvais sort de la population. Le 28 avril, à Fréjus, il embarque sur un bateau anglais à destination de l'île d'Elbe. C'était sur cette même côte, le 9 octobre 1799, que le jeune général Bonaparte avait débarqué d'Égypte. C'était il y a 15 ans. Il arrive dans son futur royaume le 4 mai 1814 dans la matinée. Napoléon paraît tout d'abord résigné à séjourner paisiblement dans l'île d'Elbe. Il s'installe au palais des Mulini à Porto-Ferraio, la capitale de l'île. Ce qui est assez frappant dans l'occupation de Paris en 1814, c'est qu'au fond, on n'a pas poursuivi les anciens dignitaires du régime. On les a laissés continuer leur vie à peu près normalement. Et il y a même eu mieux, c'est que les Alliés ont totalement respecté et même sont allés rendre hommage à l'ex-impératrice Joséphine qui vivait à ce moment-là à Malmaison. Il y a eu plusieurs visites de souverains, dont les visites du tsar Alexandre, et on dit que c'est pour faire sa coquette en présence du tsar, que Joséphine se serait mal couverte pendant une promenade et qu'elle aurait contracté la maladie qui allait lui être fatale. Et effectivement, pendant que Napoléon s'installe à l'île d'Elbe, Joséphine meurt à Malmaison. Joséphine est morte à Malmaison en 1814.
Elle est morte à un moment très troublé de l'histoire de la France, puisque les Alliés avaient envahi le pays et qu'ils étaient à Paris. Et Joséphine souhaitait protéger sa famille. Et elle a donc reçu le tsar Alexandre Ier. Et c'est au cours d'une réception qui ne s'est passée non pas à Malmaison, comme on le dit souvent, mais chez sa fille, la reine Hortense, au château de Saint-Leu, que Joséphine a pris froid. Elle a très vite été obligée de s'aliter et l'angine de poitrine qu'elle a eue s'est développée. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les antibiotiques et l'infection s'est développée considérablement et a emporté en quelques semaines Joséphine, qui s'éteint à Malmaison dans sa grande chambre le 29 mai 1814. Lorsque Napoléon est arrivé à l'île d'Elbe, manifestement, il ne savait pas. Il ne savait pas ce qu'il comptait faire dans les mois à venir. Ça, c'était incontestable. Il était probablement quelque peu abattu par ce qui s'est passé, abattu par l'abandon d'un certain nombre de ses proches. Épisodi importanti sono l'arrivo della mamma. Un des moments clés fut l'arrivée de sa mère qui n'habitait pas très loin. Un personnage plutôt important et assez dur, mais intéressant. L'autre figure féminine injustement considérée est Pauline. Pauline est très généreuse et rejoint Napoléon à l'île d'Elbe. Elle lui redonne le sourire. Elle reste du 1er novembre jusqu'au départ de Napoléon, le 26 février. Il a pensé, en tout cas pendant plusieurs semaines, que son fils et sa femme reviendraient le rejoindre. Comme d'ailleurs Pauline et Madame Mère sont venues le rejoindre, comme Marie Walewska, avec le petit Alexandre, sont venus également le rejoindre. Bon, il a découvert malheureusement très rapidement que, s'agissant de Marie-Louise, la cause était probablement entendue. Marie-Louise feignait d'aller à Aix prendre les eaux. En réalité, elle était déjà entre les mains de Neiperg, que Metternich lui a jeté, si je puis dire, afin qu'elle puisse joyeusement, je pèse mes mots, oublier son mari, le père de son enfant. Napoléon n'est pas homme à s'apitoyer sur son sort. Il va révolutionner l'île. Quand il arrive, Napoléon veut que tout soit comme à Paris, parce que le standard de vie quotidienne à l'île d'Elbe est très lointain du style de la vie parisienne. Il lance plusieurs grands chantiers de construction, écoles, hôpitaux, ouvre des routes. Il réforme l'activité économique de l'île, relance la vie sociale de son petit royaume. Les habitants sont ravis. Mais c'était à prévoir, Napoléon commence à s'ennuyer. Et à la fin de 1814, il commence à recevoir des nouvelles de la France disant que les Bourbons ne sont pas vraiment populaires. Et c'est le moment à partir duquel il commence à penser qu'il peut peut-être rentrer en France. Mais rapidement, il comprend que Louis XVIII n'a pas l'intention de respecter les clauses du traité de Fontainebleau. Louis XVIII n'a pas honoré cet engagement. Voyons quoi, incontestablement, la situation financière, matérielle de l'empereur et plus largement des pouvoirs publics de l'île d'Elbe devenait intenable. D'après ces informations, les coalisés voudraient même le déporter dans une île lointaine, Sainte-Hélène. On parlait à Vienne, notamment entre Talleyrand et Castlereagh, qui était le Premier ministre britannique. On parlait d'une déportation de l'empereur dans une île de l'Atlantique. On parlait d'assassiner l'empereur.
Ça n'était pas simplement une formule, ça n'était pas simplement une appréhension sans fondement. On sait aujourd'hui que Talleyrand n'était pas totalement hostile à cette idée. Le 24 avril, Louis XVIII débarque à Calais en provenance d'Angleterre. À Compiègne, les maréchaux, tous ces hommes sculptés par Napoléon, vont au-devant du roi. Ils portent tous la cocarde blanche. Par le traité de Paris, signé le 30 mai 1814, les frontières de la France retrouvent leur tracé d'avant 1792. Toutes les conquêtes de la Révolution et de l'Empire sont perdues, à l'exception de la Savoie, Montbéliard, Avignon et Mulhouse. Le 3 mai, le roi Louis XVIII franchit les barrières de Paris, cette ville qu'il avait quittée en fugitif dans la soirée du 20 mai 1791. L'accueil des Parisiens est glacial. La politique du roi est maladroite. Louis XVIII ne sait pas se faire aimer et s'entoure pour le conseiller de grands nobles qui lui soufflent une politique de retour aux valeurs de l'Ancien Régime. Le peuple, et plus particulièrement nous, les anciens militaires, lui reprochons d'être revenu dans les fourgons d'étrangers. De plus, on a perdu la rive gauche du Rhin, notre frontière naturelle pour laquelle on s'est tant battu. Une partie de la noblesse, le clergé et la bourgeoisie demandent une monarchie constitutionnelle et non pas un retour à un régime absolu, comme avant 1789. On ne va quand même pas avoir fait tout ça pour rien. Au bout d'un an, on aura 2 par-dessus la tête, dit Napoléon à Caulaincourt. 8 mois suffiront. La pression des émigrés rentrés dans les fourgons du roi, la soif de revanche des ultra-royalistes vont conduire le pays au bord de l'implosion. Les royalistes ont étrillé l'armée. 200 000 hommes sont licenciés et 30 000 officiers se retrouvent en demi-solde. On renvoie ces braves gens sans aucun ménagement et on crée des postes au profit des émigrés. Un demi-solde, c'est en fait un officier qui était mis à la retraite anticipée, puisque après 1814, on a en fait beaucoup trop d'officiers qui sont encore dans les garnisons, et il est décidé, au regard du lourd bilan humain qu'a causé 1814, de restreindre en fait les garnisons. Et donc, on a mis ces personnes en retraite anticipée et on leur a donné une demi-solde pour rente, d'où leur nom. Les armées napoléoniennes ont été licenciées. L'armée française a été licenciée. Et les officiers de cette armée, pour certains d'entre eux, ceux qui n'ont pas connu un certain nombre de problèmes, ceux qui n'ont pas connu la prison, ceux qui n'ont pas connu l'exil, qui ont pu tout de même rester, eh bien, se sont trouvés avec simplement une demi-solde. Suprême humiliation, maintenant pour faire partie de la garde royale, il faut être noble. À croire que la Révolution n'a jamais existé. Tout ceci va favoriser le retour de l'empereur. Celui-ci, informé par les journaux de la situation en France, comprend que la grande majorité des Français, si elle désire la paix, refuse de perdre les acquis de la Révolution. Le pays se donnera à celui qui voudra bien lui offrir ce qu'il désire. Napoléon embarque à bord du brick l'inconstant et fait voile vers la France. Les généraux Bertrand, Drouot et Cambronne, ainsi qu'un millier d'hommes de sa garde personnelle l'accompagnent. Le 1er mars 1815 au matin, dans la baie de Golfe-Juan, Napoléon foule de nouveau le sol français. L'aventure des 100 jours commence.
Conscient de l'échec cuisant de la campagne de Russie, la quasi-totalité de l'Europe décide de se liguer contre Napoléon. Napoléon n'est plus invincible. Cette fois-ci, on en a plus que la preuve. Donc, toute l'Europe se réveille. La 6e coalition voit le jour. Les Marie-Louise, soldats jeunes, inexpérimentés mais courageux, vont la combattre. En Allemagne, les victoires succèdent aux défaites. À Leipzig, la bataille des nations voit plus de 10 pays s'affronter. L'armée française recule, submergée par le nombre. Napoléon va voir petit à petit tous ses alliés l'abandonner jusqu'au tout dernier, les Bavarois et les Saxons en plein cœur de la bataille de Leipzig, qui est, à l'époque où nous nous situons, la plus grande bataille de tous les temps, puisque toutes les armées se retrouvent sur le même théâtre d'opération. Les combats se déroulent désormais sur le sol français. La campagne de France commence. Partout où se trouve Napoléon, c'est la victoire. Et Napoléon va retrouver, j'allais dire, son allant de jeune général, et il va signer là, ce qu'on appelle la campagne de France, qui est sur un plan stratégique et un plan tactique, quasiment une œuvre d'art. Ces maréchaux usés sont systématiquement battus. Les trahisons se succèdent, Paris est pris. 2 actions conjuguées vont le contraindre à l'abdication sans condition. La première, c'est la trahison, on peut le dire, de Marmont et de Talleyrand qui, à Paris, accueillent en libérateur les Alliés. Et puis surtout, tous les autres maréchaux vont contraindre Napoléon à mettre fin à la guerre en refusant le combat. Le 6 avril 1814, Napoléon fait ses adieux à Fontainebleau et prend le chemin de l'exil. Louis XVIII redevient un roi de France. Mais pour combien de temps ? Napoléon s'était embarqué sur un vaisseau anglais à destination de l'île d'Elbe. Pendant 10 mois, jusqu'à fin février 1815, Napoléon va vivre sur cette petite île, coincée entre la Corse et la côte italienne. Il croit un temps qu'il va pouvoir finir ses jours, tranquille, en famille, entouré de ses derniers fidèles. Au cours de cette période, Napoléon va espérer que son fils et sa femme vont venir le rejoindre. Peine perdue, Marie-Louise et le roi de Rome sont retournés en Autriche, où l'impératrice oublie son mari dans le tourbillon des fêtes viennoises. Le bruit court qu'il va être arrêté et déporté dans une île beaucoup plus lointaine, cette fois sans aucun espoir de retour possible. Enfin, Napoléon apprend que la France est lassée des maladresses de Louis XVIII. Et par le retour de certaines pratiques d'Ancien Régime. Le peuple est ulcéré de la morgue des émigrés, récemment rentrés dans les bagages de Louis XVIII, l'étranger. Il réclame son retour et aspire à retrouver les valeurs républicaines et la fierté des années impériales. Pour toutes ces raisons, Napoléon décide de rentrer en France. Le dimanche 26 février, après avoir entendu la messe à Porto Ferraio, l'empereur passe les troupes en revue, embrasse sa mère et embarque sur l'Inconstant. Le sort en est jeté, dit-il. Aller à Jacques d'Est, c'est le mot de César. Sicuramente
Pour moi, dès qu'il est arrivé à Elbe, il voulait partir. Ce n'est pas un endroit approprié pour confiner Napoléon. On comprend que son destin n'est pas de rester ici. Il y a plusieurs avis là-dessus, mais Napoléon ne pouvait pas rester à Elbe. C'était trop petit pour un tel personnage. Napoléon n'a avec lui que 1200 hommes, vestiges de la garde impériale. Pour reconquérir la France, il compte sur son prestige. Il a raison. On va assister, suivant le mot de Chateaubriand, à l'invasion d'un pays par un seul homme. Le 1er mars 1815, en début d'après-midi, il débarque près de Golfe-Juan. Soldats, venez vous ranger sous les drapeaux de votre chef. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle avec les couleurs nationales volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. La proclamation est célèbre. L'empereur confie à Cambronne l'avant-garde de ce qu'il appelle « ma plus belle campagne ». Vous ne tirerez pas un seul coup de fusil. Songez que je veux reprendre ma couronne sans verser une goutte de sang. À Paris, Louis XVIII tient pour une folie le retour de Bonaparte. Dans une proclamation au pays, il le traite de brigand, de hors-la-loi. Ordre est donné de le saisir, mort ou vif. Les royalistes, drapés dans leurs privilèges, ne doutent de rien. Louis XVIII, d'abord, c'est le frère de Louis XVI. Louis XVIII revient au pouvoir dans les bagages de l'étranger. Dans le bagage des Anglais, des Russes, des Autrichiens. Donc, c'est un personnage âgé, Louis XVIII, un peu de temps aussi. Il a des problèmes de santé, des problèmes de gouttes, il est assez volumineux. Et il n'a pas compris les changements qu'il y avait eu en France. Il n'a pas pris la juste mesure de l'évolution de la France durant ces 20 dernières années. Et surtout, il est entouré de royalistes, plus royalistes que le roi, et qui veulent que les choses reviennent comme avant 1789. C'est strictement impossible. À Vienne, où depuis des mois Prussiens, Russes, Autrichiens et Anglais redessinent la carte de l'Europe, la nouvelle du retour de Napoléon fait l'effet d'une bombe. So we have this great congress. Donc nous avons ce grand congrès ayant lieu après les guerres, où les Alliés déterminent comment ils vont redessiner la carte de l'Europe, et cela va prendre beaucoup de temps. De grands hommes d'État y participent. Wellington pour la Grande-Bretagne, Talleyrand pour la France, Metternich pour l'Autriche et Nesselrode pour la Russie. Donc cette grande conférence de paix a lieu, on discute de l'avenir de l'Europe après que cette longue guerre soit finie, et au milieu de tout cela, Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe, retourne en France où il reprend le pouvoir, et c'est la consternation. L'objectif de ce congrès est totalement réduit à néant, et tous les hommes d'État doivent retourner rapidement dans leurs nations respectives pour réfléchir à comment ils vont gérer le retour de cette menace. Le retour de l'empereur est considéré comme une déclaration de guerre. Cette dernière coalition est peut-être la plus soudée. Ils veulent abattre Napoléon. Ils ne veulent plus de Napoléon. Napoléon leur fait peur. Napoléon leur fait peur pour tout un tas de choses, et que Napoléon, en fait, finalement, c'est la continuation de la Révolution française. Dehors, le gros Louis XVIII, incapable et indécis. Retourne en Angleterre et reste-y, ça fait 1 an qu'on attend ça. Il est de nouveau possible de retrouver la fierté d'arborer la cocarde tricolore. On va pouvoir librement discuter de nos années de service, montrer avec joie nos cicatrices reçues pour la gloire de la France. Et surtout, on va toucher une solde entière après presque 1 année de misère. Les armées napoléoniennes ont été licenciées. L'armée française a été licenciée. Et les officiers de cette armée, pour certains d'entre eux, ceux qui n'ont pas connu un certain nombre de problèmes, ceux qui n'ont pas connu la prison, ceux qui n'ont pas connu l'exil, qui ont pu tout de même rester, eh bien, se sont trouvés avec simplement une demi-solde. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y avait pas de quoi vivre s'ils n'avaient pas des ressources personnelles. Enfin, on va pouvoir leur faire ravaler leurs insultes et leurs brimades à tous ces petits messieurs de là-haut, tous ces perruquiers, vandards et hautains, dont les seuls mérites sont d'avoir fui la France après 1789 et en plus d'avoir combattu la République. L'empereur est revenu, tout va changer. Pour remonter vers Paris, Napoléon a choisi la route des Alpes. Il veut éviter la Provence, toujours fanatiquement royaliste. Quelles pouvaient être les voies pour reconquérir Paris? Quel pouvait être le parcours? En fait, il y avait 2 façons d'arriver rapidement à Paris. Soit alors on empruntait
le Rhône, c'est-à-dire en emprunter la vallée du Rhône. Mais il n'en était pas question, car tout simplement Napoléon s'est souvenu que lorsqu'il a été acculé à aller à l'île d'Elbe, en Provence, les choses se sont très mal passées, il avait été injurié, bref, une fraction de la population, poussée d'ailleurs par des royalistes jusqu'au boutistes, était manifesté une hostilité sans faille et sans borne à la personne de l'empereur. Deuxième hypothèse, et c'est celle qu'il a retenue, passer par les Alpes, car il se souvenait que le Dauphiné, notamment la ville de Vizille, avait été à l'origine de la Révolution française. Le chemin est abrupt et enneigé. L'empereur marche à pied, un bâton à la main au milieu des troupes. Grasse, Castellane, Digne, Sisteron ont fait parfois 50 km dans la journée. Au fur et à mesure, la petite armée de Golfe-Juan s'étoffe, ralliant au passage plusieurs centaines d'anciens soldats. Napoléon refuse en revanche d'incorporer les paysans en armes. Il se veut le garant de l'ordre, le tenant de la légitimité du pouvoir, et non le chef d'une simple faction. Seule l'armée, force régulière et légale, doit prendre les armes et le suivre. Le 7 mars 1815, à Laffray, un village près de Grenoble, le moment de vérité. Le 5e régiment de ligne, sous les ordres du commandant Delessart, barre la route. Ordre est donné de tirer sur Napoléon et les siens. L'empereur arrête ses hommes, descend de cheval et s'avance, seul, vers les soldats à la cocarde blanche. Soldats du 5e, je suis votre empereur, reconnaissez-moi. Un bruyant silence. Personne ne bouge. Il s'avance encore de quelques pas, ouvre sa redingote grise. S'il est parmi vous un soldat qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Le voilà. Instantanément, un cri sort de 500 bouches. Vive l'empereur! La route de Grenoble est ouverte. La ville est acquise à l'empereur par l'entremise du colonel la Bédoyère qui a rallié les troupes à la cocarde tricolore. Il sait que tout va se jouer à Grenoble, dont il a dit avant Grenoble, j'étais un aventurier, et à Grenoble, j'étais un prince. Cela voulait dire, en traduction d'aujourd'hui, la prise de Grenoble est essentielle à ma marche sur Paris, et c'est ce qui va se passer. Après les 100 jours, la Bédoyère paiera de sa vie son ralliement à Napoléon. Les royalistes le feront fusiller. Le 10 mars, à 9 h du soir, Napoléon entre à Lyon. La ville est prise de frénésie. 200 000 hommes, ouvriers, bourgeois, soldats hurlent leur joie. Ils s'installent à l'archevêché, dans les appartements quittés le matin même par le comte d'Artois. À Lyon, il est à nouveau l'empereur. Les décrets s'enchaînent, foudroyants. Il abolit la noblesse et les droits féodaux, rétablit le drapeau tricolore, restitue aux membres de la Légion d'honneur leur traitement, met sous séquestre les biens des Bourbons. Bref, il gouverne. Napoleon's return from Elba in 1815 is one of his greatest exploits. Le retour de Napoléon de l'île d'Elbe en 1815 est à mon avis, est à mon sens, l'un de ses plus grands exploits, car il quitte des milliers d'hommes pour reprendre un territoire qui est entièrement gouverné par les autorités monarchiques. Son intention est de retourner au pouvoir sans tirer un seul coup de fusil, et il réussit à le faire. Mâcon, Tournus, Auxerre. Les grognards, malgré les marches forcées, ne grognent plus, grisés par l'approche de Paris. À Auxerre, Napoléon a un rendez-vous. Le 19 mars 1815, le maréchal Ney, qui s'était mis au service de Louis XVIII et qui avait promis de ramener l'usurpateur dans une cage de fer, l'y attend avec des troupes en armes. Dès sa rencontre avec Napoléon, Ney, penaud, tente de justifier à l'empereur son ralliement au Bourbon. Mais Napoléon ne le laisse pas s'expliquer. Il ne souhaite pas revenir sur le passé. Il ouvre les bras. Ney s'y précipite, sous les hurrahs des soldats chargés d'arrêter l'empereur. Dans la soirée du lundi 20 mars 1815, moins de 3 semaines après avoir débarqué, Napoléon entre au palais des Tuileries. L'aigle a volé de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Le 20 mars 1815 au soir,
Napoléon se réinstalle aux Tuileries, lesquelles Tuileries ont été abandonnées le matin même par Louis XVIII. C'est un changement de pouvoir quasiment sans tirer un coup de fusil, avec, il faut le dire, l'aide de l'armée, avec une population qui est totalement tétanisée par ce nouveau changement. Et c'est donc le début d'une période que nous appelons les 100 jours, mais il faut savoir que le nom de 100 jours a été donné à cette période par les royalistes, puisque c'est au moment du retour de Louis XVIII, 100 jours après le retour de Napoléon, que le préfet de la Seine accueillera le roi à Paris en lui disant « Voici 100 jours que votre majesté a été privée de l'affection de ses sujets ». Le roi, la famille royale et les princes ont fui Paris la nuit précédente. Louis XVIII reprend une fois de plus le chemin de l'exil. Le peuple aime toujours l'empereur, en réaction aux Bourbons. L'armée, dans sa grande majorité, ravie de retrouver ses prérogatives, est favorable à l'empereur. Une exception notable, les grands officiers et les maréchaux qui, désireux de jouir de leur fortune, ne souhaitent plus se battre. Pour Napoléon, la restauration des Bourbons n'a été qu'un mauvais rêve. Il se fait fort d'effacer les traces du régime royaliste. Il reprend presque tous ses ministres de 1814. Il y a une femme qu'il ne reverra plus. Joséphine s'est éteinte pendant qu'il était à l'île d'Elbe. C'est le cœur serré qu'il ira à la Malmaison, marchant tout seul, les mains dans le dos, en se rappelant des jours heureux. Le temps presse. Il faut reconstituer les finances, forger une nouvelle armée. Je suis seul en face de l'Europe, dit Napoléon. Il souhaite la paix, comme d'habitude. Mais les coalisés préparent la guerre, comme d'habitude. Les puissances européennes refusent en effet de signer la paix que Napoléon leur propose. Napoléon acceptait de cantonner la France à ses frontières naturelles de 1792. Les Alpes, les Pyrénées, le Rhin et les Ardennes. Quasiment la France telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pourtant tellement plus réduite que le grand empire des 130 départements. C'est une offre raisonnable. Il est clair que les grandes puissances européennes n'ont pas d'objectifs territoriaux. C'est à Napoléon, et à lui seul qu'elles en veulent, de façon irréductible. Tous les pays de la 7e coalition, quasiment l'Europe entière, prennent les armes contre lui. À l'île d'Elbe, Napoléon a renoué avec Murat. C'est pour le roi de Naples la meilleure garantie de garder son trône. N'attendant pas l'ordre de l'empereur, Murat attaque les Autrichiens avec ses Napolitains. Grave erreur. À Tolentino, la défaite est sans appel. Une folle épopée qui fait perdre son trône à Murat. Napoléon est furieux. Il perd la seule chance de diversion qu'il ait pu espérer. En octobre 1815, Murat débarque avec une poignée de partisans en Calabre. Une idée fixe, récupérer son trône. À Vienne, on en a décidé autrement. Le 13 octobre, Murat est fusillé. Dès que j'ai su que l'empereur était de retour, j'ai tout de suite repris du service. La tâche qui nous attend est immense. La 7e coalition se forme et toute l'Europe se mobilise contre nous. Plus de 700 000 hommes ont pris les armes et se rassemblent pour envahir la France. Sur le front sud, 50 000 Espagnols sont prêts à nous attaquer sur les Pyrénées et 70 000 Austro-Sardes menacent les Alpes. Sur le front nord, plus de 100 000 soldats anglais et hollandais sont déployés contre nous en Belgique. 120 000 Prussiens avancent en Allemagne de l'Ouest pour faire leur jonction en Belgique avec les forces anglo-hollandaises. Plus à l'est, une grande armée de 210 000 Autrichiens, encore cantonnés en Autriche, est en train de traverser la Bavière. Enfin, une armée de plus de 170 000 Russes se trouve encore à l'est de l'Allemagne et arrive à marche forcée vers l'ouest pour participer à la Curie. C'est notre dernière chance, cette fois. On doit vaincre ou disparaître. Napoléon, qui a beaucoup de problèmes politiques à l'intérieur de la France, il ne comprend pas bien cette espèce de parlementarisme qui lui a été imposé à son retour de l'île d'Elbe, a besoin, pour à la fois se libérer des pressions intérieures et se libérer des menaces extérieures, il a besoin d'une grande victoire militaire. Alors il décide de prendre l'offensive le premier et de prendre l'offensive contre les armées qui lui sont le plus proches, qui sont le plus proches de la frontière française, c'est-à-dire les Prussiens et les Anglais qui se trouvent au sud de l'actuelle Belgique.
il décide de répéter à cette occasion la manœuvre qui lui avait tellement bien réussi en Italie en 1796, qu'on appelle manœuvre sur position centrale, c'est-à-dire qu'il s'insère entre ses deux ennemis pour les battre successivement. Et c'est donc cette campagne qui va conduire à la bataille de Waterloo. C'est une campagne qui dure 4 jours, au cours de laquelle il y aura 2 batailles et qui sera une des plus meurtrières des guerres napoléoniennes. En prenant soin d'éviter la conscription, Napoléon met sur pied, rappelant d'anciens soldats, une armée de 300 000. Seulement, la nécessité de couvrir les frontières l'oblige à diviser ses forces. À la veille de la campagne, il ne dispose que de 125 000 hommes. Une armée solide, aguerrie, avec une faiblesse, ses chefs. Soult, qui avait si bien servi les Bourbons, devient major général. Il ne valait pas Berthier, loin de là. Mortier, à qui on confie le commandement de la garde, se fait porter malade. Au dernier moment, l'empereur fait appel au service de Ney, mais le prince de la Moscova, lui aussi, a bien changé. Une grosse partie de l'état-major marche à contre-cœur et n'attend qu'une chose, c'est que Napoléon soit battu le plus vite possible. Je crois que ça peut expliquer beaucoup de mystères de Waterloo, parce que c'est des choses qu'après, ils ne pourront jamais revendiquer. Les armées prussiennes et anglo-hollandaises sont pour nous la menace la plus directe. Elles sont déployées en Belgique, près de Bruxelles. Elles sont encore divisées, mais réunies, elles totaliseraient environ 220 000 hommes aguerris. Il faut impérativement empêcher leur jonction. Cela tombe bien. Wellington est à Bruxelles, Blücher à Namur. Le plan de l'empereur est simple. Enlever Charleroi par surprise, franchir la Sambre, prendre position sur la route Namur-Bruxelles et ainsi rompre les communications entre Anglais et Prussiens. Le maréchal Ney arrive de Paris. Le 16 juin, aux 4 bras, il rate une belle occasion de détruire une partie de l'armée de Wellington. Il ne lance pas la poursuite, laissant Wellington se réorganiser et trouver un site défensif plus adéquat, un peu plus au nord, sur la route de Bruxelles. Ce sera le mont Saint-Jean, dans la plaine, près du village de Waterloo. De son côté, le même jour, Napoléon, avec 68 000 hommes, bat les 84 000 Prussiens de Blücher. C'est la bataille de Ligny. Wellington, informé de la défaite de ses alliés, dira « Le vieux Blücher a reçu une sacrée bonne fessée. » L'empereur a une telle puissance auprès de son armée qu'on ne fait rien, aucune initiative. Donc on attend les ordres. Et dans les prix de 11 h du matin, tout à coup il se réveille et appelle le maréchal Grouchy et lui dit « Voilà mon cher Grouchy, les Prussiens sont battus, sont défaits, ils se retirent vers l'Allemagne, donc vers l'est, vers Namur, je te donne 33 000 hommes et tu me les poursuis jusqu'à ce que tu les retrouves. » L'orage a éclaté. Une pluie diluvienne qui change les chemins en torrent de boue. Grouchy avance lentement, trop lentement. Waterloo, mort de plaine. Le mot de Victor Hugo est on ne peut plus juste. Ce 18 juin 1815, la pluie n'a cessé qu'au petit matin. Le terrain est détrempé, boueux, et certains endroits sont même impraticables pour la cavalerie et l'artillerie qui s'embourent. L'infanterie elle-même peine à prendre ses positions de départ. Les divisions sont disposées d'est en ouest face aux positions anglo-hollandaises. Notre droite, à l'est, fait face à la ferme de la Haie-Sainte. Notre aile gauche est face à la ferme fortifiée d'Hougomont sur le flanc ouest. Au centre, près du village de Plancenoit, est placé le gros de nos forces avec la cavalerie et la garde impériale. Légèrement en retrait, près de la ferme de la Belle Alliance, une butte appelée le Caillou sert de quartier général et de point de vue à l'endroit. À 11 h 30, de la ferme de la Belle Alliance, son quartier général,
Napoléon donne le signal. 120 bouches à feu se déchaînent. Napoléon écrit une dépêche à Grouchy pour lui demander de le rejoindre. Malheureusement pour Grouchy, pourrait-on dire, il ne va pas recevoir les ordres que lui envoie Napoléon à travers son chef d'état-major de l'époque, qui est le maréchal Soult, qui a pris la suite de Berthier sur le champ de bataille. Et Grouchy, ne recevant pas les ordres de Napoléon, ne va pas comprendre que les Prussiens lui échappent et retournent prêter main forte aux Anglais de Wellington et vont donc battre sur le champ de bataille de Waterloo Napoléon, qui s'attendait à voir arriver Grouchy, mais qui, en échange, va voir arriver les Prussiens dirigés par Blücher. La première attaque est portée sur la ferme d'Hougoumont, sur la droite anglaise, par le corps de Reille. Wellington ne renforce pas sa position, mais les soldats qui se trouvent là-bas, des gardes et des carabiniers, tiennent la position pendant longtemps. La bataille de Hougoumont est une mini-bataille dans la bataille, qui attire toutes les réserves françaises et qui devient le point de concentration de la bataille. Les Anglais craignent que la ferme perdue, leur droite ne soit débordée par l'armée française. Et c'est pour ça qu'ils vont s'acharner à défendre cette ferme. À 13h, les troupes sont aperçues en direction du nord-est. L'espace d'un instant, Napoléon croit que ce sont les troupes de Grouchy, mais ce sont les Prussiens qui arrivent. La nouvelle est rude. Le corps de Drouet d'Erlon se précipite sur les tirailleurs anglais, broyant tout sur son passage. C'est à ce moment que les Écossais, cachés dans une blé, se relèvent et fusillent les Français à bout portant. Wellington a inventé une tactique que les Français n'aiment pas beaucoup. Wellington dispose toujours son armée sur une crête, à l'abri des tirs de préparation d'artillerie. On ne voit pas les troupes, on ne voit pas les régiments. Le temps joue en la faveur des coalisés qui se renforcent à chaque minute. Si seulement Grouchy pouvait arriver. Au lieu de marcher au canon, selon les conseils avisés de son état-major, il préfère suivre à la lettre les ordres de Napoléon qui sont rejoindre et anéantir les forces de Blücher. Vers 16h, Ney, enchanté de son succès obtenu à la Haie-Sainte, décide de son propre chef de lancer sa cavalerie à l'attaque. Voyant cela, l'infanterie anglaise se forme en plusieurs grands carrés. La cavalerie française vient buter contre eux sans les entamer. Elle reflue au prix de lourdes pertes. Napoléon, Ney a perdu la tête. Le malheureux, s'écrie-t-il. C'est la seconde fois en 48 heures qu'il compromet le sort de la France. Comme à la parade, les Prussiens arrivent en masse sur le champ de bataille. Napoléon doit maintenant combattre contre plus de 130 000 coalisés. Ney décide alors de lancer une nouvelle attaque massive de cavalerie au centre du dispositif allié. Et à la fin, on ne sait plus où sont les escadrons, on ne sait plus où sont les régiments, les chevaux sont crevés, ça s'arrête. Fauché à bout portant par la mitraille et les carrés anglais, l'attaque est un échec sanglant et saigne à blanc la cavalerie. Il est 18h. En voyant notre front fléchir, Wellington a ordonné de passer à l'offensive sur toute la ligne. Sous la poussée, nos régiments perdent pied les uns après les autres. L'empereur décide alors d'envoyer la vieille garde attaquer au centre pour essayer de renverser le cours des choses. Mais l'attaque est elle aussi un échec et porte un grave coup au moral de nos troupes. Le cri tant redouté et jamais prononcé circule alors sur tout le front comme une traînée de poudre. La garde recule. Toute l'armée se débande et entame une retraite générale vers Genatte. Notre déroute est totale. Seule la vieille garde recule en bon ordre, s'ouvrant une voie à travers un océan ennemi. On se bat avec la rage du désespoir. On crie aux soldats de se rendre. « Merde !» hurle Cambronne, qui ajoute, selon la légende, « La garde meurt et ne se rend pas !» Ney, lui, est dans un état effrayant. Il cherche la mort, ne la trouve pas et crie « Venez, mes amis, venez voir comment meurt un maréchal de France !» Napoléon, le visage sombre, marche au milieu de ses grenadiers. On laisse 30 000 hommes sur le champ de bataille. Napoléon arrive à Paris à l'Élysée le 21 juin.
À Caulaincourt, il avoue « Le coup que j'ai reçu est mortel ». Pourtant, de retour à Paris, Napoléon s'illusionne encore sur le sort des armes, en faisant le compte des forces qu'il pourrait réunir. Mais pour la seconde fois, ses maréchaux et les représentants des chambres le poussent à abdiquer. C'est chose faite. Le 22 juin 1815, il abdique en faveur de son fils, le roi de Rome. Quelle illusion! Il se réfugie ensuite à la Malmaison, où il reçoit la visite de Marie Walewska, sa fidèle épouse polonaise, qui lui offre ses bijoux pour l'aider. Quelle grande dame! Début juillet 1815, les armées coalisées, regroupées, entrent en France. Le gouvernement provisoire demande à Napoléon de s'éloigner de Paris. Il a abdiqué, Fouché est aux affaires et on lui demande de s'éloigner de Paris. Alors il passe un petit moment à Malmaison et ensuite le gouvernement provisoire l'informe que des bateaux vont l'attendre à Rochefort et que ces bateaux vont le transférer où il voudra, aux États-Unis ou ailleurs. Donc il se rend là-bas, évidemment les bateaux sont là mais les Anglais ont déjà bloqué la rade. Il va passer sur l'île d'Aix et c'est à l'île d'Aix qu'il va se poser la question de que faire. Il va y passer 3 jours, les derniers sur cette terre française qu'il a tant aimée. Il écrit au prince régent d'Angleterre « En but aux factions qui divisent mon pays et face à l'inimitié des plus grandes puissances d'Europe, j'ai terminé ma carrière politique. Et je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ses lois. » Après la défaite de Waterloo, il s'interroge évidemment sur ce qu'il va devenir, ce qu'il va faire, et il se prend à rêver d'une retraite paisible, d'abord aux États-Unis, et puis ensuite il se dit qu'au fond, comme les anciens, il va s'en remettre à son plus terrible ennemi, à l'Angleterre, et que l'Angleterre va l'accueillir sur son sol et le laisser terminer bourgeoisement sa vie dans la campagne anglaise. Napoléon se trompe. When he is finally taken to the bay of Torbay, they try to serve a writ on him to try and get him to land on British soil in the hope that they can say habeas corpus, he's in the country, he has to appear at a trial and therefore they can't send him away. The British are very careful never to let him to set foot on British territory because there's this legalistic thing going on. If he actually lands, then he will have rights as a refugee. Alors là, il y a une grande discussion entre les historiens, mais les historiens français pensent plutôt que les Anglais lui ont tendu un piège. C'est-à-dire que le capitaine d'un des bateaux qui se trouvait devant l'île d'Aix, le capitaine Maitland, qui commandait le Bellérophon, l'attire sur le bateau en lui disant que, oui, bien sûr, il va le conduire en Angleterre. Et Napoléon se laisse faire, monte sur ce bateau, et à ce moment-là, le piège se referme, puisqu'il est devenu le prisonnier des Anglais. Les coalisés ont décidé de l'envoyer sur l'île de Sainte-Hélène. C'est un rocher perdu en plein milieu de l'Atlantique Sud, à mi-chemin entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Le 15 octobre 1815, après 67 jours de mer, Napoléon, à l'aide de sa lorgnette, inspecte Sainte-Hélène, une forteresse de basalte noir. Il grommelle. Ce n'est pas un beau séjour. J'aurais mieux fait de rester en Égypte. Je serai à présent empereur de tout l'Orient. Sainte-Hélène, c'est une escale sur la route des Indes. Les Anglais y installent 2500 militaires pour garder un homme. À ses côtés, une poignée de fidèles. Le grand maréchal Bertrand, les généraux Gourgaud et Montholon, Lascaz et son fils, Marchand, son fidèle valet de chambre et une dizaine d'autres personnes de sa maison. Il débarque, il va rester dans une pension de famille à Jamestown pour la première nuit. Et la première journée, il décide de chevaucher jusqu'à la maison qui lui a été attribuée, Longwood House. Et évidemment, rien n'était prêt. Et sur la route du retour, il voit une petite maison juste au-dessus de la ville, un petit pavillon qui s'appelle les Briards, une maison avec un petit pavillon. Le 20 octobre 1815, l'empereur s'installe pour 6 semaines aux Briards. Un modeste pavillon que M. Balcombe, riche négociant colonial, a fait construire pour donner des goûters aux enfants. Il va y passer ce que l'on peut appeler
les jours roses de la captivité, entouré de la sympathie de ses hôtes et des soins de Lascaz. En décembre, il emménage à Longwood, le plus mauvais endroit de l'île, un plateau constamment battu par les vents, fouetté par la pluie. Longwood aujourd'hui que l'on visite, donc que ça soit le salon où il est mort, que ça soit sa salle à manger, que ça soit ses 2 chambres ou sa salle de bain, toutes ces pièces étaient excessivement malsaines. L'eau suintait de partout, les murs, puisqu'il n'y avait pas d'irrigation. Le plancher était constitué de planches disjointes, où les rats pullulaient en dessous, avec l'eau stagnante, donc avec cette odeur de moisissure, de bois pourri. L'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, c'est ça. Dans les communs aménagés s'entasse sa petite cour de fidèles. À Longwood, l'étiquette est la même qu'aux Tuileries. À la médiocrité de son habitation, par cet apparat, il donne un air de palais. Souvent, à la fin des repas, il lit, commente les auteurs, aux membres de son entourage. Il évoque le passé, le sien, et fait la critique de ses propres actions. Napoléon forge sa légende en dictant ses mémoires à Lascaz. Le mémorial de Sainte-Hélène sera son testament, sa justification. Par exemple, au Briard, il y a une allée qui s'appelle l'allée du philosophe, et il faisait sans cesse des allers-retours, et Napoléon, non-stop, parlait. Et Lascaz ne faisait que se taire et écouter. Donc vous voyez, déjà, c'était un défouloir terrible, mais fabuleux, puisque ça nous a donné, ça donnait naissance au mémorial, qui maintenant est un classique. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, avec Lascaz, l'élément le plus important, c'est sans doute l'opinion personnelle de Napoléon sur les grandes forces en présence du monde, et en particulier sur l'opposition future que Napoléon prévoit dans le mémorial de Sainte-Hélène entre le continent américain, et pour simplifier les États-Unis d'Amérique, qui sont encore balbutiants à l'époque, et l'Empire russe, ce qui est un siècle avant finalement ce qui va se passer à Yalta. Ça, c'est ce qui est très important dans le mémorial de Sainte-Hélène. De manière moins importante et plus anecdotique, pourrait-on dire, ce sont les opinions personnelles de Napoléon, ses opinions personnelles religieuses, politiques, on va dire également économiques, qui sont ici ou là ramenées. Mais chez les autres mémorialistes que Lascaz, Bertrand, Gourgaud, Montholon, qui prennent également des notes, Napoléon cherche davantage à justifier son action en tant que chef de guerre et en tant que chef de l'État. Chef de guerre avec les campagnes d'Italie et d'Égypte, chef de l'État bien évidemment avec le concordat avec le pape, avec les paix successives traitées avec les Autrichiens, les Anglais, avec également l'empereur d'Autriche et l'empereur de Russie, mais surtout de faire comprendre à l'opinion que les coalitions qui se sont acharnées sur la France étaient des coalitions politiques avant même d'être militaires, et que ce que cherchaient les coalisés, c'était d'abattre la République française et non pas forcément Napoléon lui-même. Début 1816, le nouveau gouverneur de l'île s'appelle Hudson Law. Il va se comporter comme le plus vil des geôliers. Il refuse de lui donner son titre, l'appelant Général Bonaparte. C'est vrai que tout l'exil de Napoléon a été empoisonné par cet homme qui n'avait aucun sens du compromis, qui était vraiment très obtus, très étroit d'esprit. Hudson Law a à son actif, malheureusement pour Napoléon une nouvelle fois, d'avoir dirigé des Corses contre les Français. Ce sont les fameuses troupes des Corsican Rangers. Et de cela, Napoléon lui en voudra éternellement jusqu'à sa mort, puisque d'un homme qui aurait pu choisir les armes de manière, on va dire, traditionnelle, il en a fait un ennemi de sa Corse natale, et entre les deux hommes, aucune alliance, aucune relation
pas forcément d'amitié, on n'en était pas jusque-là, mais de relations d'équilibre, il ne sera question. De mesquinerie en humiliation, Napoléon y gagne une auréole de martyr. J'ai porté la couronne impériale de France, la couronne de fer de l'Italie, et maintenant l'Angleterre m'en a donné une autre, plus grande encore, celle portée par le Sauveur du monde, une couronne d'épines. Sainte-Hélène, petite île, écrivait l'écolier Bonaparte à Brienne. Il va y passer 6 ans, 6 longues années. Ici, ses nuits ont été plus longues que ses jours. L'empereur a perdu la faculté de commander au sommeil. Il lutte contre l'ennui et se réfugie dans ses souvenirs. Un par un, les compagnons du premier jour vont partir. Lascaz et son fils, expulsés par Hudson Lowe. Les Balcombes et Albine de Montholon regagnent l'Europe. Cipriani meurt. O'Meara est renvoyé par l'irascible gouverneur parce que trop proche de son illustre patient. Il y a un médecin important qui va se prendre d'amitié pour Napoléon, c'est O'Meara. Et parmi les grandes mesquineries d'Hudson Lowe, c'est de comprendre que de l'amitié naissant entre Napoléon et O'Meara, il ne doit bien sûr pas y avoir question. Et donc O'Meara va retrouver, au bout de quelques semaines seulement d'activité auprès de Napoléon, une lettre de renvoi purement et simplement en direction de l'Angleterre. Et donc O'Meara, de retour en Angleterre, va expliquer à l'opinion publique anglaise, dans un premier temps et bien sûr européenne, toutes ces mesquineries et en premier lieu que Hudson Lowe refuse d'accepter que Napoléon soit malade. Peu à peu, sa santé décline. Le moral n'y est plus et le climat use les hommes. Il est vrai que l'inactivité pour cet homme-là, le fait d'être effectivement à la merci des Anglais, de ne plus maîtriser comme il voulait le faire, ça, effectivement, ça a pesé sur son moral, ça a pesé sur effectivement, et aggravé ses maladies qui commençaient déjà à poindre les années précédentes, mais qui se sont considérablement aggravées. Dès que cet homme-là n'a plus maîtrisé tout, il perd des pieds, oui. Le 5 mai 1821, à 17h49, s'envole, comme l'écrit Chateaubriand, le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Napoléon est mort. Il est mort, il avait 51 ans. Le 5 mai 1821 à 6h-10. Et c'est pour ça que dans tous les musées napoléoniens, lorsque vous avez des horloges, elles sont toutes arrêtées à 6h-10, l'heure de la mort de l'empereur. L'autopsie du cadavre est faite sur le billard du salon par le docteur Antomarchi, qui diagnostique une maladie de l'estomac, la cause de sa mort. Il est inhumé à l'endroit qu'il a choisi, appelé le bol du punch du diable. Ultime mesquinerie anglaise, la pierre tombale est nue. Les Anglais n'ont pas voulu que l'on grave simplement le nom de Napoléon. When Napoleon dies in May 1821, there had been some hopes on the part of the Lorsque Napoléon meurt en mai 1821, les gens là-bas espéraient que son corps serait rapatrié en Europe. Je pense qu'il est évident que les Anglais et les autorités monarchiques en général avaient tellement peur de Napoléon qu'ils ne voulaient même pas que son corps soit rapatrié en Europe. On prend donc très vite la décision d'enterrer sur place à Sainte-Hélène.
So the decision is taken very quickly to bury him in Sainte-Hélène, and you can see already the kind of fear of Napoleon in the fact that there is no inscription à Sainte-Hélène, parce que les Anglais voulaient que Napoléon soit enterré en tant que général Bonaparte, car c'est ainsi qu'ils l'appelaient. Alors que les Français, eux, voulaient juste se souvenir de lui comme Napoléon. Dans son testament, l'empereur a écrit « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » En 1840, à la demande du roi Louis-Philippe, l'Angleterre accepte enfin de rendre la dépouille de Napoléon à la France. Il envoie son fils, le prince de Joinville, chercher à Sainte-Hélène le corps de Napoléon. À Cherbourg, la belle poule accoste. De ses entrailles, on sort le cercueil de l'empereur devant une foule émue et recueillie. On transfère le corps sur une péniche, une sorte de péniche, et il va descendre la Seine jusqu'à Levallois. Et Levallois, il fait froid, on est au mois de décembre, il fait un froid à pierre fendre, et il y a beaucoup de monde. C'est la nuit, il y a beaucoup de monde. Alors on extrait le corps de la péniche, on va le mettre sous un dôme, on va le mettre dans un hangar. Il y a un petit dôme, et on dit, les gendarmes d'ordonnance qui sont là, des jeunes blancs-becs, disent aux gens, poussez-vous. Et ils enlèvent tous leur manteau, c'est tous des anciens militaires, des anciens soldats, des anciens officiers de l'empereur, et on dit aux gamins, vous êtes gentils, il reste là l'empereur. Et ça a été le dernier bivouac, ils ont bivouaqué toute la nuit autour du cercueil de l'empereur. La nouvelle s'est répandue. Le convoi funèbre remonte la Seine jusqu'au pont de Neuilly et y stationne pour la nuit. Le lendemain, les restes de l'empereur sont installés dans un tombeau sous le dôme des Invalides. Plus de 200 000 personnes assistent au passage du convoi. J'y étais. Je l'ai vu passer devant moi. Un grand nombre de vieux grognards ont fait le déplacement et, en uniforme, rendent les armes au passage du grand homme qui nous a menés au combat pendant 20 ans. Le vieux maréchal Moncey, après avoir aspergé le cercueil d'eau bénite, a dit « Maintenant, rentrons mourir ». C'est une page d'histoire qui se tourne aujourd'hui. Napoléon est rentré chez lui. La mort de Napoléon a donné lieu à de très nombreux écrits, à de très nombreuses représentations, mais aussi à des rumeurs. Il y aurait, nous dit-on, des mystères autour de la mort et de l'inhumation de Napoléon. Alors il y a plusieurs auteurs qui disent d'abord que ce n'est pas Napoléon qui se trouve dans son tombeau à Sainte-Hélène, mais au contraire son maître d'autel qui s'appelait Cipriani. Alors, sans entrer dans les détails de cette thèse qui apparaît quand même largement farfelue, on peut dire que au moment de l'exhumation de Napoléon en 1840 à Sainte-Hélène, on a ouvert son cercueil. Et on a ouvert son cercueil notamment pour constater que c'était bien lui qui y était. Et il y avait là une foule assez importante, mais parmi cette foule, des compagnons de Napoléon qui l'avaient vu tous les jours, qui l'avaient vu pendant des années, Gourgaud, le fils Lascaz, le valet de chambre Marchand, etc. Et aucun d'entre eux n'a jamais émis le moindre doute sur le fait que c'est bien Napoléon qui reposait dans les cercueils que l'on a ramenés en France depuis Sainte-Hélène. Un autre mystère de Sainte-Hélène serait celui qui prétend que Napoléon aurait été empoisonné. Alors pour soutenir cette thèse, les tenants de l'empoisonnement, qu'on pourrait appeler les empoisonnistes pour simplifier, les empoisonnistes nous disent qu'il y a dans les cheveux coupés sur la tête de Napoléon à Sainte-Hélène une dose anormale d'arsenic. Et ils en concluent donc qu'il y aurait eu assassinat. Alors il y a effectivement de l'arsenic dans les cheveux de Napoléon coupés en 1821, mais il y en a aussi dans des cheveux qu'on lui a coupés en 1812, en 1805. Il y a aussi de l'arsenic dans les cheveux de Madame Mère, du roi de Rome, des sœurs de Napoléon, et on peut dire que ce simple élément ne constitue pas une preuve. Alors il faut aller regarder dans la documentation historique, et cette documentation historique ne laisse penser à aucun moment qu'il y aurait eu, dans l'entourage de Napoléon à Longwood, un assassin, et
les empoisonnistes désignant comme assassin le général de Montholon. Quand on étudie la carrière de Montholon, rien, évidemment, ne peut laisser penser qu'il ait eu ni envie, ni les moyens, ni l'occasion d'empoisonner l'empereur Napoléon. L'image de Napoléon, il ne faut pas la chercher en France chez les intellectuels, il faut la chercher plutôt dans le peuple. Et dans le peuple, aux Invalides, devant le tombeau de Napoléon, quand on a des conversations avec les gens simples, il y a une image extraordinaire de Napoléon. Il y a une religion napoléonienne. Il y a un culte de Napoléon parce que justement, ils ont compris qu'à travers cet homme, ils sont devenus plus grands. Il y a un mythe napoléonien qui parlera toujours parce que personne, dans l'époque moderne, n'a pu atteindre à ce point ses rêves. Mais il y a aussi une leçon morale, c'est une leçon d'espérance. Je pense que s'il est toujours présent, c'est qu'il y aura toujours des gens pour aller se ressourcer dans son exemple, dans ses mots, dans le mémorial de Sainte-Hélène, pour trouver dans sa vie un moment où vraiment ils reprennent de l'optimisme. Il y a une leçon d'optimisme, et en même temps, il a ramené la politique à l'homme. Voilà. Un homme peut être exceptionnel. Napoléon grandira à mesure qu'on le connaîtra mieux. Goethe a raison. Tout est dit. L'Empire a créé une vraie dynamique des peuples et a apporté un grand nombre de vraies avancées, tant humaines qu'institutionnelles. Les conquêtes napoléoniennes, en bouleversant les ordres établis, ont jeté les bases de nombreux changements étatiques. La Pologne, l'Italie, l'Allemagne et d'autres encore se sont servis de ces premières étapes pour accéder à leur unité ou leur indépendance. Enfin, la vision de Napoléon du Grand Empire est avant tout une vision européenne. Dépouillée de son caractère autoritaire, elle apparaît résolument moderne, méthodiquement organisée.